La fiscalité est également un outil de gouvernance et de justice sociale qui reflète le choix économique et les priorités politiques d'une nation. Dans ce contexte, la question de la place des femmes dans les politiques fiscales et dans les gouvernances économiques devient une question essentielle, car les femmes représentent aujourd'hui une force économique majeure dans nos sociétés. Elles sont entrepreneurs, professionnels, dirigeants d'entreprises, experts responsables, administratives, universitaires et actrices de développement économique. Elles contribuent chaque jour, souvent dans l'ombre, à la création, la richesse et au dynamisme économique de nos pays. Et pourtant, leur participation aux espaces de décision économique et fiscale demeure encore insuffisante. Or, pour une gouvernance économique inclusive et une condition essentielle pour construire les politiques publiques plus justes, plus efficaces et mieux adaptées aux réalités sociales. C'est précisément dans cet esprit que s'inscrit la mission de Suite, qui œuvre depuis sa création à promouvoir la participation des femmes dans les métiers de la fiscalité, encourager l'excellence professionnelle et contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de femmes leaders dans le domaine fiscal. À travers cette conférence, nous souhaitons ouvrir un espace de réflexion et de dialogue sur la manière dont les politiques fiscales peuvent contribuer au renforcement, à renforcer à la fois l'égalité de genre et la souveraineté économique de nos États. Il est désormais largement admis que le développement économique durable ne peut être atteint sans une participation pleine et entière des femmes à la vie économique et au processus de décision. Mesdames et messieurs, l'Afrique de l'Ouest fait aujourd'hui face à des défis majeurs: la mobilisation de ressources internes, la transformation de nos économies, la formalisation de l'activité économique, ainsi que la nécessité de renforcer la confiance entre l'État et les contribuables. Dans cette dynamique, la promotion d'une fiscalité inclusive et responsable constitue un enjeu stratégique dans nos pays. Je forme le vœu que les échanges qui auront lieu au cours de cette conférence permettent de faire émerger les idées nouvelles, de partager les expériences et de renforcer les systèmes entre les différents acteurs engagés dans la promotion d'une fiscalité plus équitable et plus inclusive. Je suis convaincue que les travaux de cette conférence contribueront à faire progresser la réflexion sur le rôle des femmes dans la construction d'une gouvernance fiscale moderne et au service du développement de nos États. Permettez-moi enfin d'exprimer toute ma gratitude à celles ou ceux qui ont contribué à l'organisation de cette rencontre et qui œuvrent chaque jour pour faire avancer les travaux de justice fiscale, d'égalité et de souveraineté économique. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite d'excellents travaux. Merci beaucoup, Madame la Vice-présidente, pour vos mots inspirants. Merci et merci d'accueillir nos invités au Sénégal et sur la petite côte à Saly. Merci beaucoup. Please now welcome Madam President of SWET West Africa, Mrs. Essie Dumasam, for the opening address. Distinguished guests, honorable speakers, esteemed participants, ladies and gentlemen, it is my great honor and privilege to welcome you to this important third International Society of Women in Taxation West African Conference, held under the theme, Women, Tax Policy and Economic Sovereignty in West Africa, Harmonizing Gender Equality and Fiscal Responsibility.
The conference aims to provide a strategic platform for professional development, policy dialogue, and leadership engagement, particularly in advancing inclusive growth and gender-responsive participation within our West African women's economic ecosystem. This event brings together policymakers, task administrators, academics, development partners, and professionals from across the region to reflect on how tax policy can promote inclusive economic growth while strengthening fiscal responsibility. Across West Africa, our countries confirm to pursue stronger domestic revenue mobilization as a pathway to sustainable development and economic sovereignty. Regional cooperation through institutions such as the Economic Community of West African States, ECOWAS, has reinforced the importance of building resilient economies that rely increasingly on effective domestic revenue mobilization rather than external dependence. However, as we discuss fiscal policy and revenue generation, we must also ask an important question. How inclusive are our tax systems? By this, we mean whether tax policies and practices fairly accommodate all segments of society, particularly women, who constitute a significant percentage of the workforce. This question challenges us to ensure that taxation supports and not hinder inclusive participation in economic life. Women play a central role in the economic life of West Africa. Studies show that between 90 to 95% of employed women in the region operate within the informal sector. In Ghana, the informal sector accounts for over 80% of total employment, and women own approximately 44% of small and medium enterprises, while contributing significantly to agriculture, production, and trade. Similarly, in Côte d'Ivoire, women drive cocoa and coffee marketing at the community level, supporting both family incomes and national productive chains. Across the region, these examples show that women are not peripheral to our economies. They are central to their functioning and growth. Yet, many women entrepreneurs, traders, and small business operations continue to face structural changes, including limited access to finances, regulatory barriers, and in some cases, tax systems that unintentionally place heavier burdens on small-scale enterprise. That is why the theme of this conference is both timely and important. Harmonizing gender equality with fiscal responsibility challenges us to rethink how tax policies are designed and implemented. It calls on us to ensure that taxation only mobilizes revenue for national development, but also creates an enabling environment for inclusive economic participation. When tax systems are fair, transparent, and responsive, they do more than raise revenue. They become powerful tools for economic transformation, poverty reduction, and sustainable development. As the distinguished Ghanaian economist George Aite once observed, Africa's development will come not from aid, but from unleashing the entrepreneurial potential of its own people. In West Africa, a significant part of that entrepreneurial potential lies with women market traders, farmers, professionals, and business leaders
whose contributions sustain our economies every day. The conference therefore provides a valuable platform for dialogue, research sharing, and policy reflection on how we can develop gender-responsive tax systems that strengthen economic sovereignty across West Africa. The topics of the technical and panel sessions resonate with current issues affecting the informal sector, regional tax administration, trade, and sustainable development. These discussions will help us to identify practical solutions that support both effective tax administration and inclusive economic participation. As we begin our deliberations, I encourage all participants to engage actively, share experiences from their respective countries, and contribute ideas that can shape more inclusive and effective fiscal policies for our region. As women, we also experience physiological changes throughout our lifetimes. One such change is menopause. I entreat us to pay closer attention to understanding both pre- and post-menopausal conditions. By doing so, we prepare ourselves to face any health challenges that may arise, ensuring that we continue to thrive as resilient, empowered, and unstoppable forces in both our personal and professional lives. In closing, let us remember that the conversation is not only about tax policy or revenue system, it is about people, opportunity, and economic justice. When women are empowered to participate fully in economic life, our economy grows stronger, our societies become more equitable, and our nation moves closer to true economic sovereignty. It is therefore my hope that the discussions and recommendations that emerge from this conference will help shape policies that are both physically sound and socially transformative for the future of West Africa. As I bring my address to a close, I take this opportunity to thank all sponsors, distinguished personalities, esteemed guests, participants, and organizing committee for making this conference possible. On behalf of the regional executives, I wish you a very fruitful and impactful conference. Thank you very much, and God bless you. What is it? Women talking and paying tax in a friendly manner. Thank you, Madam President, for these powerful, very powerful words. Thank you very much. A round of applause for Madam President. And as we reflect on these very inspiring words, let us continue our journey with voices that connect our region. And it's my great honor to invite our honored, very, very amazing lady. I saw her taking pictures earlier, Madame Dame Gladys Olajumoke, who's the past president of the Chartered Institute of Taxation in Nigeria, and who's our guest of honor. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici. Don't be deceived, I speak French. Je parle un peu, mais je comprends un peu aussi. But I speak English. Good morning, everybody. I'm very happy to be here. Very, very happy. I hope that as we are here, we will all network and think about why we are here. This
particular topic is very apt for now. Very, very apt for now. We all know what tax policy is. We all know what economic sovereignty is. We all know what fiscal policy is. So I won't go into all that. But I want to say that the first person that invested in a woman was God. Right? God invested in us. He gave us the life equal to that of a man, right? He created us from Adam's rib as a partner of equal standing, a companion, a foundational warm flesh of the same substance, not substandard, deserving of honor, on an equal partner. That is who we are. So I don't know why men are playing on us like that, and they are not giving us the chance to be like them. Because the world is like this because the men are not giving us our equal share on the table. So we need to continue to ask, because if you don't ask, if you don't fight for it, the men will not give it to us. And that is why we are here. What are we talking about? What are the inequalities that we are fighting for? Areas of gap. Areas of gap include education, access to finance, health and well-being, pay parity, discriminatory hiring and promotion practices, pregnancies discrimination, gender-based stereotyping. These are what we are looking at. And let's look at education. A woman that is educated, if you educate a woman, you educate the community. You educate the community. You give her economic opportunities that could transcend into the empowerment of her household and lift her family out of poverty. When a woman is educated, a community is educated, a generation, and in effect, a nation, all are better off from it. Fundamentally, a woman receives to give more. Education brings the best out of a woman. We are all here because we are educated. And this reflects in our homes, our demeanor, what we give to the society, what we give even to ourselves. Education brings out the best out of a woman. She radiates beauty, exhibits intelligence, confidence, courage, resilience, boldness, perseverance. Women have the inbuilt instinct to train, resolve problems, and are raised to be structured. We are raised to be structured. We wake up in the morning, what is the family going to eat? We are raised to multitask. You are cooking, you are talking to your children, get ready for school. You are talking to your husband, your tie is here, your shoe is here. You are multitasking. That is the way God wired us. So men should give us education. And the fiscal responsibility is for them to approve high budget for education, especially education for the girl child. Women, the girl child. We as women must continuously advocate for the education of the girl child. We need to create opportunities and structures favorable and safe for educational institutions. This is very important. So budgets should be allocated. Yes, tax policy must also be there to support more revenue allocation.
to things that affect women, to services that affect women. Let's look at access to finance. When a man gives us semen to fertilize a woman's egg, she gives back a new generation. Isn't that true? Women are creative, enterprising, and have the capacity to multiply whatever is given to us geometrically. We are very passionate to succeed, very, very passionate to succeed. Studies have shown that microfinance programs have shown that women are more likely to repay loans given to them timely. They are entrepreneurially wired and are more likely to reinvest their gains in high-yielding businesses, their family's health, as well as education, thereby creating multiple ripple effects in the economy that benefits society as a whole. Women make up about 70% of the micro, small, and medium enterprises and contribute substantially to GDP worldwide. Developing tax incentives to encourage female entrepreneurs will go a long way in promoting women's participation in economic development and reduce gender disparity. Fiscal policies could be tailored such that interest rates for women cooperatives and a certain entrepreneurial venture projects could be single digit. We need it, don't we? We need the tax incentives. We are there. See, a woman can be a fashion designer, can be a food vendor, can be a caterer, can run a nursery school, all at the same time. So we need incentives. We need something that will continue to encourage us to do more. Tax incentives, allocation from the budgets to such developments that will endear women to produce more. Health and well-being. Imagine a world without women. The world is because the woman lives. For the world to continue in perpetually, the woman needs to be taken good care of. We need to be taken good care of, don't we? Investing in women's education is key to healthy nations' economic viability. If your home is not settled, if your children are sick, and even men, you know men are babies, when they are sick, what do? You run helter-skelter, Abi? You run helter-skelter for them. So, we that we do that must be given good health facilities. We need to be given good health. When she is healthy, she is productive, ensures the well-being of her family, neighbors, and communities, and this impacts positively in the development of her family and environment. Access to reproductive health services and maternal health care services positively impacts community health and reduces infant mortality rate and maternal deaths during childbirth. Hey, ladies, women, listen to this. Family planning education and free medical services improve the health of the woman because of the spacing of childbearing. She's healthy and has time for her family and business. Isn't that true? The effect of this is that healthier children reduce the pressure in healthcare facilities and the financial pressure on the facilities is reduced. So if we are given the opportunity to space our children, we give more time because we have future for our children and we take care of them. So this needs to be done. There should be improved access to contraceptive and sex education, especially for the girl child. Should start early to avoid the stories that touch the heart. Government should develop policies that make healthcare materials for women cheaper.
The cost of sanitary pads are high, just like the cost of contraceptive for women. Condoms, the men, they can pick condom anywhere. Can't they? They can pick condom anywhere. Condoms, a form of contraceptive for men, are cheap, and men do not use sanitary towels. Contraceptive for women should be highly subsidized or provided free at family planning centers all over the national and state health centers. So the production cost of these items for women could be reduced by tax exemptions of very low tax and tariff rates for the production of these items so that they are produced cheaper for women. This should translate into lower cost and affordability. The idea of the policy of paternity leave is also great. Like I said in one place, paternity leave. If God says man and woman should have children, and the man goes first, the family is likely to the woman goes first, and the man comes, the family is likely to have just 2 children, because the man will run away. He won't come back to have the second one. He won't. He won't come back to have the second one. So it's good that men are given the opportunity to even be part of the upbringing of the family. So they also need to be given some technical training about the hormonal changes a woman goes through from puberty to menopause. If they do this, they need to understand. And then they will understand that as women, we are given so much, and so much will also be given back to us in terms of health. Pay gap. Inequality in pay gap. Pay gap is where employees of different genders are paid differently for performing the same job with the same qualification and responsibility. This is discriminatory and should be discouraged. I'm sure some of us have been subjected to this kind of thing. We know it happens. You do the same thing as a man does, and the pay parity is just there. And this is very discouraging and does not encourage economic sovereignty. Discriminatory hiring and promotion practices. This can occur even before the job is given to you. Women, listen. This includes asking gender-specific interview questions. You go for an interview as a manager in a banking system, and the first question they ask you is, are you planning to have children? Does that not disqualify you? If you say yes, they will say you will continue to go for maternity. They won't tell you, but they will not just get back to you. They just won't get back to you. That is disparity. It does not go well for economic inclusiveness. It does not. Because a woman, if you look at the CEOs, the female CEOs all over the world, they are doing great. But let me ask, how many of them own the companies that they lead? How many of them? How many of them get there without fighting? Do we need to fight? We have the qualification. And if we are encouraged to get to the top and then they give us inclusive opportunity to invest, the economic sovereignty of our nations will be sustained. Leadership roles. Now, give a woman a policy role and she brings to bear all that God has deposited in her to make inclusive decisions. Bring diverse perspective to challenges. Provide innovative solutions and reorientation to the mindset of the people who work with them. They train them, create career opportunities. Countries with a greater percentage of women in governance are often more progressive and prosperous. Isn't this true? Unfortunately, women's economic rights are being undercut by weak enforcement and policy gaps across 190 economies
according to the latest Women, Business and Law report released by the World Bank Group, which shows that laws designed to ensure equal opportunities are only half enforced globally. The World Bank's Group Chief Economist and Senior Vice President for Development Economics, Indemit Gill, stated, on paper, most countries are doing reasonably well. The average country scores 67 out of 100 on the adequacy of laws to enable economic equality between women and men. But listen to this. On paper, you will see the assembly will say, oh, we have done this, we are going to do this, we have done this. That is on paper. The reality on ground, however, is that implementation of the policies has been a mirage, especially in developing countries. In Nigeria and in most countries in West Africa, women have given a lot, especially in terms of equal pay for equal skills. In terms of tax policies and fiscal responsibilities and female representation, the likes of Mrs. Olufumi Ransom Kuti, Fela Ransom Kuti's mom, she fought the government of Nigeria to a standstill. When the government said they were going to pay, that women are going to pay so much taxes, she said no. And she fought the government, the colonial government, she fought them to a standstill until the decision was rescinded. They did that. Mrs. Margaret Ekpo and the Aba Tax Riot women participants did a lot for women in terms of low tax rates by women and tax policies as they affect women. Since then, not much has been done. As we speak, there has not been much intentional or deliberate policies on. These are the things we are going to start to fight for. Policies on women's rights on equal pay, gender bias in lending, strengthening the enabling environment, tax incentives, lending through innovation, gender-based violence, early marriage, genital mutilation. All these affect women in different ways, especially economically. Challenges in implementation of policy. Yes, we have challenges, but we must continue to fight on. As women, we must continue to fight on. I want to appreciate Society of Women in Taxation. While I was trying to put this together, I decided to Google what women in West Africa have done concerning this. And please go and check your Google. They cited what Sweetwa and UNDP have done. Clap for yourselves. And there I saw what countries like Benin Republic has done, what countries like Nigeria has done concerning this, what Ghana has done, Mali and Niger. This is very encouraging. Please, countries that are not been mentioned, go back home and do this. We need, because what the basic things that they have said here is that the countries we are talking about are actually looking and training women, talking to women in the language that they understand, vernacular languages, the language that they understand, talking to them about taxation, what they stand to gain by paying taxation. Some of them are even changing the codes, the forms, to remove gender-related questions. So please, those of us that we have not mentioned here, let's go back to our country. Senegal, madam, please, we need to do this. We need to do this. Those countries that are here and are not keen into this, please let us key into it. It is very important. It is very, very important. The key regional trends concerning this are support for informal traders. In Nigeria, we now have presumptive tax.
And I think Ghana is also there. And countries are encouraging women to do this. And they are also fighting their assemblies. In Nigeria, we are fighting, we are asking, because if you are not in the policy-making position, they won't understand you. And they won't give it to you free. You have to fight. You have to fight for it. You have to fight for it. Regional cooperation and experience. Now I have talked about Niger, Benin Republic, Niger, Mali, Nigeria, Ghana. Let us share our experiences. I read this. Google gave me this. Sweetwa, put it on our platform. Let us know what other countries are doing. Let us learn from each other. That is why we are here. We need to learn from each other. We need to promote everything. We need to also seek, the UNDP, for example, OECD, for example, is there to give us technical support. Let us seek for the technical support. In conclusion, the success of the harmonization of gender equity and fiscal responsibilities in West Africa requires intentional policy frameworks that address the unique challenges women face in doing their business. There is an urgent need to prioritize gender-sensitive fiscal policies. If this is done with all sincerity of purpose and political will, the West African nations can promote economic sovereignty and advance the well-being of women, ultimately leading to a more equitable and sustainable, iconic future for all. Ladies and gentlemen here present, I implore us to go back and look at all these issues. Women are not in the political sphere. If you are not there, nobody is going to fight for you. Let us support women to seek for political positions. If you are not there to talk about it, the women don't understand us. They can't understand. We are as complex as what we are talking about. We are very complex. They won't understand. Let us support each other politically to go to the policy-making body, the National Assembly, the State National Assembly. Good morning, everybody. Thank you for listening. Thank you to our guest of honor. Thank you very much. On va passer maintenant à l'allocution de la conférencière d'ouverture. Et c'est un honneur de recevoir Madame Lucienne Codou-John, qui est directrice du Centre de recherche d'études de documentation sur les institutions et les législations africaines, Crédilea. Madame John. Je vous remercie de m'avoir introduite et je demande quelques secondes pour remonter, j'y suis. Bonjour à tous et à toutes. Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est un privilège et un honneur pour moi de prendre part aujourd'hui à la 3e conférence internationale fiscale organisée cette année au Sénégal. Vous me permettrez, à l'entame de mon propos, de remercier et de féliciter chaleureusement Society of Women in Taxation à travers l'Ordre national des experts du Sénégal, notamment sa branche féminine, le groupement des femmes fiscalistes du Sénégal. Je les remercie d'avoir bien voulu, à travers ma personne, associer le Crédilea
de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à cette rencontre. Le thème de la conférence de cette année, Femmes, politique fiscale et souveraineté économique en Afrique de l'Ouest, harmoniser l'égalité de genre et responsabilité fiscale, se situe au croisement du droit, de l'économie, mais aussi des droits fondamentaux. Par ce choix, vous marquez l'importance cruciale que vous accordez, et à juste raison, à la convergence entre égalité de genre et responsabilité fiscale. Car il s'agit là d'un enjeu important qui conditionne l'autre volet de ce thème, la souveraineté économique et le développement durable de l'Afrique de l'Ouest. Ce thème est aussi une invitation que vous nous faites aujourd'hui à explorer avec vous les possibilités pour faire de la fiscalité un levier d'égalité réelle, moteur d'une souveraineté économique inclusive et durable en Afrique de l'Ouest. Mais mieux encore, par le choix de ce thème, vous avez, en vos qualités de femmes africaines évoluant dans les métiers de la fiscalité, choisi votre combat. Et ce combat, pour moi, est celui de la justice, de la reconnaissance de votre place et de votre implication en tant que femme et vos autres consoeurs dans le développement de l'Afrique, la construction de sa souveraineté économique, mais aussi son progrès vers un développement durable. Car en effet, l'égalité de genre et la responsabilité fiscale sont au cœur de la souveraineté économique, et vous l'avez compris. Pour s'en convaincre, imaginez, je vous invite à imaginer une fiscalité qui n'exclut personne, ni femme, ni enfant, ni couche vulnérable, personne, absolument personne, et qui valorise la contribution des femmes, force économique sous-estimée et majoritairement présente dans l'économie informelle, aux PME et à l'agriculture, des domaines qui peinent aujourd'hui à être intégrés dans la taxation fiscale. Une fiscalité ainsi harmonisée, telle que je vous ai invité à l'imaginer, devient dès lors un puissant levier pour un avenir durable et inclusif, et c'est cette alliance puissante et nécessaire que je vous invite à explorer aujourd'hui avec moi à travers cette communication. Je commencerai d'abord par un constat, et vous conviendrez avec moi que l'Afrique de l'Ouest vit aujourd'hui plus que jamais une phase décisive où la souveraineté économique est plus qu'un objectif, il s'agit là d'une urgence. Car en effet, alors que la région aspire à affirmer davantage son autonomie et à bâtir des États capables de répondre efficacement aux besoins croissants de leur population, elle est dans le même temps confrontée à de nombreux défis structurels, extérieurs, mais aussi domestiques. Dans ce contexte, la fiscalité se révèle être un levier stratégique incontournable. La capacité des États à mobiliser efficacement des ressources fiscales est au cœur de leur souveraineté économique, entendue ici dans sa dimension fondamentale comme la capacité de ces États à contrôler leurs ressources, financer leurs politiques publiques, mais aussi à orienter leur économie de façon autonome. Malgré une croissance économique régionale moyenne, située entre 4,5% en 2025, nos États peinent encore à optimiser la mobilisation fiscale. La pression fiscale moyenne aussi, selon la Banque mondiale et le FMI, entre 12% et 17% du PIB en Afrique de l'Ouest. Et à ce stade, nous sommes loin, mais vraiment très loin, des 20 et 25% recommandés pour garantir un financement suffisant à la fois des services publics
mais aussi pour investir dans le développement. Je me permettrai de citer à titre d'exemple des statistiques de quelques pays dont certainement certains d'entre nous sont originaires. Le Niger, qui selon ces mêmes estimations, atteint difficilement 12%, le Burkina 13,5%, le Sénégal 16%, et la Côte d'Ivoire, réputée être le pays le plus avancé, ne plafonne malheureusement qu'à 17%. Par ailleurs, la responsabilité fiscale, cette obligation pour chaque citoyen et chaque entreprise, parce que la responsabilité fiscale concerne citoyens et entreprises, de contribuer aux finances de l'État n'est pas une charge abstraite. Il est important de déconstruire cet imaginaire qui veut faire de la responsabilité fiscale une charge abstraite. Elle n'est pas abstraite. Il s'agit d'un acte concret. Un acte concret qui va au-delà du simple fait d'être concret, mais un acte concret de solidarité, mais aussi de participation à la vie collective. Payer l'impôt, c'est contribuer à faire émerger un État développé, mais c'est contribuer aussi à participer à la construction d'une solidarité nationale qui est l'essence même de la culture africaine du vivre en commun. Cependant, la question de l'égalité de genre reste une tâche dans cette responsabilité fiscale. La participation pleine et effective des femmes à cette responsabilité reste encore en Afrique de l'Ouest insuffisamment prise en compte dans plusieurs pays et cette situation découle de plusieurs facteurs. La place importante de l'économie informelle, qui couvre, selon les estimations de l'Organisation internationale du travail, jusqu'à 70% des emplois féminins, largement hors du système fiscal, prennent en effet la contribution effective des femmes. Les femmes travaillent beaucoup en Afrique, mais les femmes travaillent en marge de ce qui est formalisé, et cette marginalisation qui les place à la lisière du formel constitue un obstacle à leur participation effective à la responsabilité fiscale. Il s'agit là d'un obstacle que nous devons lever, car ce blocage, tel que nous venons de le décrire, est exacerbé par des difficultés d'accès des femmes au crédit bancaire. Et ces difficultés d'accès limitent la création et la formalisation d'entreprises féminines. L'accès des femmes au crédit. Si nous portons aujourd'hui le plaidoyer d'une contribution des femmes à la fiscalité, disons-nous la vérité, nous devons en même temps porter le plaidoyer d'une facilitation de l'accès de ces mêmes femmes au crédit. L'un ne peut aller sans l'autre. Et il est de notre responsabilité de construire un plaidoyer pour que cela devienne réel en Afrique de l'Ouest. Et j'ose espérer, j'en suis presque convaincue, que ce qui nous réunit aujourd'hui nous permettra de dégager des pistes pour que ce plaidoyer soit porté. Les inégalités de genre dans la gouvernance fiscale restent aussi un obstacle à la contribution fiscale des femmes. Et cette réalité est assez prégnante en Afrique, car selon l'OCDE, les femmes représentent moins de 20% des cadres dans les administrations fiscales ou les ministères des Finances des pays de la région Afrique de l'Ouest. Nous faisons beaucoup de politique, les femmes s'engagent en politique, les femmes étudient, les femmes sont diplômées, mais nous peinons encore à nous imposer dans les instances de décision et cet obstacle aussi doit être surmonté. ONU Femmes estime que pour l'année 2023, cette sous-représentation freine l'émergence d'une fiscalité progressive et sensible au genre. Si les femmes ne sont pas là où se discutent les décisions concernant la fiscalité, la prise en compte du genre dans les politiques fiscales ne sera que chimère. Cette réalité que je viens de décrire
interpelle et impose que l'on conjugue étroitement égalité de genre et responsabilité fiscale, deux leviers indépendants, mais nécessaires pour bâtir une fiscalité juste et efficace, vectrice de souveraineté économique. En effet, dans ce contexte où les inégalités restent criantes et où les femmes continuent de pâtir d'une marginalisation structurelle, notamment dans la responsabilité fiscale et la gouvernance économique, l'enjeu devient double. Il s'agit en effet de s'interroger sur comment mobiliser les ressources nécessaires sans aggraver les disparités de genre, mais aussi comment bâtir une fiscalité au service du développement durable, de la justice sociale et de la souveraineté économique véritable. Ces interrogations convoquent une redéfinition urgente des pratiques actuelles. Elles appellent à une intégration pleine et systématique de la dimension de genre et de la responsabilité fiscale des femmes afin d'harmoniser deux impératifs à la fois sociaux, économiques, souvent traités séparément, mais intrinsèquement liés. Pourtant, au milieu de ce panorama, nous avons des bonnes pratiques. Des initiatives récentes illustrent en effet cette dynamique d'harmonisation pour une fiscalité plus juste, efficace et porteuse d'avenir. En Afrique de l'Ouest, il s'agit notamment, et il me plaît ici de les citer, sans être exhaustive, de la réforme fiscale inclusive adoptée par le Ghana en 2023, qui combine quotas de participation féminine et mesures fiscales ciblées pour les femmes entrepreneurs et qui ont permis un résultat probant, plus de 15% d'entreprises féminines formalisées en moins de 2 ans. Cet exemple, généralisé en Afrique de l'Ouest, pourra très certainement être un vecteur dynamique d'une souveraineté économique. Nous avons aussi l'exemple du Libéria, avec l'adoption en 2021 de la budgétisation sensible au genre. Cette mesure importante a permis d'augmenter de plus de 10% les budgets dédiés aux programmes sociaux féminins, renforçant ainsi l'impact fiscal des femmes. Nous avons aussi, et c'est très important, les programmes régionaux de formation initiés par la CEDEAO en 2022 et qui visent à généraliser la prise en compte du genre dans les politiques fiscales sur l'ensemble de la région. Ce programme constitue un pas essentiel vers l'harmonisation qui demeure fondamentale. La responsabilité fiscale des femmes, associée à leur autonomisation économique, est un vecteur puissant pour construire des politiques fiscales justes, inclusives et robustes. D'où la nécessité d'examiner comment harmonisation entre égalité de genre et responsabilité fiscale est non seulement une exigence morale et sociale, mais aussi une condition incontournable pour la souveraineté économique de nos États et de la zone CEDEAO. Cependant, entendons-nous bien, l'harmonisation entre égalité de genre et responsabilité fiscale n'est pas une idée à la mode. Il ne s'agit pas d'une idée à la mode. Il s'agit plutôt d'un impératif moral, social et économique que nous devons tous œuvrer à intégrer pleinement dans nos politiques publiques. Pour ce qui se rapporte à la dimension morale et sociale de cette harmonisation, il me plaît ici de rappeler que l'égalité de genre est un droit fondamental consacré par de nombreux instruments internationaux auxquels nos États ont souscrit et parmi lesquels la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. L'égalité de genre reflète un principe universel de justice, celui selon lequel
chaque être humain, indépendamment de son genre, mérite les mêmes chances, les mêmes droits, la même dignité. Et cette égalité de genre concerne toutes les sphères, y compris celle de la fiscalité. C'est bien de le rappeler, mais surtout d'insister. Nous parlons souvent d'égalité de genre, mais très souvent, nous oublions d'intégrer des domaines importants tels que la fiscalité. Et pour ceux d'entre nous qui seraient perplexes face à cette assertion et qui se posent la question « Pourquoi la fiscalité est-elle concernée par l'égalité de genre ?» La réponse est simple, parce que c'est là que se joue la redistribution des richesses. Parce que c'est là que se joue la redistribution des richesses, le financement des services publics et la structuration même de notre pacte social. Par ailleurs, la responsabilité fiscale, cette obligation pour chaque citoyen et chaque entreprise de contribuer aux finances de l'État, n'est pas une charge abstraite. Elle est un acte concret de solidarité, de participation à la vie collective. Or, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, la responsabilité fiscale est au regard des développements précédents marquée par une profonde inégalité. Les femmes, bien qu'elles soient une force économique majeure, sont largement sous-représentées dans la sphère fiscale, qu'il s'agisse de la contribution effective ou de leur intégration dans les processus de décision. Cette situation n'est pas seulement une injustice, elle est aussi un obstacle au développement durable. L'harmonisation entre égalité de genre et responsabilité fiscale est donc une nécessité pragmatique qui nous permettra d'élargir la base fiscale en intégrant mieux les femmes dans l'économie formelle et dans la contribution fiscale, d'optimiser la redistribution pour réduire les inégalités grâce à une fiscalité progressive et sensible au genre, de renforcer la légitimité des politiques publiques parce qu'elles reflètent mieux la diversité et les besoins de la population. Et enfin, elle nous permettrait de consolider la souveraineté économique en créant des systèmes fiscaux plus justes, transparents et efficaces. Il ne s'agit pas d'un compromis, mais d'une démarche gagnant-gagnant, où justice sociale et souveraineté économique vont de pair. Et cette harmonisation s'appuie sur des outils désormais éprouvés, que nous connaissons presque tous. Il s'agit de la budgétisation sensible au genre, de la collecte de données sexospécifiques, de mesures fiscales ciblées, de la promotion de la participation active des femmes dans les instances fiscales, mais aussi de la formation et du renforcement de capacités des agents fiscaux aux enjeux d'égalité de genre. Sans oublier le renforcement de la coopération régionale pour partager les meilleures pratiques et harmoniser les approches. Si nous avons construit des organisations à dimension régionale corporatiste, nous devons aussi nous efforcer à nous inscrire dans une dynamique de coopération régionale pour permettre le partage des bonnes pratiques et l'harmonisation des approches dans nos différents pays. Et nos États l'ont tellement compris qu'ils ont déjà engagé des réformes dans ce sens avec des résultats encourageants, mais le chemin reste long et exige une mobilisation accrue. Nous avons vu combien l'harmonisation entre égalité de genre et responsabilité fiscale est une condition sine qua non pour bâtir une souveraineté économique, durable et inclusive en Afrique de l'Ouest. Cette démarche dépasse le simple cadre moral. Elle est un levier stratégique puissant pour que justice sociale, efficacité économique et légitimité politique de nos États deviennent beaucoup plus réelles. Dès lors,
L'ignorer, c'est laisser perdurer des inégalités coûteuses. Mais la promouvoir, c'est investir dans un avenir plus équilibré, plus prospère et plus souverain. Et pour approfondir ces enjeux, nos échanges se poursuivront lors des 2 panels qui vont suivre. Le premier panel portera sur l'évaluation de l'implication des femmes dans la souveraineté économique des États d'Afrique de l'Ouest, à un moment essentiel pour mieux comprendre les avancées, mais aussi les obstacles, parce qu'il faut les identifier pour les contourner, et les opportunités. Le second panel s'attachera au renforcement du rôle clé des femmes dans la gouvernance fiscale, afin d'identifier ensemble les stratégies qui permettront d'accroître leur influence et leur contribution dans ce domaine décisif. Ce rendez-vous qui nous réunit aujourd'hui est une opportunité, certainement parmi tant d'autres qui l'ont précédé, de co-construire des solutions concrètes, innovantes et adaptées à nos réalités. La qualité de nos échanges aujourd'hui conditionnera, soyez-en sûrs, l'impact de nos actions, de vos actions en tant que femmes fiscalistes de demain. Pour conclure, j'aimerais lancer un appel. Faisons de cette exigence morale et sociale le socle de politiques fiscales innovantes et inclusives, parce que la justice sociale, l'égalité de genre et la souveraineté économique sont indissociables. Ensemble, engageons-nous pour une Afrique de l'Ouest où chacune et chacun contribue à bâtir un avenir commun, juste et durable. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame John. Merci beaucoup pour cette contribution très précieuse. We would like to extend our heartfelt thanks to our distinguished dignitaries for honoring us with their presence today. Mr. Mike Kofi Aflou, past WAUTI President. On applaudit, s'il vous plaît. Thank you for being here. Mr. Saly J, past WAUTI President also. On applaudit très fort. And Dr. Ruth Fabiola Adimula, Sweet West Africa Pioneer Regional Chairperson. Thank you for being with us today. Thank you. We will now hear from the presidents of the Tax Association for their goodwill messages. Je voudrais appeler le frère du Bénin, le président de la BFIP, Monsieur Ulrich Pakpo, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Vous avez quelques mots pour nous, Monsieur Ulrich? Oui. Merci de l'accueillir bien fort, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Monsieur le Président du WAUTI, Madame la Présidente du Suite West Africa, Mesdames les membres du Bureau du Suite West Africa, Messieurs les membres du Bureau exécutif du WAUTI, Messieurs les Présidents des ordres et associations de fiscalistes de l'Afrique de l'Ouest, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux de la CEDEAO, Direction générale des impôts et des domaines, cadre du ministère en charge des finances, en vos rangs et grades, tout protocole observé, je vous salue au nom de l'Association béninoise des fiscalistes du privé et suis très honoré d'être au pays de la Teranga, à vos côtés. Le thème du jour, femmes, politique fiscale et souveraineté économique en Afrique de l'Ouest, est un thème majeur, quand on sait que les femmes sont des actrices économiques majeures. La souveraineté économique nécessite donc une politique fiscale inclusive qui réduit les inégalités de genre et soutient l'autonomisation des femmes. Il est clair que les systèmes fiscaux actuels manquent souvent de perspectives de genre.
Or, la souveraineté économique de la région dépend justement de l'autonomisation des femmes. Je ne doute point qu'à la sortie de cette conférence, les diverses parties prenantes nous orienteront vers une meilleure approche pour l'évaluation de l'implication des femmes dans la souveraineté économique de nos États. Je souhaite à toutes et à tous de très bons travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup et c'est un plaisir de vous accueillir, de vous avoir au pays de la Teranga. Je vais à présent appeler le docteur Mohamed Djei de l'Ordre national des experts du Sénégal pour ses mots. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, chers consoeurs, chers confrères, Madame la directrice des affaires civiles et du Sceau, Madame la directrice générale du Crédit, merci pour votre brillant discours introductif. Distingués invités, chers confrères et chers sponsors, surtout celles et ceux qui viennent des pays étrangers, des pays frères, je dirais, qui sont venus en nombre pour rappeler l'UDFAO compte 11 États membres. Donc, c'est pratiquement les États de l'UEMOA, plus les États anglophones, le Nigeria, le Ghana, la Gambie, le Libéria. Donc, merci d'être venus en nombre et bienvenue au Sénégal, pays de la Teranga. Je voudrais aussi remercier nos partenaires, nos sponsors, en particulier la DGID, qui est aujourd'hui bien représentée ici. Je voudrais qu'ils soient véritablement applaudis pour leur soutien matériel, humain et financier. Remercier également la douane et notre sponsor leader habituel, IBP, qui est ici représenté par Madame Nyanya. Je pense qu'elle doit être là dans la salle. Pour terminer, je voudrais vivement féliciter Suite, donc sous-régionale, mais également Suite Sénégal pour cette organisation vraiment, je dirais, presque impeccable. Et je voudrais que vous compreniez que cette organisation a été réalisée en moins de 4 mois et sur 2 fronts, parce qu'il a fallu organiser donc la conférence de l'IDEOFAO qui va avoir lieu demain après-demain, mais en même temps cette conférence d'aujourd'hui. Donc, elles ont travaillé sans relâche sur 2 fronts en moins de 4 mois pour arriver à cette organisation. Je voudrais que vraiment qu'il y ait un standing ovation pour nos dames. Nos dames, il faut véritablement, on dit en Afrique que les vieillards, il faut, surtout au Sénégal, il faut bien laisser les vieillards à la maison, mais je pense qu'il faut associer les dames à tous les grands défis. Voilà mon dernier mot. Merci à tous et bonne conférence. Merci beaucoup, Dr. Djei, pour ces mots et ces mots d'encouragement. Merci beaucoup. And last but not least, and I will need all your energy. Je voudrais appeler from Ghana, Mrs. Ernestina C. Apia, and I would let's give her a round of applause. And that's why I finished by her, because it's the first time that they have a woman president. So let's give her a round of applause.
Thank you. Distinguished Chairperson, honorable dignitaries, esteemed colleagues, members of Society of Women in Taxation West Africa, ladies and gentlemen, good morning. It is a profound honor and privilege to join you in this beautiful city of Mumbai, under the warm hospitality of the Republic of Senegal, for the third International Conference of the Society of Women in Taxation West Africa, SWAIT. I bring you warm greetings from Ghana. I wish to express my sincere appreciation to the organizers for the kind invitation and their remarkable work in advancing the role of women in taxation across our region. The theme of this conference is not just relevant, it is bold. Women, tax policy, and economic sovereignty in West Africa, harmonizing gender equality and fiscal responsibility. This theme challenges us to rethink who sits at the decision-making table and whose perspectives shape the fiscal future of our region. Let us be clear, taxation is power. It determines who contributes, who benefits, and ultimately how nations grow. If women are absent from these conversations, any systems, no matter how technically efficient, will never be fully equitable. Across West Africa, women are already driving economies, leading businesses, supporting households, and sustaining communities. Yet, when it comes to tax policy and fiscal governance, their influence does not yet match their impact. Platforms like this conference provide a vital opportunity to reflect, challenge existing paradigms, and shape a more inclusive growth forward. Sweets must be commended for the vision, courage, and commitment to building a network of women who are not merely participants in the system, but the architects of the future. As the first female president of the Chartered Institute of Taxation, Ghana, I stand as a testament to what is possible when barriers are broken and opportunities are extended. However, my presence here must not be seen as an exception. It must become the norm. Let us continue to mentor, support, and create clear pathways for the next generation of women in taxation. Let us collaborate across borders, share our knowledge, and advocate for policies that truly reflect the diversity and dynamism of our people. In conclusion, I wish us all fruitful and insightful deliberation. May our networks be strengthened and our outcomes be impactful, not only for our profession, but for the economic future of West Africa. That future will be stronger, fairer, and more resilient when women help lead the way. That future begins with us, here and now. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yes, thank you. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's now my great honor to introduce a leader whose vision and dedication has strengthened fiscal cooperation across West Africa. Please join me in warmly welcoming Mr. Samuel Agbeleluyi, MNI FCTI, President of WATI, for his address. Mr. President, we are grateful for your presence and for the regional support. Thank you for being with us this morning. Thank you. Good morning, all.
Good morning, all. Better. I'm happy to be in your midst. Good morning, this morning. And so, the representative of the Minister of Justice, Madam, thank you very much. The regional chairperson, Madam AC, who has put this great program together, coupled with the national chairperson in Senegal, and all the ESCO of Sweet West Africa, the former leaders of Wauti, and I will start with Mr. Kofi Aklu. Thank you for being in our midst today. Madam Simplis, thank you. You people led the way before now. My brother and friend, Dr. Saly, another past president of Wauti, thank you for what you have done, your contribution to Wauti so far. I'm happy to note that this is the second time that Wauti is coming to Senegal, just between 2020 and 2026. And while we give credit to God, we need to recognize the place of Dr. Saly, his effort, his interest, his passion for Wauti. Thank you very much. I recognize the president of the member bodies, and for the purpose of bias, I will start from Ghana. The pioneer, the first lady president of CITG, my sister and friend, Ernestina, thank you for gracing the glass ceiling. We are very grateful that you were able to do it. I think between 2003 or thereabout in Nigeria, we had the first female president, Mrs. Balogun. So I'm happy that Ghana is also doing the same thing. Thank you very much. My brother from Senegal, Dr. Mamedi, thank you. My brother and friend, Donat, from Benin Republic, thank you for what you are doing in Benin Republic. I have another president from Burkina Faso. I saw him yesterday. He's not here, but so thank you for holding forth in Burkina Faso. All member body, president, and leaders, thank you for what you are doing for strengthening Wauti. We appreciate greatly. This Street West Africa conference did not just start this morning. So if you are just coming this morning, you miss a lot. We had the African night yesterday, and it was fantastic. By the swimming pool side, it was fantastic. Dr. Saly, I didn't see you, you miss a lot. I know you are working for us at the back end, but you had a very good outing yesterday. Thank you all for putting this together. Now, for the men, I wonder if you notice anything, if you have sympathy for me. If you look at the sitting, we'll be talking of female marginalization. But did you have any feeling for me that I was also the only man here and I was marginalized? Nobody ever talked about men being marginalized. But we talk about women being marginalized. But you know, the good thing is that I think Madam Ilse and ESCO members took me to my root, my background, my family structure. So when I sat down and I realized I was the only one, I remember my siblings who are 6, and so I have 5 sisters. I happen to be the only boy. So when I look at these people, they are 5, just like I have 5 sisters. So, but my background gave me a very good understanding of the women. So most of what you are saying here, I'm not just learning today. I learned from age 1, age 2, age 3. Maybe this is my first sister.
She was taking care of my undies. The second one was taking care of my haircut. The second one was taking care of my school uniform. The other one was taking care of my football and toys, just like that. So I had a very good background, so I can understand the female folk. And so I understand some of the things that have been said, starting from the MC, Madam Ciplis, and all the speakers. Now, I also need to say this because the situation is changing and we need to also appreciate that. Each time I travel a lot and each time I move from city to city within Nigeria, within West Africa, within Africa, and even in the world, I take conscious note of when I'm on the road, who is driving on the road, who is driving the best car, the SUV. And I see a lot of ladies. So the deprivation, the marginalization, the oppression is changing. So we need to also appreciate that. You see a lot of, if you take statistics of 10 cars on the road, possibly you see 6 ladies driving the best kind of cars, you see. So it is not the way it was some 20, 30 years ago. So while we make this minimal progress, we need to also acknowledge so that we don't just keep on complaining about the marginalization while not paying attention to the progress we are making. In Nigeria, about 4 or 5 major banks, we have ladies at the end of affair, and they are doing very well. And the number is increasing. So if you are a lady, please, you may need to change your mindset that the situation is changing. So also find your way at the top echelon of the corporate, even the political world, because many men have come to realize that you can no longer stop the women from moving forward. So that is my personal observation, and that is my comment as an intro. And so when we gather like this, periodically, every year, every 6 months, as the case may be, I believe we are not wasting our time, because in Nigeria, I've seen the benefit of the kind of conferences, seminars we have been having over the years. Sometimes it may look like the political leaders are not listening. And most of the time, they don't listen. It's the nature of the politicians. They just want to do what they like, what they believe in. But in most cases, that is our situation. But I've come to realize, particularly our experience in Nigeria in the past 2 years or thereabout, that the politicians, if we keep on, the professionals, if we keep on doing what we are doing, one day, the benefit and the result will come out. So, CIT in Nigeria, we'll be talking about most of these things we are saying here for as long as I can remember. But it was like the politicians were not listening. But precisely in 2023, there came a president who said he needed to look at the taxation system in Nigeria and eradicate all the obsolete law, eradicate all the multiplication of taxes, the multiplicity and the likes, and bring out a new law so that Nigeria can compete with the rest of the world in terms of a good tax system. So we have that. And some of us here participated in the bringing about of that law. And I also know that we have women in that committee who also contribute. But the age-long marginalization of the ladies, of the women, will not evaporate overnight. And I'll give you an example. When that law was being put together, the Society for Women in Taxation reached out to me that anything and everything that is not in support of the women, we must also remove. And I know they also reach out to most members of the committee.
And we felt that we had a fair tax law that has taken care of the interest of the women. So now the laws are being implemented in Nigeria as we speak. So a lady walked to me recently and said, that law is not fair to the women. And I said, I don't believe that we did everything to make sure that we have a law that was fair. She said, no, it's not fair. And I said, how? She said, for the individual, that's personal income tax, that the relief for house rent in Nigeria for your personal income tax is 500,000. But you need to show that you have paid the 500,000. And so in our case, some women are the breadwinner at home. So women may be the one paying the house rent. But because of the cultural, let's listen to this aspect, because of the cultural imbalance and the kind of superiority of men. So when the women pay the tax, the landlord will write the receipt in the name of the man. Or the women will give the money to the men in order to boost the ego of the men. So the man will go and say, I want to pay my house rent. He's not the owner of the money. The wife has just given him the money, and the man will pay. And the landlord will issue the receipt in the name of the man. So the man will take the receipt to his employer and say, I want to claim my relief. Meanwhile, he gets benefit for what he has not paid for. So some of the fallout, even though we felt we have taken care of all the discrimination in the law, by virtue of the implementation that we are into now, we have realized that we have not taken care of everything. So that will be part of the recommendation for amendment, so that you don't look for the name or the receipt. Once an adult, whether a woman or a man, you give that relief. So that's one of the things we have seen in the area of implementation of the laws in Nigeria, as good as we think it has been. And I thank the previous speaker. You also spoke about, particularly I like the statistic from the regional chairperson about the informal sector, the 40%, the 80%, all those kind of things. So anything, because the women are the major players in the informal sector, and any law that you make that is not paying attention to the informal sector is also still not gender sensitive to the women. So you look at the women from Nigeria that trade in Togo, the women from Benin that trade in Senegal and the like. What attention are we paying to them? Once you resolve the headache in the informal sector, you are helping the women greatly. So I also agree to that. So as I conclude, we need to do more of this, because taxation is not static. The activities of the women and the need to help the women folk to grow and grow very well, that activity is also not static. So to that extent, I am happy that I've been invited to this very beautiful, well-organized program. And I promise you invite me again, I will come again and again and again. Thank you very much for this opportunity. May God bless us all. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much. On voudrait remercier nos sponsors, parce qu'effectivement, quand on organise une conférence, c'est parce que il y a des sponsors derrière, et c'est important de les remercier. On va remercier la DGID, la Direction Générale des Impôts et Domaines, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. IBP aussi, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. ACEP, s'il vous plaît. La Direction Générale des Douanes et SDT,
Et parce que la Direction générale des impôts et domaines, et tout à l'heure, le docteur Jay Mohamed l'a d'ailleurs rappelé, est l'un des plus grands sponsors. IBP aussi, mais IBP, on aura Madame Nyanya Cham tout à l'heure qu'on entendra. On voudrait quand même appeler Madame Jabi Yamakwate, qui est la directrice des moyennes entreprises et qui représente Monsieur Jean Connet, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Et merci pour l'accompagnement. Merci beaucoup. Madame la représentante du ministère de la Justice, Madame la présidente de la SUTWE, Madame la vice-présidente, Madame, Messieurs les présidents des ordres, honorables invités, chers collègues, merci de m'avoir donné la parole pour délivrer ce message au nom du directeur général des impôts et des domaines, Monsieur Jean Connet. L'événement qui nous réunit aujourd'hui revêt à saisir une importance toute particulière. La présence massive de mes sœurs inspectrices et contrôleurs des impôts et des domaines en est la plus belle illustration. Si besoin Il en commence était. par la conférence des femmes fiscalistes. Nous saluons avec enthousiasme le choix du thème retenu pour cette troisième édition de la conférence de la SUTWE. Donc, ils ont fait le tableau. Politique fiscale et souveraineté économique en Afrique de l'Ouest. Harmoniser l'égalité des genres et la responsabilité fiscale. Un thème fort et d'une actualité brûlante qui met en lumière le rôle éminent des femmes sur l'échiquier économique. Malgré les obstacles encore persistants, il y a une de mes prédécesseurs qui le rappelait, liés notamment à l'accès au financement, à l'accès aux fonciers, mais également à bien d'autres domaines encore. Ils ont fait le tableau tous. Ces questions seront, à n'en point douter, approfondies lors des différentes sessions techniques prévues tout au long de cette journée. Celle-ci s'annonce particulièrement riche, tant par la qualité des panélistes, parmi lesquels figure notre sœur, Madame Diariatou Aïdara Kamara, que je salue, et dont le leadership n'est plus à démontrer, que par la pertinence des sous-thèmes qui y seront abordés. J'ai pour ma part été particulièrement sensible à la programmation de la session dédiée à la santé, centrée sur notre condition de femme. Il est en effet essentiel de lever le voile sur certaines questions qui sont parfois jugées tabous, mais qui font partie intégrante de notre réalité. Loin d'être des handicaps, elles constituent au contraire des sources de force, d'efficience, de détermination et de motivation dans la poursuite de nos objectifs. En conclusion, je prie que cette conférence se déroule sous les meilleurs auspices, qu'elle soit fructueuse pour chacune et chacun d'entre nous et que nos invités qui sont venus de d'autres contrées se sentent chez eux au pays de la Teranga. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Et it's now my honor to invite Madame Marie-Odile Tchakan, qui est la directrice des affaires civiles et du Sceau, représentante de Madame Yassine Fall, who's the Minister of Justice of Senegal, who couldn't be with us this morning. Madame Tchakan. Je vous remercie de me donner la parole, Madame. Madame la Présidente de Suite Sénégal, Madame la Présidente de Sud-Afrique de l'Ouest, Monsieur le Président du WAOTI, Monsieur le Président de l'Ordre national des experts du Sénégal,
Monsieur le Président de la section fiscale de l'ONES, Madame la représentante de la DGID, Madame la représentante de IBP Sénégal, Mesdames les présidents des suites nationales, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Il est des dynamiques qui traduisent plus qu'une évolution. Elles révèlent une transformation. La tenue de cette troisième conférence de Suite Sénégal en est l'illustration. Chères sœurs, nous ne sommes pas réunis simplement pour examiner une thématique. Nous sommes ici pour interroger un levier essentiel de souveraineté, à savoir la politique fiscale, et pour poser une exigence, celle de son articulation avec l'égalité de genre. C'est donc à ce titre que je prends, au nom de Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, la parole. Je voudrais saluer la portée de l'initiative portée par la Society of Women in Taxation qui, en structurant un réseau régional de femmes fiscalistes, contribue à faire émerger une expertise indispensable à la qualité de nos politiques publiques. Au Sénégal, à travers le groupement des femmes fiscalistes, cette dynamique participe à une ambition claire qui est de renforcer la place des femmes dans la conception, l'analyse et la mise en œuvre des politiques fiscales. Le thème retenu s'inscrit pleinement dans les enjeux de notre temps, à savoir femmes, politique fiscale et souveraineté économique en Afrique de l'Ouest, harmoniser l'égalité de genre et la responsabilité fiscale. Ce thème appelle une lecture exigeante, car la fiscalité n'est pas neutre. Elle produit des effets, elle structure des rapports économiques, elle influence l'accès aux ressources. Autrement dit, elle peut corriger les inégalités ou, à l'inverse, les reproduire. Mesdames, la fiscalité est au cœur de la souveraineté de l'État, mais elle est aussi au cœur de la justice sociale. La manière dont l'impôt est conçu, réparti et appliqué détermine la crédibilité de l'action publique. Elle façonne la confiance, elle conditionne l'adhésion, elle consolide le pacte social. Il ne peut y avoir de souveraineté économique durable sans justice fiscale. Et il ne peut y avoir de justice fiscale sans prise en compte des réalités sociales, notamment celles liées au genre. C'est ici que se situe l'enjeu. Intégrer le genre dans la politique fiscale ne consiste pas à ajouter une dimension accessoire. Il s'agit d'améliorer la qualité même de la décision publique. Il s'agit de s'assurer que les politiques fiscales tiennent compte des parcours économiques différenciés. Il s'agit de veiller à ce que les dispositifs fiscaux ne créent pas de manière implicite des déséquilibres. Il s'agit enfin de renforcer l'efficacité et la légitimité de l'impôt. Permettez-moi, à cet égard, d'apporter un éclairage tiré de mon engagement personnel. En tant que présidente de l'Association des femmes magistrates du Sénégal, je mesure, aux côtés de mes sœurs magistrates, combien la question de la représentativité est déterminante. Nous accompagnons nos jeunes sœurs, nos filles, pour franchir les étapes décisives, notamment liées au diplôme, la réussite au concours et à l'entrée dans les professions juridiques et judiciaires. Car c'est là que se joue, en réalité, l'équilibre futur de nos institutions. La présence des femmes dans les espaces de décision, qu'ils soient judiciaires, administratifs ou fiscaux, n'est pas une question symbolique. Elle constitue une condition d'équité dans la gouvernance. Voilà pourquoi, Madame la Présidente, je vous invite, je vous exhorte à bêcher, à défricher, à visiter tous les coins et recoins de nos contrées, tous les collèges et lycées, pour faire comprendre à nos filles, à nos sœurs,
que ceci n'est pas du domaine de l'impossible. Non, les femmes sénégalaises ne sont pas suffisamment diplômées. Les femmes africaines ne sont pas suffisamment diplômées. Nous sommes des privilégiés et il nous revient à nous de servir de modèle à nos jeunes sœurs. Madame la Présidente, Mesdames les présidentes de toutes les associations de femmes, j'ai l'habitude de le dire, tous nos mots nous viennent de l'ignorance. Et tout ce qui sera dit ici n'aura de sens que si nous aménageons pour nos sœurs, pour nos filles, un espace où leur oui n'aura de sens que si elles ont la possibilité de dire non. Voilà le vrai challenge, Madame la Présidente, de nos associations de femmes. Mesdames, nos États sont confrontés à une double exigence, à savoir mobiliser davantage de ressources et garantir une fiscalité juste. Cette équation renvoie à une notion centrale, celle de la confiance. Or, la confiance ne se décrète pas. Elle se construit dans la cohérence des politiques publiques, dans la transparence des règles et dans le sentiment d'équité. Une fiscalité qui intègre pleinement la dimension du genre contribue à cette confiance. Elle renforce l'adhésion, elle améliore l'efficacité, elle consolide la légitimité de l'État. Le ministère de la Justice attache une importance particulière à cette articulation entre État de droit, égalité et gouvernance économique. Ces exigences ne s'opposent pas, elles se renforcent. La présente conférence offre un cadre utile, non seulement pour analyser, mais également pour proposer, non seulement pour débattre, mais aussi pour orienter. Je suis convaincue que vos travaux permettront de formuler des recommandations concrètes en faveur d'une fiscalité plutôt inclusive, plus équitable et pleinement au service de la souveraineté économique de nos États. Mesdames, Monsieur, je parle plutôt aux dames. Mesdames, ce que vous engagez aujourd'hui dépasse le cadre de cette rencontre. C'est une réflexion sur la manière de gouverner. C'est une réflexion sur la manière de redistribuer. C'est, en définitive, une réflexion sur la manière de rendre la justice. Permettez-moi, pour conclure, de féliciter chaleureusement Suite Sénégal et l'ensemble de ses partenaires. Au-delà du thème, c'est une orientation que vous affirmez. Au-delà des échanges, c'est une exigence que vous portez. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite d'excellents travaux. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Merci beaucoup. Merci pour ces paroles inspirantes. Je voudrais remercier aussi les différentes délégations qui sont là. Bien sûr, le Sénégal qui accueille, le Nigeria, le Ghana, la Gambie, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo. On peut applaudir. On a des gens qui nous viennent quand même de loin. Applaudissons. Au début, j'ai dit que c'était le pays de la Teranga. Applaudissons nos hôtes. On peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. C'est les femmes. On a besoin de plus d'énergie que ça. Très bien. Je vois des boîtes arriver. Apparemment, il y a des cadeaux à remettre. And because we did say that it was the land of hospitality, the land of Teranga, and this is what Teranga means when you receive a guest. Just to tell them thank you for coming, you give them gifts. So, Leifatou, est-ce que tu veux venir pour les cadeaux? On peut avoir une hôtesse nous aider?
Monsieur Saly, on a besoin de vous, s'il vous plaît. On a besoin que vous veniez jouer le jeu avec nous, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le Président Samuel. President of Wati. On va vous demander d'aller au milieu pour la photo. Merci beaucoup, Monsieur J. Président Essie, I need you. Madame Marie-Odile, c'est pour Madame le ministre que vous lui remettrez en la remerciant, s'il vous plaît. I need you once again, please. Pour Madame Marie-Lucienne Crédivia. Good afternoon, everyone. Please, I crave your indulgence to say just one or two things about Waute and Sweater. Please, I'm sorry I have to say this. In the beginning, when we started running for Waute in 2011, Lagos State Internal Revenue Service was our major sponsor. Please, Lagos State Internal Revenue Service staff here, can you stand up for recognition? They were our major sponsors, and we couldn't have been able to be here sponsoring Waute. And Salu, when we started the membership drive in West Africa, Salu there, Mohammed, your senior brother was also there supporting us. You know what they did in Senegal here? I'm happy that we are here again. Senegal took us through all the gamuts in the country. We went to the Ministry of Justice, Ministry of Education. Everybody was involved. Salu, thank you very much. And, you know, when I approached him to say, Salu, it's your turn to be president. He said, I can't do it. I said, you will do it.
I said, no, you will do it. You have to do it. And he did fantastically well. Fantastically well. Thank you, Salio. For sweet, Justice Melbourne, please can you stand up? When we started canvassing for sweet, I was always on the neck of Ghana, and she was the one I was sitting on her neck. I sat on her neck to say, Ghana must have sweet. Ghana must have sweet. And here we are today. Here we are today. I just want to appreciate all those who have contributed to sweet. And I remember, and we should not also forget, Madam Aishata Jibo of Niger. She was there and mobilized. Unfortunately, I think she has some health challenges. That's why she's not moving around. But she's always in touch. So I want to appreciate everybody. And Prince Quadri, our pioneer president of WAUTI, is not here, but I know he's on his way. I want to appreciate everybody here. The founding fathers, everybody that is here. Thank you very much. I am very, very happy. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you to you too. Docteur Mohamed J, on a besoin de vous. Tout à l'heure, comme Monsieur Saliou J, on a besoin que vous jouiez le jeu. Et on va demander à Madame Nyanya Cham de nous rejoindre, s'il vous plaît, qui représente IBP. Félicitations. Et Madame Djabi, je vais vous demander de revenir, s'il vous plaît. Et on va demander à la vice-présidente Daïfatou de remettre à Madame Djabi pour Monsieur le directeur général. Toute la direction, toute la direction. Félicitations. All right. Merci, merci beaucoup pour ces mots, ces allocutions d'ouverture, for all the welcoming addresses. Very, very inspiring words. Thank you to all of our dignitaries. It's now time for a short break and a group photo that we will take outside, and then we'll be back in about 15 to 20 minutes in the room. C'est l'heure de la pause. Je pense qu'on a tous besoin de se dégourdir un peu les jambes, de prendre un petit café, de faire la grande photo de famille et de se retrouver dans la salle dans une vingtaine de minutes. Merci.
right, we will resume now with les sessions techniques. Régie, merci. On va reprendre. On a essayé de faire une photo de famille tout à l'heure. C'était quasi impossible. Donc, on va faire la photo de famille à l'heure du déjeuner. Le photographe vous demande de vous mettre dans les escaliers dehors juste avant d'aller déjeuner pour qu'il puisse faire la grande photo de famille. So just before lunch, for the big group photo that he tried to take, we'll take it outside just before lunch. We now invite Madame Rosamond Akwasante, Tax and Trade Consultant, Vice Chairperson, Ghana, for the presentation of the lead paper. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour qu'on puisse reprendre. On a 2 autres sessions avant d'aller déjeuner. Mrs. Rock.
Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment ça va? Bon. Good afternoon, everybody. I trust we are all doing well. So we're going to have the presentation. Unfortunately, there's no pointer, so I think they'll be controlling from the back. And during the opening ceremony, from the various remarks, I think that they've done a lot of the presentation. And I also have, initially I had 30 minutes, but I just realized on the program that I have just 20 minutes to present. So I'll be very brief. I'll skip some of the slides and I'll just focus on the most important issues. So we are going to look at women, tax policy, and economic sovereignty in West Africa, harmonizing gender equality and fiscal responsibility. Avancez. So in terms of outline, avancez, s'il vous plaît. Merci. So in terms of outline, we look at the introduction. Then we move on to key dimensions and impacts of gender tax policy, harmonizing gender equality and fiscal responsibility. We also look at the intersection of women, tax policy, and economic sovereignty. Discuss some challenges associated with the topic. Also look at success stories and some laudable frameworks, recommendation or call to action, and then we conclude. Avancez. So at the end of the presentation, we expect that participants will have knowledge and appreciate the overview and relevance of the Sustainable Development Goal 5, gender tax policy, and how tax policy and fiscal responsibility affect gender equality and women's economic sovereignty. So going to the introduction, we are all aware of the Sustainable Development Goal, so I don't need to talk much about it. Just to say that we've made some progress over the decades, but it's not likely that by 2030, we'll be able to achieve the goals of the gender equality. Currently, on the average, women in the labor market still occupy only 30% of managerial positions, and that is a challenge. Avancez. If you look at your screen, it appears that according to the UN Women, as of 2023, we have 300 years to end child marriage. And I think this would outlive all of us in this room. We are also looking at 47 years to achieve equal representation in national parliaments. That's also a challenge. So for gender equality, we need political leadership, we need investments, we need comprehensive policy reforms to dismantle the systematic barriers that we are facing. And gender equality is a cross-cutting subject which must be embedded in national policies, budgets, and institutions. And importantly, they have to be implemented. There's no need to have them in our policies without implementation. Implementation is key. We have the SDG 5, the targets, indicators, and status, but I will not go into that. We can skip it. When you get the presentation, you just go through it. Now the question is, since 1995, we went to Beijing. It's been gender equality, gender equality. Is that a cliche or it is still relevant? I think that advancing gender equality is still relevant.
and critical to all areas of a healthy society, from reducing poverty to promoting the health, education, social protection, and the well-being of girls and boys. Achieving the equality requires empowerment of women and the transformation of the power structures that we have in the system, our social norms, and institutional practices. And I believe that we as women, supported by our men, we can address the unconscious and implicit biases that constitute an unintended and often an invisible barrier to equal opportunities. Why am I saying this? The men who don't want us to progress and be like them, we train them in our homes, don't we? They are our sons. We give them socialization in the house. So if we are able to start from the units and train our boys and our girls well, we shouldn't be having gender inequality in the system. So this is a challenge to all of us. We need to take it up and ensure that we train our sons very well to respect and appreciate women. Now let's move on to the avancé, s'il vous plaît. Avancé. Yeah, c'est bon. So raising adequate revenue in a fair manner through taxation is a critical component of fiscal planning and public financial management. Taxation, as we all know, it has the power to redistribute resources from those who have more to those who have less, and influence behavior through direct and indirect incentives, including those related to the labor market participation, consumption choices, savings, and investments. Avancé. Next one, please. Yeah, c'est bon. So let's look at fiscal policy, fiscal politics, tax policy, and gender equality. Fiscal policy, as we all know, is the main means by which governments redistribute resources to address different forms of inequalities, including gender inequality. It is where decisions are taken about how much money or revenue is required. How do we generate the revenue? Who do we tax? And what do we use the monies for? So fiscal policy can be a very powerful tool to reduce gender gaps, but it can also be used to reinforce them. And there's a link, which is fiscal politics. There's a very key link between fiscal policy and gender inequality. And when you're talking about fiscal politics, we are talking about the who's, that is those who are into the actors who are into the fiscal politics. We are talking about actors from the Ministry of Finance, actors from our parliament, actors from CSO, and even the media. They are the who's. And then we also have the what, that is the ideology. What policy are we trying to introduce? And then we have the why, the reason behind the policy, and then the how. The issue is, if you want to push any gender policy or an agenda, you need to know somebody within the who's, because you need to penetrate the who's, identify somebody there before you share your idea. And once you share your idea, you back it with the reason. And if you're lucky, then it will go through. If you don't know the who's to penetrate and share the idea, implementing anything on gender will be a challenge. And then comes the how. You know, when it comes to policy process, there's a stage where the government opens it up for consultation so that the public can also make inputs into the policy. There too, if you're trying to promote gender, it's important that you get people to lobby people so that they can make meaningful contributions when in terms of the consultation, so that the policy
may be accepted. So that's why fiscal politics is very important. Governments, they have their own ideology, they have their own agenda that you need to penetrate so that you can also have something on gender. So looking at dimensions of gender tax policy, we'll first consider personal income tax. Personal income tax is a very progressive tax, but then at the same time too, it can either encourage people to work or discourage people to work. When you look at corporate income tax, avancez, s'il vous plaît. Corporate income tax is also very powerful direct tax revenue. But unfortunately, in developing economies such as ours, we tend to underrate the potential. And how do we do it? We end up giving out exemptions and a lot of incentives to the corporate institutions that at the end of the day, we end up losing revenue. And that is a challenge. Revenue that could have been used to, as it were, provide public services for the poor and the needy in society, such as women. And we also agree with me that when it comes to corporate taxes and even companies, there are few women who own companies. The women often, they are in small-scale enterprises. So even if you grant incentive or exemptions to the companies, the women, they don't have opportunity to enjoy. So that's another inequality that is being perpetrated. And then in our parts of the world, governments, they are moving from direct taxes to indirect taxes. And we all know that indirect taxes, they are regressive, and especially VAT. VAT disproportionately affects the poor and especially the women in the informal sector because it is a consumption tax. So although I know the IMF is always pushing for indirect taxes for VAT, but then if we want to push the gender issue, then we may have to reconsider and shift from indirect taxes to direct taxes to push for gender equality. There's also this issue about the unpaid care burden. If you meet somebody, you ask the person, so what do you do? The person will say, I'm a housewife. And then you think that the person does more work. But I tell you, working in the house is more than working in the office, at least from my own experience. When I'm in the house, I work more than when I am in the office. So there's a need for the government to find a way to compensate people for this unpaid care work. Now, the informal sector disproportion. We have a lot of our women in the informal sector. In Ghana, we have about 70% of the workforce in the informal sector being women. And these women are very vulnerable to informal taxes and user fees. So that any introduction of user fees that will affect essential public services would always affect the women. And we all agree that the informal sector is a very difficult sector. You cannot identify them most often, and they're also very difficult to tax. They don't keep records. So there's no way that you can really assess them to pay tax. And most of our tax administrations, they are using presumptive taxes. And you know that presumptive tax is not really based on the actual earnings or turnover of the taxpayer. It's just an assumption. And sometimes the turnover, you can have a range. Assuming we have a range of $100 to $200, you're supposed to pay $2 per quarter. So it means that in a year, the person who is at the extreme end of the spectrum with turnover of $100, the person is going to pay $8 in the year. And the other person still in the same spectrum, at the other end, 200, the person is also going to pay $8. In terms of percentage, the $100 turnover is paying 8%
of his turnover, and the $200 person is just paying 4% of the turnover, and that is not fair. And most often is that women who are at the tail end of that spectrum, and they end to bear the brunt of this unfair tax system. So it's advisable that government would undertake gender analysis before they introduce some of these presumptive taxes. And also, if possible, I know Ghana, we have the tax policy units at the Ministry of Finance. What they do is that every year before the budget is read, they do pre and post-budget consultations. They engage taxpayers to discuss their challenges and their expectations so that they can get a feel of what is happening on the ground. I think that if we can extend this to the informal sector and engage our mothers in the informal sector, maybe we'll be able to understand them better and appreciate what they are going through. Because apart from the taxes that they are being paid, the presumptive taxes, that is not fair, they also pay local government taxes, the user fees and all that. So it's important that we address this. Talking about gender, s'il vous plaît, I think you have gone far ahead. Can we go back one slide? Yeah, merci. So talking about the gender dimension tax policy, our tax laws, sometimes they have explicit biases as well as implicit biases. The explicit biases are when the policy treats men and women differently, and the implicit relates to discrimination. So just to give you an example, if you have different tax rates like Kenya some time ago used to add the income of a married woman to that of the husband and tax in the name of the man. And you know, when you aggregate incomes, you end up in a higher tax bracket, and therefore you end up paying more. And that is a disincentive to the woman. And then also in Burkina Faso, I don't know whether this is still being practiced. In terms of tax credit, women were allowed to claim tax deductions if only they can prove that their husbands have not taken that deduction before they'll be granted those deductions. And looking at the implicit biases, we have what we call household taxation. That is when you pull the incomes together and you tax. And that is a disincentive to the woman. And we have individual taxation. So the individual taxation is better. You pay what you need to pay based on your earnings. And VAT, again, is a VAT on consumption. So if you consume the product, then it means that you have to pay. And the poor, they don't have any option. The price is the same. They don't have a different price for the poor person. They don't have a different price for somebody who has money. So we all go to the same market. Somebody has enough money, somebody does not, and they buy the same product, and that is not fair. Avancez. So in harmonizing gender equality with fiscal responsibility, it's advised that governments will switch from household-based taxation to individual-based taxation so that they can reduce the tax burden on second earners and encourage women to take up formal work. There's also the need to utilize gender-responsive budgeting to analyze the impact of every tax policy that we want to introduce so that we'll be able to know how it's going to affect our women. We also need to provide targeted incentives for women-led businesses to support them, to support the economic transformation and also formalization where possible. Progressive tax system should be strengthened so that we can reduce the inequalities. And then we also need to remove gendered penalties in our tax laws, especially VAT on essential goods, such as menstrual hygiene products.
which introduces a burden on women. Avancez. Merci, avancez s'il vous plaît. Yeah, merci. So, locally manufactured sanitary pads are exempted from taxes in Nigeria, United Kingdom, Kenya, Rwanda, Canada, India, and South Africa. Ghana exempts raw materials used in the production of locally manufactured sanitary pads from VAT. Tanzania in 2018 exempted taxes on sanitary pads, but reversed it in 2019 based on the research. They did a market survey and realized that the prices were still the same. Nothing had changed. The producers or manufacturers, they had kept the exemptions onto themselves, so they had to quickly reverse it. There are also countries that provide free sanitary pads to girls in public school. We can talk about Cote d'Ivoire in our region, Ghana, Guinea-Conakry, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, and Togo. Avancez. So looking at the intersection of women, tax policy, and economic sovereignty, the ability of a nation to define its own economic, fiscal, and policy determines its economic sovereignty. And in the same way, a woman's ability to make independent economic decisions, possess assets, and control her future, rather than having choices being made for her, determine her economic sovereignty. And this is possible if governments can create the enabling environment for women to thrive and achieve economic autonomy and advancement through our tax policies and regulatory framework. So looking at public expenditure and budgeting, avancez s'il vous plaît, it can either reduce or exacerbate gender gaps. And since our women are represented in the informal sector and not earning so much, if there's any challenge in terms of service delivery for public services, our women, they stand to lose. So for instance, like what is currently happening, the US-Israel invasion of Iran is likely to lead to oil prices have already gone up. Very soon, we may feel it here. Fuel will go up. When fuel goes up, back home in Ghana, prices will go up. Food prices, transportation goes up, and food prices will go up. And that will affect women. How will it affect women? When the government is faced with crisis or austerity times, what they normally do, they have a lot of priority expenditure to meet. But what they will do is rather to shelve expenditure on public services and focus on other areas. And it's our women in the informal sector who benefit from public services. So if it's shelved, then it means that they are at a disadvantage. The demand for tax justice is fundamentally a demand for women's rights, economic sovereignty. And this calls for shifting from taxing for growth to taxing from gender equality. And to promote economic sovereignty through tax policy, governments must focus on collecting sex disaggregated data so that we can understand the impact of the tax policies that we want to introduce to ensure that it's transparent and appropriate for gender responsive interventions. We also need to increase the representation of women at decision-making level, at our parliaments, our Ministry of Finance, revenue authorities, so that they will help us analyze the tax laws, assess the gender impact of the tax laws. And they can do this effectively
if we also build their capacities. We need to hone their skills and dexterity for gender analysis. It's also important to strengthen transparency and accountability by linking tax revenue directly to a public service. So for our mothers in the market, it would be nice that they can have a nice place where they can go and pay their water bills. You know, with the guys, they can stand anywhere and pay their water bills. But for ladies, for you and I and our mothers, you know, we have to lose some things, we have to push some things so that we can be comfortable before we pay our water bill. So it is important that we get a decent washroom where we can go, and if we want to wee or place of convenience, we'll be comfortable enough to do that. And that is when the market women or our women will know that whatever taxes that they are being paid, the taxes is working for them because it's visible for them to see. They can see good toilets, they can see good roads, they can see daycare centers. Then they know that their monies are working for them and they will also end up paying more. We should also consider digitalization of the tax system to reduce in-person interaction and thereby reduce opportunities for rent seeking and harassment. Going into the challenges, we always have lack of disaggregated data. I think this is something that runs through all our member states. We need to work on it. There's also a dearth of research on gender equality in West Africa, underrepresentation of women in decision-making positions in relevant institutions. Our economies also have debt constraints. And then the multinationals, with all the incentives and exemptions that we give them, they still go ahead to practice aggressive tax planning and thereby reducing the needed tax revenue that we need for development. Avance. So let's look at some success stories. In Uganda, the Women Caucus in Parliament, when there's an issue on taxation, they reckon that they don't have the capacity. So they normally rely on civil society organizations and professionals for technical inputs to inform the debate on the floor. And I think that this is something that the Society of Women in Taxation, we can also take it up. Let's support our female parliamentarians or senators in the area of taxation. And one other thing that I also find interesting, and as I indicated earlier, since 1995, it has been gender equality. Some of the men, they are tired. So the women realize that when they get up on the floor to raise issue on gender, the reception was not so good. So what they did was they identified some male champions who were sensitive to gender issues and co-opted them so that whenever they wanted to table anything on gender on the floor, they wrote it through their male champions. And when it's coming from a male, the male MPs, they receive the information and everything works out well. So this is something that we can also consider. In terms of framework, I checked all the member states. We have very good policies on gender inequality, but I only picked one per member state. So Benin, they have gender-based violence prevention and protection. They also have Sahel Women's Empowerment and Demographic Dividend, which is keeping girls in school and providing vocational training for women. If you go to Burkina Faso, they have a national gender strategy. Although it expired last year, it sought to empower girls and women at all levels. They also have a political participation and quotas policy, which mandates 30% quota for women political candidates list. And in the 2025 transition election, 18.3% of women were on the political candidates list.
Going to the Gambia, they have a national gender policy running from 2025 to 2034 to mainstream gender equality across all sectors. They also have a policy called Roots Project, which is a resilience of organizations for transformative smallholder agriculture program, which targets 80% of women to secure land rights for vegetable and rice farming. Now, going home to Ghana, we have a national gender policy also running from 2025 to 2034 on gender mainstreaming, financial inclusion, and promoting STEM education to combat systematic inequalities. We also have Affirmative Action Gender Equity Act 2024, which seeks to promote women's participation in all areas of society, including politics, economy, education, and social life. It actually mandates gender equity in appointments and decision-making positions. So the target is to have 30% women representation by 2026, 35% by 2028, and 50% by 2034. Going to my second home, Nigeria, they also have a national gender policy running from 2021 to 2026, targeting 35% of women's participation in governance and leadership, economic empowerment, legal protective frameworks, education, and health. We also have the Independent Electoral Commission, the INEC gender policy, also institutionalizing gender equality and mainstream gender into all aspects of Nigeria's electoral processes. Coming home to Senegal, our host country, they have a gender parity law seeking equal representation in elective institutions, culminating in 44% female representation in their National Assembly in 2022. I think they have done well. Shall we clap for Senegal? It's not easy to achieve 44%. So if they've done that, I think that they deserve appreciation. They've done well. And they have another policy that is planned for an emerging Senegal that targets women entrepreneurs with access to finance and formalization. And this is what I like. They have schools for husbands, educational programs targeting men to shift traditional gender roles, reduce domestic violence, and promote women's health. I hope the men are attending the schools. Now moving to Togo, they have gender equality law to strengthen protections against gender-based violence and revise the family code to equalize rights regarding divorce and remarriage. They also have land and succession rights, guarantee equal rights for men and women who own and manage land. The next slide, I have a list of development partners, institutions advocating for gender equality in the region. I'm not going to go through them. Avancez, s'il vous plaît. I'm not going to go through them, but then you can go through later when you have the slide. And I believe that if you approach any of these organizations, that you want to partner with them in the area of gender inequality, I'm sure that they'll be receptive to your request. Now to recommendations and call to action. Avancez. For Society of Women in Taxation, for all of us, for WAUTI, for tax institutes, it's recommended that we engage and sensitize parliamentarians and senators on taxation to enrich related debates. We also recommend that we increase gender-targeted taxpayer awareness campaigns. This is something that we have been doing already. Let's continue to do it so that we can reach out to the taxpayers.
It's also being recommended that we encourage the formation of women's network in tax and customs administration to strengthen the position of women in the organization so that they can make tax policies gender sensitive. Let's also collaborate with the tax administrations to establish mentoring programs with the female officers in tax and customs administration. Let's build their capacity. Let's build them up. Some of us, we have the experience. Let's share our experience so that our sisters would also be able to move up the ladder and take up their rightful places. For governments, it's important that we collect sex disaggregated data to inform tax policy and reduce gender biases. It's also important to improve capacities of relevant actors to undertake gender analysis. We always talk about gender responsive budgeting, but the people who are supposed to do it, some of them, they don't have the capacity to do it. They don't even understand what it entails. So it's important that we build capacity in this regard. Government should also use tax policies to enhance the status of women in the economic sphere by incentivizing labor force participation, land asset ownership, and the growth of women-owned businesses. Let's allocate budgets to mitigate gender responsibilities. And for government, it's important that we institutionalize gender mainstreaming by introducing a system where every policy document that is submitted to Parliament will have a cover note or an analysis to prove that gender analysis has been conducted on that particular policy. For tax administrations, again, we also need to collect sex-aggregated data to inform tax policy. Let's improve the capacities of our officers to conduct gender analysis. And then introduce tax reliefs for women in the informal sector. I know the question and the argument is that they need to file returns. Let us simplify the returns for them. Help them to file so that they can also enjoy the reliefs. Some of them, they have kids in school. They are also married. Some are over 50. They can enjoy old age relief. Some are taking care of their aunties or uncles who are aged. They can also enjoy the reliefs as well. So please, let's also think about that and devise tax reliefs for women in the informal sector, even under the presumptive tax regime. To conclude, gender equality and fiscal responsibility are interdependent, as gender responsive policies such as targeted investments in care infrastructure and progressive taxation improve the economic participation of women and ultimately result in long-term economic sovereignty and fiscal sustainability. Integrating gender analysis into budget, tax, and expenditure decisions reduces gender-based inequalities and promotes socioeconomic development. So against this background, I would say that improving gender equality and reducing gender-based discrimination could yield substantial economic benefits. To end, let me quote the late Kofi Annan, former UN Secretary General, and he said, "Gender equality is more than a goal in itself. It is a condition for meeting the challenge of reducing poverty." And the former First Lady of US, Michelle Obama, also says, "No country can truly ever flourish if it stifles the potential of its women." Thank you very much for your time. Merci. Thank you. Thank you, Mrs. Asante. Thank you for the presentation of the lead paper. We began late this morning, so we're going on a lunch break now. In consideration to the restaurants that's closing very shortly. So we're going on a lunch break, and as soon as we're done, we're coming back because we have 3 other sessions this afternoon. Enjoy your lunch. À tout à l'heure.
Les travaux vont reprendre d'ici 45 minutes, donc c'est la pause déjeuner avant que le restaurant ne ferme. Donc on va à la pause déjeuner, on se retrouve dans une quarantaine de minutes. Dans 40 minutes, dès qu'on finit de manger, on revient.
kenn mu ñëwaat dem si gardien
Yes. Hello. Good afternoon. How was lunch? Some people are sleeping. Can I ask you to stand up for 2 seconds? Just 2 seconds, please. Please. 2 seconds. Come on, bear with me, please. 2 seconds. Je peux vous demander de vous lever? Je vais voir les CRR là qui ont trop mangé. And I need to hear your voices too, because it's mostly women in the room. So on the count to 3, I just want to hear, we're ready. Je compte jusqu'à 3 et ensemble on dit, we are ready. 1, 2, 3. I can't hear you. 1, 2, 3. I like that better. You may be seated. Thank you. So now we're going to start with our very first session, technical session. As a moderator, we have Mrs. Mariam Nyanya Cham, who's a professor and the director of IBP, who's also one of the sponsors. Thank you so much. The first panelist is Mrs. Jarietou Aidara Kamara, senior inspector at DGID. Thank you for being with us. And panelist number 2 is Justice Margaret Welburn, retired judge from Ghana. The floor is yours. Yes, yes, let's make some noise for the ladies. Nyanya, the floor is yours. And because we started super late, I will have to keep time. And from time to time, you will see me because I will have to remind you that it's almost time to give back the floor to the second panel. Merci, Madame la maîtresse de cérémonie. Ne vous inquiétez pas, on va essayer d'être à l'heure, comme vous nous l'avez indiqué. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous présenter les excuses de notre directeur régional des programmes, Monsieur Djibril Badiane, qui devait être là ce matin avec nous.
mais il est empêché par un voyage à l'intérieur du pays. Je voudrais, avant de donner la parole à nos deux panélistes, faire une brève présentation du sous-thème de ce panel, qui est l'évaluation de l'implication des femmes dans la souveraineté économique des États d'Afrique, et plus particulièrement en matière fiscale. Il faut dire que cette thématique qui nous rassemble aujourd'hui touche le cœur même de notre capacité collective à transformer nos économies, à consolider nos finances publiques et à garantir une indépendance véritable. La souveraineté économique, comme on l'a dit tout à l'heure ce matin, ne se décrète pas, elle se construit. Elle se forge dans la capacité de chaque État à mobiliser ses propres ressources, à financer ses priorités de développement et à résister aux chocs extérieurs. Or, cette souveraineté reste inachevée tant qu'elle ignore la moitié de sa force vive, à savoir les femmes africaines. Permettez-moi de rappeler une évidence trop souvent occultée. En Afrique, les femmes sont au cœur de l'économie réelle. Elles attirent plus de la moitié du main-d'œuvre agricole. Elles représentent une part importante du commerce transfrontalier dans certaines régions. Elles créent des entreprises à un rythme parmi les plus élevés au monde. Par leurs tontines et leurs coopératives, elles bâtissent des systèmes financiers endogènes qui irriguent leur territoire. Cette contribution massive est un pilier de notre souveraineté alimentaire, de notre intégration régionale et de notre résilience sociale. Pourtant, elle demeure largement invisible dans nos politiques fiscales et nos stratégies de mobilisation des ressources intérieures. L'économie informelle où les femmes sont sous-représentées n'est pas une marge à sanctionner. C'est un continent de productivité qui attend d'être reconnu. Aujourd'hui, une femme transformatrice de matières premières, une commerçante transfrontalière, une chef de micro-entreprise se heurte à des obstacles qui ne sont pas seulement administratifs. L'accès à la formalisation reste souvent complexe et coûteux pour les petites activités. La fiscalité indirecte, comme la TVA, pèse lourdement sur les produits essentiels qui constituent le quotidien des femmes productrices et consommatrices. S'agissant du commerce transfrontalier vital pour des millions de femmes est entravé par une multiplicité de taxes informelles et de procédures opaques. La fiscalité foncière les exclut en grande partie parce que l'accès à la propriété terrienne est encore très limité. Ajoutons à cela le poids du travail non rémunéré. Selon ONU Femmes, les femmes assument au moins 2,5 fois plus de tâches domestiques et de soins que les hommes. Ce temps consacré aux activités non rémunérées réduit celui qu'elles peuvent investir dans des activités économiques formelles ou les contraint à accumuler travail non rémunéré et travail rémunéré. Quelles conséquences cette situation a pour notre souveraineté économique? D'abord, une perte massive de recettes fiscales. En réduisant les barrières qui pèsent sur les activités féminines, nos États pourraient mobiliser davantage de ressources intérieures. Ensuite, une inefficacité des dépenses publiques, car nous investissons souvent dans des infrastructures qui ne répondent pas aux besoins réels des femmes. Enfin, une dépendance accrue à l'aide extérieure et à l'endettement, faute d'avoir su élargir notre assiette fiscale en incluant pleinement celles qui déjà font tourner l'économie. Mesdames et messieurs, chers participants, ce constat n'est pas une fatalité. Il est au contraire une invitation à regarder en face nos économies fiscales, à reconnaître la place centrale des femmes dans notre économie et à nous interroger sur la manière dont nos systèmes fiscaux peuvent enfin refléter cette réalité. Évaluer l'implication des femmes dans la souveraineté économique, c'est d'abord reconnaître qu'elles y sont déjà engagées, souvent dans l'ombre. C'est aussi mesurer l'écart entre leur contribution réelle et la place qui leur est faite dans les politiques fiscales. Cet écart est un défi pour nos finances publiques, mais aussi une opportunité pour bâtir une souveraineté économique plus juste, plus solide et véritablement ancrée dans nos peuples. Mesdames et messieurs, chers panélistes, c'est à l'analyse de l'implication des femmes dans la souveraineté économique sous le prisme des politiques fiscales que nous allons nous atteler dans le cadre de ce premier panel. Je vous invite à accueillir mes deux premiers panélistes, Madame Diarietou
Aïdara Kamara et Madame Margaret K. Welborn. Pour Madame Diarietou, s'agissant de Madame Diarietou Kamara, permettez-moi de vous présenter un peu notre première panéliste. Elle est spécialiste des politiques fiscales, de la gouvernance des ressources publiques. Madame Kamara est aussi inspectrice principale des impôts et des domaines à la DGID du Sénégal. Fort de près de 20 ans d'expérience au sein de l'administration fiscale et domaniale, elle a développé une expertise reconnue en mobilisation des ressources publiques, en gestion stratégique du contentieux fiscal et en sécurisation du patrimoine foncier de l'État. Diplômée de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal en droit privé et formée à l'École nationale d'administration, section impôts et domaines, elle est également titulaire d'un Master 2 en finance et gestion publique. Elle a enrichi son parcours à travers plusieurs formations internationales portant sur diverses thématiques, telles que les enjeux d'un service public aux usagers de qualité à Kigali, Rwanda. Elle a également suivi un programme de perfectionnement en économie et fiscalité à Séoul, lui permettant de développer une approche comparative des systèmes fiscaux et des politiques publiques. Au sein de la DGID, Madame Diarietou Aïdara Kamara a occupé plusieurs fonctions stratégiques couvrant l'ensemble de la chaîne fiscale et domaniale. Elle a été notamment inspecteur d'assiette dans différents centres fiscaux, chef du bureau de la fiscalité professionnelle, chef de la section relations avec le public du bureau de la communication de la DGD, chef du bureau du recouvrement du centre des moyennes entreprises, chef du centre des moyennes entreprises Dakar 2, chef du centre des professions réglementées. Elle a également exercé des fonctions de conservateur des droits et de la propriété foncière, contribuant à la sécurisation juridique des transactions immobilières et à la valorisation du patrimoine de l'État. Elle a par ailleurs contribué aux orientations stratégiques de l'administration en qualité de conseiller technique du directeur général ainsi que du chef de bureau des domaines où elle a participé à la définition et la mise en œuvre des politiques domaniales. Actuellement, chef de bureau du bureau d'appui au recouvrement et de la gestion du contentieux à la direction du recouvrement, elle coordonne le traitement des dossiers du contentieux et accompagne les services opérationnels dans l'optimisation du recouvrement dans le respect du principe de la transparence, d'équité et de bonne gouvernance. Machallah, Madame Aïdara, merci. Madame Welborn est juge à la Cour d'appel depuis octobre 2013. Oui. La traduction, s'il vous plaît. Merci. Pour la biographie de Madame Welborn, Madame Margaret K. Welborn est juge à la Cour d'appel depuis octobre 2013. Elle a pris sa retraite en août 2023. Elle a été présidente de la Cour commerciale. Avant sa nomination, elle a enseigné le droit et la pratique fiscale à la Ghana School of Law à partir de 1999, tout en exerçant un cabinet privé en tant qu'avocate et conseillère fiscale. Elle a occupé le poste de juriste au sein de l'International Revenue Service pendant 12 ans, gravissant les échelons jusqu'au poste de solliciteur adjoint à l'International Revenue Service. Aujourd'hui, Ghana Revenue Service. Elle est également membre du Chartered Institute of Taxation, CATG. Elle a siégé au conseil d'administration de 2012 à 2022. Elle a obtenu une licence avec mention en anglais et en linguistique à l'Université du Ghana en 1977 et un BL à la Ghana School of Law en 1983 et un LMI
en fiscalité internationale à l'université Harvard aux États-Unis en 1997. Elle a 4 enfants et plusieurs petits-enfants. Ses loisirs sont la lecture, la musique et le travail social. On y ajoutera volontiers la fiscalité dont on va parler tout à l'heure. Merci, cher public. Question pour Madame Aïdara. On va commencer le panel avec elle. Au Sénégal, on observe que les femmes sont de plus en plus présentes dans les directions techniques et régionales des impôts. Mais leur accès au plus haut poste de décision stratégique, directeur général, chef de centre de chef de grande division centrale, reste encore limité. Or, ce sont des postes qui définissent la politique fiscale et la stratégie domaniale du pays. Selon vous, comment expliquez-vous ce plafond de verre dans une administration aussi essentielle à la souveraineté économique? Quelles initiatives faut-il prendre au sein de votre corporation pour que les femmes inspectrices puissent non seulement exécuter la politique fiscale, mais aussi participer pleinement à sa conception et à sa gouvernance? Merci, Madame Aïdara. On est à vous. Vu le manque de temps, on aura quelques comme 5 à 7 minutes pour votre première réponse. Merci de votre compréhension. Bonjour à toute l'assistance. Merci à Dr Nyanya. Permettez-moi d'abord de vous exprimer tout l'honneur que j'ai de parler devant cette belle assistance, de parler d'une thématique qui, je suppose, a été bien explicitée, puisque le temps ne nous le permet pas, a été bien explicitée et bien compté par nos prédécesseurs, comme si je peux m'exprimer ainsi. Pour aborder le panel, je pense que, parlant de plafond de verre, il est important pour la DGID de définir le plafond de verre, parlant d'une conception bien développée par Dominique Véda et corroborée en cela par Simone de Beauvoir, qui parlait du plafond de verre comme des barrières invisibles, mais qui sont là et qui entravent l'accès des femmes aux hautes sphères de l'administration. Je crois que sur ce plafond de verre-là, nous devrons, en tant qu'administration fiscale, avec cette démarche sociologique développée, rejoindre le cadre normatif qui est aujourd'hui défini par l'Organisation des Nations Unies dans son objectif de développement sain, qui parle de l'égalité entre hommes et femmes. Je crois qu'indéniablement, l'administration moderne que nous sommes est en train et a commencé d'ailleurs ce processus de se ranger dans ça. L'approche normative, on devra s'y enregistrer impérativement, parce que c'est un impératif de bonne gouvernance institutionnelle. Je crois que pour la représentativité, la DGD nous a déjà montré qu'elle est déjà dans ça. Elle est assez bien représentée. Je disais tout à l'heure, la DGD nous a envoyé sa belle crème féminine et je remercie les collègues, toutes les collègues ici présentes. Par rapport à l'explication, parce que le plafond de verre a une petite explication. C'est un legs institutionnel et historique que nous avons. Nous avons les premières générations d'inspecteurs d'inspectrices des impôts, d'un secteur des impôts qui ne comptait pas beaucoup de dames. Aujourd'hui, et je salue, parce que j'ai vu dans l'assistance tout à l'heure, Madame Pintosen, elles sont nos doyennes, c'est les pionnières. Donc, je crois que la première génération d'inspecteurs des impôts avec un nombre important de femmes, je crois que c'est notre génération en 2010, parce qu'on comptait 7 dames. Ce plafond de verre, aujourd'hui, il peut trouver, à nuancer, hein, je vais revenir sur ça, il peut trouver son explication dans ça, parce que historiquement, les dames n'étaient pas très présentes dans les administrations globalement.
Aujourd'hui, je crois que si je prends la parole, ce n'est pas pour expliquer tout ce qui a été dit tout à l'heure en termes d'importance, de l'importance de valoriser la présence des femmes et de les mettre au poste stratégique. Je crois que je dois être dans une optique de parler de la position de la DGD, les avancées qui ont été notées et ce que nous pensons qu'il reste à faire. Aujourd'hui, on a dans le top management 2 directrices, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont dans le top management. On a une dame, conseiller technique du directeur général. C'est pour vous dire que ce plafond de verre a commencé à être fissuré par la DGD avec un procès depuis longtemps. À l'écran, Madame Bey, elle est adjointe au directeur des grandes entreprises. Donc, dans le management intermédiaire, il y a énormément de dames, et énormément de dames inspirantes et impactantes. Je crois que c'est l'engagement de ces dames-là, aujourd'hui, qui permet à la DGD d'obtenir les résultats qu'il est en train de faire. L'explication historique peut-être peut venir de ça, parce que les premières générations ne comptaient pas beaucoup de dames. Aujourd'hui, on commence à être nombreuses et on veut que cette dynamique-là puisse être continue. Ce plafond de verre-là, il a été aussi fixé par la DGD avec la nomination en 2013 de Mme Souna en tant que directeur général des impôts et des domaines. Je crois que ça avait l'avantage de faire changer les mentalités. Culturellement, ça a eu beaucoup d'impact pour montrer que les dames peuvent être à ce niveau de responsabilité. C'est un processus qu'on doit apprendre à bonifier et à construire. Je crois que les dames qui sont dans cette stratégie-là dont j'ai parlé tout à l'heure sont dans cette grande de développement de cette initiative. En 2013, comme je le disais, Seynabou Niankab a été nommé directeur général des impôts et domaines. Ça avait un effet symbolique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la reconnaissance pleine et entière des compétences des dames. Ça avait un effet levier en inspirant les jeunes que nous étions à viser plus haut professionnellement. Ça avait un effet de transformation culturelle, celle de réduire la perception selon laquelle certaines fonctions étaient dédiées à des hommes. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la présence des dames dans le top management, dans le management intermédiaire. J'ai parlé aussi de la présence des dames dans tous les postes stratégiques de la DGD. Aujourd'hui, les postes de bureau de recouvrement les plus importants sont occupés par des dames et qui font un excellent travail. On a des dames conservateurs. Moi-même, j'ai été conservateur de la propriété et des droits construits. Ce qui me pousse à parler un peu de l'expérience professionnelle que j'ai acquise, c'est pour dire que la DGID est dans cette logique de fissurer ou bien de briser même ce plafond de verre depuis longtemps. Moi, je ferai 20 ans de carrière peut-être en juin. J'ai, à la limite, embrassé tous les métiers de la DGID par la grâce de Dieu et par la volonté aussi des autorités. Parce que ce n'est pas des postes auxquels je me suis amenée. Parlant, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne peux pas trop développer parce qu'on a aussi des collègues qui sont là depuis ce matin et qui voulaient d'ailleurs rentrer. Merci d'être restés pour m'accompagner. Merci à vous. Donc, pour moi, les initiatives à envisager concernent le fait de conserver d'abord ces acquis. Le fait de conserver ces acquis
et de nous mettre dans cette belle posture de femme professionnelle. Je commencerai par moi-même en renforçant nos capacités, en montrant au quotidien que les places et les postes sur lesquels on nous propulse, nous les méritons. Je pense qu'il faudra, dans ce système-là, parce que j'ai parlé tout à l'heure du nombre, le nombre très petit de femmes, pour m'exprimer ainsi, on n'est que 25. Pour les femmes inspecteurs des impôts, on n'est que 25 sur 180. 25 sur 180, oui. Globalement, les inspecteurs des impôts sont 180. Les dames sont 25. Vous imaginez que pour accéder à un certain nombre de postes stratégiques, il faut avoir un certain temps de carrière. Je crois que les jeunes générations, on les encourage. Il faut instaurer un système de mentorat, moi je pense en amont et en aval. Pourquoi je dis en aval? Une dame tout à l'heure a parlé des GID. Cette collaboration nous permettra de prendre en charge ensemble cette question. La question du mentorat, parce que je veux devenir inspecteur des impôts. Parce que les inspectrices des impôts, elles inspirent. Tout à fait. Parce qu'elles ont su se mettre dans cette posture-là de dire, nous jouons un rôle important dans la mobilisation des ressources publiques. Nous avons comme sacerdoce de nous mobiliser pour au moins remplir les 2/3 du budget de l'État du Sénégal. Et toutes les forces sont au quotidien mobilisées pour ça. De la même manière que ces inspecteurs des impôts-là inspirent toutes les autres dames qui sont à des stations dans l'administration publique, ou que ce soit des experts fiscaux, des inspecteurs du trésor, des commerçants tout court, des entrepreneurs. Toutes les femmes à un certain niveau de responsabilité inspirent. Je crois que c'est le moment de faire une synergie d'action pour jouer ce rôle de mentorat, pour jouer ce rôle d'assistance à nos femmes. J'y reviendrai sur la deuxième question qui parle des femmes dans le secteur presque informel. Tout à fait. Donc, ce rôle de mentorat en amont, dans notre cas, le système de l'ENA reste basé sur la méritocratie. Mais il est possible, dès que la liste du concours est publiée, de chercher à assister les femmes qui vont participer à ce concours-là. Tout à fait. Je crois que ce sera des pistes de réflexion qu'on envisagera ensemble avec lui, avec toutes les dames aussi de bonne volonté dans l'administration sénégalaise. Pour le mentorat en aval, nous avons des jeunes sœurs contrôleurs des impôts. C'est le lieu de leur rendre hommage parce qu'elles ont une expertise avérée. Donc ce mentorat aussi, ce sera même pas un mentorat parce que quelquefois vous faites les mêmes choses, vous pratiquez le même métier au quotidien. Quelquefois même c'est avec le partage de leur expérience qu'on parvient à gérer certaines questions dans nos services. Donc c'est les accompagner et les encourager à s'inscrire dans le concours de l'ENA. Parce que on ne peut pas parler d'égalité si le nombre n'y est pas. Avant de parler d'égalité dans les postes stratégiques, il faut envisager à renverser cette tendance-là de l'effet nombre qui est insuffisant. Je crois que on a aussi parlé de formation dans le leadership. Pour moi, toutes les femmes sont des leaders nés. Mais il faut développer ce leadership-là au fil du temps et au fil des expériences. On a parlé aussi de lever les obstacles institutionnels. Il faut que les femmes soient présentes dans les instances de décision. On définit la politique fiscale, on participe à la politique fiscale, mais quelquefois, les décisions nous échappent parce qu'on n'est pas présent dans les sphères de décision.
il faut valoriser, encourager les autorités à valoriser les compétences féminines. Tout à fait. Je crois que sur le plafond de verre et sur les initiatives, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, on a des propositions à faire. Peut-être qu'au fil des questions ou les compléments pourront être apportés. Merci, Madame Aïda. Merci, Madame Diarioto Aïdara Kamara. Je me tourne cette fois-ci du côté de Madame Welborn. Vous avez occupé le poste de juge à la Cour commerciale du Ghana et possédez une double expertise en droit et en fiscalité. Dans de nombreux pays africains, les femmes entrepreneurs, dirigeantes d'entreprises se heurtent à des obstacles structurels pour accéder au financement, au marché public et à la protection de leurs actifs. En vous appuyant sur votre expérience judiciaire et de conseil, quels sont, selon vous, les principaux obstacles juridiques et fiscaux avec la participation de leur pays et quelles réformes prioritaires contribueraient à transformer ces obstacles en levier d'autonomisation économique effective? Elle va s'exprimer en français, en anglais du moins, pour ceux qui auront besoin des traductions, de la traduction. Il y a comment ça s'appelle? Le matériel pour. Madame Welborn, vous avez la parole. Merci. Thank you. Thank you very much. Is it Doctor or Professor? Mariam? Doctor? Professor? Yeah, Professor Mariam. Thank you very much. I was a bit handicapped because my translator's equipment was not working. And I need to confess that my French is as old as 1971. That is what I've been using. So you pardon me if I make any repetitions that my sister, Dr. Kamara, asked me. But thank you for that question. From the perspective of the commercial courts, as an arbitrator, sometimes, because we dealt with arbitration and alternative dispute resolution as an alternative to adjudication. And in fact, because it was a commercial court, most businesses were very happy if they could resolve their disputes before they had a full-blown trial. And the experience that we had was that the more women who sat as arbitrators or mediators, the better the outcomes. I believe that women have an innate quality of maybe not all of us, but having empathy and also having the business sense and making sure that at the end of the day, the disputes were resolved. I recollect there was one lady who was involved in, I think, what do they call it now? Flight catering. She had a catering service that served airlines as they came in and out of Ghana. And there was a dispute between her and the bank. And this was happily resolved through the use of mediation. So I believe that through the experience or through the courts, the women participation even at that level, at decision making, they enrich the decisions that come out through the courts, and they really add to the resolution of the dispute as fast as can be within that commercial sector. The other thing I would like to say is that when we talk about economic sovereignty, what I understand it to mean is that it's having economic independence without relying on anybody. So how do women have this economic independence? Our earlier presenter showed us, and earlier speakers, refer to the fact that if you educate a woman, you educate a community. If you educate a man,
you educate an individual. And this was a quotation actually that one of our ancestors, Agri, also gave to us. So it is important that women are key to economic sovereignty. It is not by chance, it is not a favor that you are doing to women if you empower them. Indeed, from the home to the markets, to the community, to corporate level, informal level, women are there. Now we are trying to break the glass ceiling and go above. In fact, I have a woman, I think the director of budgets she was seated by me in Senegal. And I'm so excited because it is important that women should be involved in those decisions. At that point, what do we budget for our countries? What should go into the budget? Is it on water and sanitation? Is it going to be on education? Is it going to be in health? These are the things that will free women to, rise up and have their economic sovereignty. Giving women that chance to empower themselves economically is not a favor that you are doing to them. I believe it's smart economics. Smart economics if you empower women to have economic sovereignty, because it's a win-win affair. At the end of the day, the country will benefit, the nation will benefit, the revenue agencies will benefit, because if a woman expands her business, more profit will be, coming from that business, and then more revenue will also be coming from that. So I believe that there is definitely a link between economic sovereignty and even the courts, and also economic empowerment. Thank you. Merci, Madame Welwood. Vous avez parfaitement raison. Lorsque les femmes gèrent naturellement, il y a plus de ressources. Madame Aïdara, je vais me retourner vers vous pour votre deuxième et dernière question. Quel regard portez-vous sur la fiscalité comme outil de souveraineté économique? Plus précisément, le système fiscal de nos États est-il aujourd'hui conçu pour reconnaître, capter et encourager le potentiel économique des femmes, ou existe-t-il encore des fossés fiscaux comme la fiscalité de l'informel où les femmes sont surreprésentées qui freinent leur contribution pleine et entière au budget national? Merci, Madame Aïdara Kamara, vous avez la parole. Merci, docteur. À cette question, je répondrai oui, mais il y a encore des efforts à faire et qui sont en train d'être faits. Sur le secteur le plus important de l'économie informelle, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, les données de l'ANSD montrent que 61,9% des unités de production informelle non agricole sont détenues par les femmes. Cela traduit une forte présence féminine dans l'entrepreneuriat informel. Et justement, pour ce secteur informel-là, pas spécifiquement pour les femmes, mais il a été instauré la CGU, la contribution globale unique. Il a été instauré ce système simplifié de paiement de l'impôt, qui regroupe 6 impôts condensés en un seul impôt. On permet au secteur informel de payer. Le problème avec même ce régime fiscal simplifié, je crois que l'un des principaux freins est constitué par le fait que les femmes méconnaissent même l'existence de ces textes-là. Je crois qu'on a essayé de simplifier au maximum cet impôt-là, bien qu'il comporte des améliorations à apporter.
mais cette compréhension entre femmes et fiscalité, elle doit être analysée déjà dans cette ignorance même de la fiscalité par les femmes. Dans une autre vie, hors impôts, hors DGID, je rencontre beaucoup de femmes de ma communauté. Mais tu te rends compte que une femme qui n'a même pas atteint le CM2, tu peux pas lui parler de CGU. Et pourtant, c'est une dame qui peut être éligible à cette contribution globale unique-là. Donc, je crois que c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour le système du mentorat. En amont, c'est une question cruciale à régler. On ne peut pas payer quelque chose qu'on méconnaît. Et je suis sûre que si les dames étaient beaucoup plus sensibilisées au paiement de l'impôt, parce que ça concerne quand même la frange la plus importante de ces femmes-là, parce que le secteur informel, il reste important. Par rapport à ce niveau de qualification, ils doivent avoir aussi. L'ANSD l'a confirmé en disant que 63,8% des femmes entrepreneurs du secteur informel n'ont aucun niveau d'instruction. Donc, je crois que c'est des leviers importants sur lesquels on gagnerait à agir. Nous, inspectrices des impôts, on a toujours la promotion du civisme fiscal en bandoulière. Pour l'anecdote, j'ai une tante qui me dit, dans toutes les rencontres que nous avons, tu ne peux pas ne pas parler de ta direction générale ou de l'impôt. Donc, on a cette promotion du civisme fiscal-là, on l'a en bandoulière. Mais ça ne suffit pas. Il faudra l'appui de tout le monde pour faire adhérer les gens à l'impôt. Je me surprends même quelquefois de voir des gens qui ont un certain niveau d'instruction être très réfractaires à l'impôt. Je crois que c'est un travail à faire. La DGID est dans ça depuis plusieurs années. Nos journées portes ouvertes, on les faisait pour promouvoir l'impôt, pour faire adhérer l'impôt. Mais je crois que aussi on a lancé des projets que la DGID a condensé dans sa banque de projets. La digitalisation de l'impôt, elle occupe une place importante. Au-delà de la sensibilisation, je crois qu'il faudra, à un cran plus élevé, faciliter aux femmes le paiement de l'impôt. Il y a beaucoup de mesures contenues des mesures fiscales que l'on dira incitatives, contenues dans le nouveau code des investissements de 2025. C'est des mesures qui ne concernent pas spécifiquement les femmes, mais les femmes plus structurées, qui en quittent un peu l'informel, peuvent s'en approprier. C'est des mesures qui passent par ce qu'ils appellent le régime des investissements socialement responsables, des incitations fiscales et douanières qui peuvent garantir sur 3 ans les entreprises agréées la suspension de la TVA pendant la phase d'investissement, le guichet unique dématérialisé pour parler, comme tout à l'heure, de la digitalisation, c'en est une partie. L'exonération sur les zones rurales. Plus globalement aussi, les femmes sont beaucoup dans l'agriculture. Je crois que l'accès au foncier, il reste un levier important sur lequel on doit sécuriser les femmes. Ils ont une sécurité juridique de leurs terres. Je crois que ça leur permet d'accéder au financement parce qu'ils ont des garanties bancaires indéniables. Je crois que des mesures aussi de taux d'intérêt préférentiels seront proposées et de subvention des intrants agricoles sur la circulaire de 2018 où 20% des semences certifiées sont subventionnées. Encore une fois, ce n'est pas des mesures
qui concerne spécifiquement les femmes, mais cette éducation, cette formation des femmes peut leur permettre de comprendre l'existence de ces mesures-là et de les inciter à venir à créer l'activité économique, à développer cette activité économique-là pour que la mobilisation des recettes puisse être beaucoup plus facile pour la direction générale des affaires publiques. Tout à fait. Merci, merci Madame Aïda. C'est tout à fait cela. Il faut en amont une formation aussi business fiscale pour pouvoir bénéficier de toutes ces mesures qui peuvent être applicables aux femmes et qui leur seront favorables, bien sûr. Je me retourne du côté de Madame Ouaïbo pour la toute dernière question de cette année. En tant que juge de la Cour commerciale, instance où sont prises les décisions qui façonnent l'économie nationale, la souveraineté économique ne se limite pas à la capacité d'un État à mobiliser des ressources ou à gérer sa dette. Elle dépend également de la manière dont les règles du jeu économique sont définies et appliquées. Compte tenu de votre parcours, comment évaluez-vous le rôle des femmes, non seulement en tant que partie à un litige, mais aussi en tant que décideuses politiques et arbitres au sein des institutions qui façonnent les politiques économiques, budgétaires et commerciales? Selon vous, existe-t-il un lien entre une représentation accrue des femmes dans les postes économiques de haut niveau et le développement d'une souveraineté économique plus inclusive et plus résiliente pour les États africains? Madame Ouelbourne, vous avez la parole. Thank you. Thank you, Paul, for that question. Yes, indeed. There is a link between what women do, especially as they rise through the echelons and get to the decision-making areas of their various endeavors. We see that the impact that the women make is greater because they have that background of primary caregivers. And although we find that and studies have shown that there's a dearth of unpaid primary caregiving. And that is why policies, tax policies, have to be geared towards making life easier for women to give up their best in their various endeavors. I must say that as a member of SWIT has in its own way been trying to give a lot of tax education to the women in the informal sector, especially the market women. Over the past 2-3 years, SWIT has consistently been educating the women. Most people will ask, what is the need for my paying the tax? They need to understand why they pay the tax. They need to see a direct benefit of the taxes that they pay. And that is why tax policy comes in here, because the policymakers should know that tax expenditure is as equally important as tax revenues. And that is why some governments have got, programs that will lift up the women and the people who are marginalized from the doldrums to get a bit of economic empowerment. There is, for instance, the LEAP project, which is the livelihood empowerment in poverty reduction, which is a fund that's made available for the informal sector or brackets to get some funding, which is of course to be paid back, and you can expand your business or begin a business with that. Again, we have the free SHS
program primarily targeted at education, getting people into education, giving them a school feeding program, making sure that the children were fed once a day. So you see, when people are asked to pay taxes, they will not grumble because they are getting, or they can see, a direct benefit. So this is why we are saying that tax policy is linked with economic sovereignty. And economic sovereignty will only come about if more women are included in leadership positions. If women are included in decision-making positions, then the impacts will be greater than what we have present. So there are a few recommendations that I have here to move from participation to sovereignty. The following strategic actions are recommended. States must harmonize statutory and customary laws to guarantee women's land ownership. Governments must invest in child care centers and water infrastructure. Reducing unpaid care work is the single most effective way to free up women's time for economic production. When we come to access to finance, banks and fintechs need to develop credit scoring models that do not rely solely on land collateral by using transaction history or group guarantees. Then instead of taxing informal traders like banana sellers, plantain sellers, and so on, states should offer incentives, social security, storage facilities, legal protection to encourage formalization. We should have targeted training for women in rural areas to utilize digital banking and e-commerce platforms. A lot of women are involved in e-commerce now. And then governments must collect sex disaggregated economic data. You cannot manage what you cannot measure. The current GDP calculations often undervalue women's unpaid labor. So in conclusion, Madam Chair, I will say that the involvement of women in the economies of West African states is profound, it is pervasive, and it is indispensable. Women are the primary producers of food, the dominant force in the informal trade, and the managers of household resilience. However, their involvement is not synonymous with their sovereignty. Currently, West African women exhibit high levels of economic activity, but low level of economic power. They work hard, but they own little. They trade much, but accumulate little capital. Recently, did you hear of Ghanaian women going to Burkina Faso to buy tomatoes, and some people got killed, and now Burkina is saying that we shouldn't go and buy tomatoes again. So now the ball is in the court of Ghana. We have to make sure that we plant our own tomatoes. Again, this requires a paradigm shift from viewing women as beneficiaries of development to viewing them as architects of economic policy. Women as architects of economic policy. So we have to dismantle the legal barriers to asset ownership, invest in care infrastructure, and facilitate access to finance by establishing gender-friendly tax policy in West African states
can transform women's economic participation into genuine economic sovereignty. This transformation is not merely a gender issue. It is the cornerstone of any nation's economic future, as women who are economically empowered pay more taxes, like I said, a win-win affair, and invest back into the economy, raising the economic strength of the nation. They also raise children into economically empowered adults, reducing the burden of dependency on the nation's resources future. I thank you, Madam Chair. Merci beaucoup, Madame Elbo. Merci, Madame Camara. Je pense que c'était plus qu'un panel, mais plus des leçons inaugurales qu'on a eues tout à l'heure. Merci à vous pour vos réponses aussi pertinentes que brillantes. On va ouvrir le panel pour 10 minutes. Voilà, 10 minutes. On va prendre quelques questions et avoir quelques réactions de nos chers panélistes avant de clôturer le panel. S'il vous plaît, s'il y a des intervenants, des questions ou des commentaires. Oui, je vais prendre une liste. Madame Diouf. Oui. Madame, c'est comment le nom? Nyan. Madame Nyan. Une autre réaction? Madame? C'est Madame comment? Traoré. Une autre réaction? Voilà, on va commencer avec Madame Diouf-Pauline. Vous avez peut-être deux minutes pour partager avec nous vos réflexions et éventuellement les questions. Pauline, vous avez la parole. Bonjour à tout le public, bonjour chers panélistes. Mes remerciements à l'endroit de Madame Diarietou pour les excellentes réponses, la contribution qu'elle a eue et les éclairages qu'elle a eu à nous apporter. Mes remerciements aussi à Madame Justice pour la pertinence aussi de ses réponses. Donc je vais plus dans le sens d'observation d'une... je pense que nos deux panélistes ont dit pratiquement l'essentiel, ont mis le doigt sur beaucoup de problèmes. Donc, relativement à cette thématique, mon avis est que nous devons, avant d'évaluer, que l'on réfléchisse d'abord sur les outils qu'on a. Parce que tout à l'heure, Madame Justice a parlé de la collecte des données. Et il faut qu'on ait en interne, dans nos États, des informations sur des données sensibles aux gens. Parce qu'avant qu'on puisse évaluer, il faut d'abord avoir les informations. Et je pense que ça fait un peu défaut dans nos États. Il faut donc, à mon avis, il y a une nécessité forte d'obtenir des données ventilées par sexe. Ces données vont effectivement informer sur la répartition qu'il y a sur la richesse, la répartition des dépenses entre les hommes et les femmes. Donc sur ce point aussi, peut-être saluer un peu les efforts qui sont faits au niveau du Sénégal, puisqu'on l'a vu en 2024, il y a eu un arrêté quand même qu'on devrait saluer qui revient ou bien pose le doigt un peu sur l'accès des femmes au marché, puisqu'il y a un arrêté qui est sorti
pour aider les femmes à accéder à certains marchés qui ne sont pas très élevés, des marchés qui sont traditionnellement réservés aux petites et moyennes entreprises. Et on voit qu'il y a un quota quand même de 2% qui est réservé aux femmes sur un quota de 5% de manière générale. Donc, il faut peut-être saluer aussi ces efforts-là et encourager nos États à obtenir ces données, comme on l'a dit, qui vraiment pourraient nous aider à réfléchir, nous autres femmes, à comment davantage impliquer les femmes dans la collecte de ressources et la mobilisation de ressources domestiques. Je vous remercie. Merci, Madame Jour. Tout à fait, vous avez tout à fait raison sur le défaut de données. Je pense que ça fait partie des points à améliorer pour l'administration fiscale sénégalaise dans le cadre de la collecte des données, faire en sorte de faire ressortir les données qui sont sensibles au genre, notamment la ventilation par sexe, notamment pour les contribuables et autres données qui sont produites par l'administration fiscale. On le sait, généralement, la fiscalité est neutre, mais pour la production de données, si on pouvait avoir beaucoup plus de données ventilées par sexe, ça pourrait permettre, faciliter l'analyse en tant que chercheur de l'impact que certaines mesures peuvent avoir sur la fiscalité. Madame Nyon, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Cham. Je voudrais également féliciter les deux panélistes pour leurs interventions brillantes. Vraiment, Madame Camara, les propositions que vous avez faites sont, enfin, les analyses que vous avez faites sont très, très pertinentes et moi, je souscris à tout ce qui a été dit. Je souscris pleinement à ces analyses. Elles mettent évidemment en lumière, de mon point de vue, les liens entre fiscalité, inégalité de genre et souveraineté. Ce que je voulais dire concernant justement la question des données a déjà été évoqué par Madame Duc qui a parlé avant moi, donc je ne vais pas y revenir. Mais je voudrais insister sur un point, c'est la question de l'éducation et aussi le fait que la fiscalité, ce n'est pas qu'un outil de l'État, de financement de l'État, c'est un test de justice. C'est important que l'on se rappelle, comme l'a d'ailleurs très bien fait ce matin la présentatrice, le professeur Lucienne Dion, qu'il y a derrière des droits fondamentaux. Et au-delà donc de cette question de souveraineté, d'abord se rappeler que au niveau de la fiscalité des femmes, la prise en compte du genre, c'est un droit. Le protocole de Maputo qu'elle a évoqué un peu subrepticement en parlant ce matin d'engagement des États, l'évoque à suffisance. Il y a beaucoup d'articles qui traitent de l'égalité économique et également des obligations faites aux États de renforcer la participation des femmes dans les instances de décision. Donc, une fiscalité qui n'associe pas ces concepts-là dans une approche genre pose un peu problème parce qu'il faut véritablement partir du droit. La fiscalité, le droit fiscal, c'est du droit. Donc, partir de ça, c'est important. L'autre point que je voulais évoquer, c'est la notion d'inclusion financière. On en a parlé un peu, mais l'inclusion financière est un levier. Et pour cela, Madame Camara a parlé du secteur informel. Elle a parlé également des dispositions fiscales qui sont prises aujourd'hui, un peu des dispositions nouvelles comme la CGU, encore qu'elle n'est pas si nouvelle que ça maintenant, qui concernent les femmes, mais pas seulement. Elle l'a dit elle-même, ce ne sont pas des dispositions spécifiques aux femmes. Il n'y a pas vraiment d'approche genre dans cela. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment inclure davantage les femmes dans les processus de décision. Et moi, je me réjouis qu'il y ait ici beaucoup de femmes inspecteurs des impôts de la DGID. C'est vous qu'on interpelle. Nous, société civile, on aura beau parler, plaider, si ce n'est pas pris en compte, il ne se passera strictement rien. Et même ici, au niveau de mes amis fiscalistes, je pense que le travail, elle attend surtout de vous, les dames de la DGID, pour que vous le preniez en charge. Nous, société civile, ce qu'on peut faire, c'est plaider. Et pour cela, je dis et je répète que l'AJS a un rôle à jouer dans cette affaire. Comme vous le savez peut-être, nous avons des cliniques juridiques. Nous en avons une dizaine éparpillées dans le pays. C'est loin de suffire. Mais déjà, pour qu'on ait des questions dans nos consultations juridiques gratuites relatives à la fiscalité,
Il y en a très peu dans nos statistiques. Pourquoi? Mais parce que les gens ne savent pas. Vous l'avez dit, Madame Camara, il y a un problème d'éducation. Et donc, nous travaillons beaucoup sur l'éducation à la fiscalité. Mais on est loin d'être optimal pour cela. Tout simplement parce que même parmi les membres de l'AJS, nous n'avons pas assez de femmes formées à la fiscalité. On est plus de 350 membres actifs. On a à peine une dizaine qui s'y connaissent en fiscalité. Moi-même, je suis fiscaliste de formation. On a eu 2 aînés que vous connaissez certainement, Marie-Delphine Gaille, également Madeleine Cissé, toutes les 2 décédées. Elles sont membres de l'AJS. Ce sont les rares fiscalistes qui travaillaient avec nous sur ces questions d'éducation de la population à la fiscalité. Et les rares personnes qu'on voit dans nos boutiques nous posent juste des problèmes de les impôts qu'on m'a pris sur les salaires, est-ce que c'est régulier, on m'a licencié, on m'a payé les droits, est-ce que ce sera fiscalisé, je vais à la retraite, est-ce que ça sera fiscalisé? C'est tout ce qu'on nous pose. Mais les obligations fiscales qui leur incombent au-delà de ça, très peu. Donc, il y a un grand problème également d'éducation. C'est juste une contribution que je voulais donner et pour dire que il faut qu'on travaille sur l'éducation des femmes, il faut qu'on les pousse au métier de la fiscalité et il faut que vous, de la DGID, femmes de la DGID, vous nous aidiez pour ça, vous vous aidiez d'ailleurs vous-même parce qu'on est tous embarqués dans le même combat, si je peux l'appeler un combat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Nyon. Merci beaucoup, Madame Nyon. Je pense que vous venez de toucher un point assez essentiel qui est l'éducation au civisme fiscal. Je puis vous rassurer qu'avec IBP et Forum Civil, on avait fait le tour des 43 départements du Sénégal. On a formé les femmes vivant dans les collectivités minières. On a fait plus de 120 formations au civisme fiscal à des femmes dans le monde rural et ça a pu avoir des effets positifs. On va continuer le débat après. Il faut dire que ça a été, on avait amorcé le débat. Il y a un besoin qui est là avec des organisations comme le Forum Civil, comme IDP, comme l'Ex-Africa. On avait commencé cette formation au civisme fiscal, mais aussi cette formation à la conformité, notamment, comme ils le disent, à la compliance. Madame Traoré. Voilà. Attendez. Madame Traoré, vous avez la parole. Je voudrais remercier les deux. Je voudrais remercier les 2 intervenantes. C'est vrai, je suis fiscaliste, mais depuis pratiquement 6 ans, je suis ivoirienne. Depuis 6 ans, j'ai essayé de façon individuelle d'embrasser un peu la question de l'autonomisation de la femme. Ce que nous devons, je voulais ajouter que nous devons comprendre, c'est voir comment nous pouvons aider nos sœurs. La dame qui a parlé tout à l'heure a touché un peu le problème. Ici au Sénégal, vous avez fait des formations. Vous l'avez bien expliqué, professeur. Vous êtes allé dans les mines et tout ça, vous avez formé. Chez nous, le secteur informel est effectivement détenu, je dirais peut-être à 98% par les femmes. Ceux qui viennent à Abidjan ont pu entendre parler des femmes gourous du marché d'Agamé. Ce sont des femmes qui sont redoutables dans le commerce. Mais si aujourd'hui, on va leur dire, voici ce qui existe pour vous, voici comment vous devez faire pour sortir la tête de l'eau, parce que, vraisemblablement, il est reconnu au niveau étatique que ces femmes-là apportent beaucoup à l'économie nationale. Si aujourd'hui elles décident de ne pas vendre, peut-être qu'on ne mangera pas dans la ville. Donc, on voit un peu leur importance. Aujourd'hui, au niveau de la digitalisation, on a mis en place des systèmes qui vont jusque dans les plantations pour toucher ces agricultrices qui produisent pour les marchés, pour ravitailler les marchés. Mais comme elle a dit, Madame l'inspecteur des impôts, c'est vrai, il y a des tests.
Nous, on a la micro-entreprise, on a la tasse d'État et autres qui existent pour les petits entrepreneurs. Mais c'est de façon générale. Il n'y a pas quelque chose, je dirais, de spécifique ou de précis. Et on reste encore sur le point que nul n'est censé ignorer la loi. Quand il y a un test qui est pris, quand il y a un impôt qui est créé, tout le monde est censé le connaître. Mais c'est pas vrai. Alors, je vois que dans d'autres pays comme ici, il y a quand même des exemples assez intéressants où des formations sont menées dans des secteurs précis. Ce serait bien que ces actions-là puissent se faire de façon qu'il y ait une synergie au niveau de nos États. Comme aujourd'hui, on se retrouve par exemple pour la fiscalité particulièrement, il puisse avoir cette synergie-là, qu'il y ait ces échanges d'expériences, que là où on ne voit pas vraiment l'importance et l'utilité de ces femmes-là, que là où on a vu leur importance, qu'on puisse toucher l'élément de près pour que ces sensibilisations que vous faites chez vous, ces formations que vous faites à ces braves femmes qui se battent à 4 heures du matin, 3 heures du matin, elles sont levées, elles sont sur les routes, assises dans des camions, avec des denrées pour venir les vendre. Et quand elles finissent le peu, on vient prendre des impôts chez ces femmes-là. Mais il y en a qui payent sans savoir ce qu'elles payent réellement. Pourquoi elles payent ce qu'on leur demande? Oui, je paye parce que je ne veux pas de problème. Je paye parce que je vais faire mon activité de façon tranquille. Alors, on m'a dit de payer. Je pense que mettre le doigt sur la sensibilisation et cette formation serait essentiel. Mais il faudrait que dans la sous-région, il puisse y avoir un partage d'expérience à ce niveau-là pour que nous puissions véritablement aider nos sœurs, aider nos mamans qui sont de l'autre côté et qui ont aussi besoin de nous. Si nous n'allons pas vers elles pour les aider, pour leur exprimer ce que nous comprenons, c'est qu'elles ne savent pas, pour les soutenir dans la formation, elles ne pourront pas. On va revenir chaque fois parce que à chaque 8 mars, on danse, on porte le pagne et puis on parle d'autonomisation. Mais quand on sort de là, on ne voit pas que grand chose a pu être fait. Merci. Oui, c'est OK. Madame Aïdara, vous avez la parole. Vous allez juste donner vos réactions et après Madame Welborn pour qu'on puisse clôturer le panel. Merci, docteur. Je crois que les deux dernières préoccupations se recoupent. Elles tournent essentiellement sur la formation, l'éducation et la sensibilisation des femmes par rapport à l'impôt. Je crois que globalement, ce genre d'espace nous permet d'entendre les plaidoyers et les recommandations des uns et des autres, des unes et des autres. Ça nous permet aussi de dire que la DGID est ouverte à ce genre de rencontre, Madame Niang, où on aura la synergie d'action entre peut-être la société civile et la DGID pour sensibiliser à l'impôt. Je crois que si on réussissait à formaliser, à fiscaliser, ne serait-ce que la moitié des femmes dans les données de la NSD, qui sont à 61%, et après 2,2 milliards d'impact chaque année, si on réussissait à fiscaliser ne serait-ce que la moitié de ces femmes-là, notre mission de mobilisation des ressources en sera facilitée. On a les mêmes préoccupations de sensibilisation, de formation. Donc, nous souscrivons entièrement, Madame Niang, et restons à l'écoute de toutes les propositions qui pourront venir et de toutes les recommandations. Et d'implication de la société civile qui pourra nous venir au niveau de la DGID, co-organiser avec nous des missions de sensibilisation.
C'est la même préoccupation que Madame Traoré. C'est vrai, pour payer l'impôt, il faut connaître l'impôt. Je suis tout à fait d'accord. Et il faut aussi connaître pourquoi on paye l'impôt. Donc, c'est la question de l'éducation et de la sensibilisation qui revient. Tout à fait. Nous sommes tout à fait d'accord par rapport à l'importance de cette question-là. Merci, madame. Parlant de Madame Jour, elle a parlé de l'accès à l'information, de l'accès à la donnée. Je crois qu'elle a raison. Pour l'analyse et pour la prise de décision, la donnée est importante. Donc, nous souscrivons parfaitement. Pour la répartition, elle a parlé du quota des femmes sur les marchés publics. Mais moi, je souhaiterais que les femmes renversent cette tendance-là et puissent prendre plus en exécutant excellemment bien les marchés pour pouvoir bénéficier d'un quota beaucoup plus important. Nous pouvons et nous devons le faire. Merci. Merci, Madame Camara. Madame Welbo. Thank you very much. I will just say that sweet women talking tax, paying tax in a human way. So the ball is in our court. As countries who have sweat, we have to lead the charge in educating our sisters in fiscal policies. That we have to take charge and work hand in hand with the CSOs who are also assisting us with the revenue agencies. So our work is cut out for us, and I know that we will succeed. So sweet, women talking tax, paying tax in a human manner. Thank you very much. Merci, Madame Welbo. Nous voici à la fin du panel. Merci, Madame la maîtresse de cérémonie. Je vous rends la parole. Je pense que j'ai pas été trop long. On peut applaudir bien fort parce qu'elle a respecté le temps. Bon, après, il faut dire que je l'ai menacée avant qu'elle ne démarre, mais elles ont respecté le temps. Merci beaucoup. On va faire une photo. Photographe. Moussa, le photographe est là. Qu'on puisse faire une photo avec la modératrice et les panélistes avant de les laisser partir. On va la faire en bas, mais merci beaucoup. Thank you for keeping it short and very, very interesting. Merci beaucoup, Nyanya. On applaudit encore bien fort. Merci encore. Et on va garder ensuite Madame Camara. On va demander à vos collègues qui sont quand même restés toute la journée de venir faire une photo avec vous. On aurait dû le faire ce matin avec Madame Djabi avant qu'elle ne parte, mais bon. On va demander à la DGID de venir rejoindre leurs collègues, s'il vous plaît, pour une grande photo. Et merci d'être restés avec nous. Merci aussi d'avoir accompagné cette journée-là. On applaudit encore la DGID bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et c'est très intéressant, je vous ai écouté tout à l'heure avec un sourire quand vous dites qu'il y a des femmes dans le top management. Et c'est pour ça qu'on voit comment la DGID a changé. Et ça, c'est vraiment à applaudir. Donc, bravo au DG. On applaudit bien fort. Ça fait plaisir de voir des femmes comme ça dans la fiscalité.
Nyanya, on va te demander de revenir avec tes panélistes, s'il te plaît, pour 2 secondes. On est au pays de la Teranga et c'est important de remercier. On va demander à Madame Camara de poser son sac et de revenir. Et on va demander à Justice Margaret aussi de revenir. Madame Camara, Justice Margaret, please, can you come back? Please. Voilà. On peut faire une photo rapidement, s'il vous plaît. Merci. On applaudit encore bien fort, s'il vous plaît, la modératrice et les panélistes. Thank you, Madam President. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Thank you. On va maintenant passer à la session technique numéro 2 avec à la modération Madame Awapan Nanjai, Tax Specialist. Et la première panéliste est Madame Aminata Fall Dramé, économiste au niveau du ministère des Finances et du Budget du Sénégal. Et la panéliste numéro 2, Madame Béatrice Mbouch, CEO of the Gambia Chamber of Commerce, suñu mbokku Gambia yi. Ñu tàccu leen bu baax a baax a baax a baax. Madame la modératrice, quand il vous restera 10 minutes, je vous ferai signe pour que vous puissiez prendre les questions. Quand il restera 10 minutes. Est-ce que le document peut être projeté ou c'est pas prêt? Excusez-moi, Moussa, est-ce qu'on peut projeter le document ou c'est pas possible? Merci.
Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Awa Ndiaye. Je travaille pour Expertise France. Je suis la chef du projet GET, Gender Equality in Taxation. Avant tout, je tenais à remercier chaleureusement Suite Sénégal pour cette invitation. C'est un plaisir et un bonheur de pouvoir prendre part à cette discussion aux côtés d'acteurs aussi engagés pour une fiscalité plus équitable sur notre continent. Donc, quand on parle du rôle des femmes dans la gouvernance fiscale, on parle en réalité d'un sujet qui est encore peu visible, mais qui est absolument central, car la fiscalité est au cœur de la souveraineté des États. Et je crois que depuis ce matin, à travers les différentes interventions, on s'en est rendu compte. Elle finance les politiques publiques, elle structure les économies et surtout, elle influence profondément les inégalités. Et pourtant, elle est encore très souvent pensée comme neutre alors qu'elle ne l'est pas. On sait tous qu'elle crée des effets différenciés selon qu'on soit une femme ou un homme. Donc, dans un tel contexte, les femmes sont des actrices majeures de l'économie, soit comme contribuables, soit comme entrepreneurs ou tout simplement comme travailleuses. Mais elles restent encore suffisamment présentes dans les espaces où les décisions fiscales se prennent. Donc, de quoi on parle concrètement quand on fait référence de la place de la femme dans la gouvernance fiscale? On peut distinguer des espaces clés et précisément trois espaces dans lesquels les femmes jouent un rôle vraiment majeur, ou je devrais dire dans ce contexte actuel, devraient jouer un rôle essentiel. Et ces espaces, ce sont les administrations fiscales et dans le cadre du monde de l'économie en tant qu'actrice et dans l'écosystème d'influence. Parce que quand on parle d'écosystème d'influence, les personnes font souvent référence aux organisations de la société civile, mais il existe aussi des réseaux qui sont externes aux administrations fiscales et douanières et qui jouent un rôle majeur. C'est le cas aujourd'hui de Suite, qui s'intéresse sur les questions de fiscalité, qui s'intéresse sur des questions d'équité, de justice et d'inclusivité. Donc, pourquoi aujourd'hui c'est important de parler d'un tel sujet? Parce que une gouvernance fiscale qui est plus inclusive permet de construire des politiques qui sont plus justes, plus efficaces, mais qui aussi renforcent la confiance de l'impôt. Dans le panel précédent, l'une des intervenantes a parlé de la nécessité pour les personnes ou les contribuables, et particulièrement les contribuables femmes qui payent l'impôt, de savoir comment sont utilisés ces impôts-là. On a aussi beaucoup parlé de l'information fiscale, l'accès à l'information, parce que c'est un lien en fait de confiance entre l'administration et les contribuables. Donc c'est autour de ces questions qu'on va structurer la présentation de la sous-thématique avant d'ouvrir le débat avec mes deux chers panélistes. Donc là, au cours de l'intervention, je vais d'abord clarifier ce que recouvre le rôle des femmes dans la gouvernance fiscale. Parce que c'est important en fait de situer les choses avant d'entrer dans le vif du débat. Ensuite, comment il se traduit? On parle de gender mainstreaming, on parle de gender equality, mais comment est-ce que ça se traduit ou comment est-ce que ça devrait se traduire? Et enfin, on va parler des défis, parce que des défis, il y en a, et il y a aussi des leviers d'action. Qui dit défi, qui dit mesure qui va permettre de passer au-delà de ces défis et de pouvoir proposer en fait des recommandations qui nous permettront d'avoir en tout cas une intégration du genre beaucoup plus inclusive. Madame la modératrice, je voudrais savoir combien de temps j'ai pour faire la présentation de la thématique. D'accord, ok. Donc, je vais essayer d'aller très vite. D'abord, quand on parle de gouvernance fiscale, on peut le regarder à trois niveaux. Les décisions. Est-ce que vous pouvez passer les slides, s'il vous plaît? Voilà.
Donc là, il y a 3 niveaux clés. Les décisions, c'est-à-dire les politiques fiscales, la mise en œuvre, ce que font les administrations au quotidien, et enfin l'influence, c'est la capacité des acteurs économiques et de la société civile à peser. Mais clarifions l'enjeu dès le départ. Parler du rôle des femmes dans la gouvernance fiscale, ce n'est pas ajouter une dimension sociale. C'est remettre en question la manière dont les systèmes fiscaux sont conçus et fonctionnent. Donc, ce n'est pas du tout un sujet à côté. C'est un sujet purement structurel. Le premier niveau, tout à l'heure, j'en ai parlé, c'est les décisions fiscales. Et ça fait appel à 3 questions. Qui décide de quoi? Qui paye? Combien? Donc, ce sont des choix qui ne sont jamais neutres. Ils peuvent avantager certains groupes ou au contraire en invisibiliser d'autres. Par exemple, la fiscalité du travail par rapport à celle du capital ou encore le traitement des petits revenus versus les grandes entreprises. Donc, sans un regard attentif, certaines réalités, notamment celles des femmes, passent sous le radar. Donc, le deuxième niveau, c'est la mise en œuvre. Tout le monde a parlé de politique fiscale ce matin, mais oublie la mise en œuvre de la politique fiscale. Parce que quand une règle peut paraître neutre, mais ses effets peuvent ne pas l'être. Donc, l'accès à l'information, aux services numériques n'est pas le même pour tous. Et certaines contraintes, notamment des femmes, peuvent limiter leur capacité à entrer dans le système. Donc, la mise en œuvre devient ainsi un filtre qui peut amplifier les inégalités. Et le troisième niveau qui concerne l'influence permet de se poser différentes questions. Qui participe réellement au débat fiscal? Qui est entendu? Est-ce que ces espaces souvent techniques et peu accessibles, est-ce que les femmes y sont moins présentes et moins audibles? En fait, on se pose toutes ces questions-là parce qu'on se rend compte que les priorités reflètent surtout les acteurs les plus visibles. Donc, si nous sommes dans un espace d'influence où il y a plus d'hommes, c'est plus les problématiques des hommes qui vont être remontées et qui vont se refléter sur les différentes dispositions à caractère fiscal qui seront prises, laissant de côté certaines réalités économiques et sociales. Donc, j'avais prévu pas mal de slides pour expliquer tout cela, mais je crois que je vais m'en arrêter là et passer la parole à nos panélistes. J'ai deux dames. J'ai 2 dames à côté de moi et ensemble, nous allons explorer le rôle des femmes dans la gouvernance fiscale. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir en premier Madame Aminata Fall. Bonjour, Madame Fall. Bonjour, Awa. Plaisir de partager ce panel avec vous. Donc, Madame Fall est la présidente du réseau des femmes des finances publiques du Sénégal. En même temps, elle est conseillère technique au niveau de la direction de la programmation budgétaire du Sénégal. Et à ma droite, j'ai Madame Cissé. Bonjour, Madame Cissé. Donc, j'ai Madame Béatrice Mbot qui remplace Madame Cissé. Peut-être que je vais la laisser en un mot se présenter. En un mot, est-ce que vous pouvez vous présenter? Okay. Good afternoon, everyone. My name is Beatrice Antoinette Wood. I am the Chief Executive and founder member of Gambia Women's Chamber of Commerce. Merci beaucoup. Merci, Madame Boch. Je vais vous poser une question à toutes les deux et vous aurez 3 minutes ou 5 minutes pour y apporter des éclairages avant de passer à des questions beaucoup plus poussées. Selon vous, comment faire pour que la fiscalité devienne un outil à la fois inclusif et efficace et pour que la voix des femmes soit réellement intégrée dans toutes les décisions fiscales? Madame Fall. Merci, Madame la modératrice. Merci, ça me fait plaisir aussi de partager ce panel avec vous. Merci aussi au groupement des femmes fiscalistes à IFIC Sénégal. Excellente question, je trouve, à mon avis. Et à mon sens, parler de renforcement du rôle des femmes dans la gouvernance fiscale, c'est poser une question centrale de qualité de l'action publique, surtout. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer la représentation des femmes,
dans les institutions fiscales, même si cela est important. Il s'agit aussi d'assurer que les politiques fiscales sont conçues et mises en œuvre et évaluées de manière inclusive, en tenant compte de leurs effets réels. Vous savez, au Sénégal, on a eu à mettre en place beaucoup de dispositifs. Si je le dis comme ça, par rapport à l'institutionnalisation du genre. Au niveau du ministère des Finances et du Budget, plus précisément la direction de la programmation budgétaire, nous établissons ce qu'on appelle le document budgétaire genre, que l'on annexe au niveau de la loi de finances initiale. Mais dans ce document budgétaire genre, nous avons eu à travailler depuis 2016 sur ça. Maintenant, c'est l'ensemble des ministères sectoriels qui participent à ce document budgétaire genre. Mais nous nous sommes rendus compte, que dans ce document budgétaire genre, nous avons ce qu'on appelle seulement les dépenses fiscales. Mais pourquoi ne pas aussi penser aux ressources? Parce que quand vous parlez de budget, on parle de ressources et de dépenses. Maintenant, ce que l'on veut à travers l'administration fiscale, l'administration des douanes, l'administration aussi des autres ministères sectoriels, c'est de réfléchir à cela, de voir comment concrètement prendre en charge la participation des femmes dans les recettes nationales. Je fais partie d'un comité, le comité de recettes. Je crois que c'est une question à poser à ce niveau-là pour permettre pour demander à nos administrations fiscales de nous fournir, d'essayer de nous fournir des données sexo-spécifiques. Ces données-là sont importantes. On a les données, les recettes par rapport aux documents voies et moyens qui nous permettent d'avoir l'ensemble des recettes, mais en général, on n'a pas des données spécifiques pour montrer un peu la contribution des femmes au niveau des recettes fiscales. Merci beaucoup, Madame Fall. Donc, elle nous a montré que, à travers sa réponse, que la participation des femmes, ce n'est pas seulement une question de représentativité, mais c'est de réellement pouvoir mesurer les effets différenciés à travers des documents qui sont portés par des directions techniques comme la direction budgétaire. Et elle porte un plaidoyer pour que le document budgétaire genre, qui inclut en ce moment les avantages incitatifs, les dépenses fiscales, puisse être élargi, si je ne me trompe pas, à tout ce qui concerne la mobilisation des ressources, ce qui permettrait de mesurer l'effectivité de la participation des femmes. Merci, Madame Fall. C'est vraiment éclairant. Madame Budge, par rapport à la question que je viens de poser, quel est votre avis? Thank you very much. I must also indicate that I'm the Vice President of SWIT the Gambia. Thank you very much. Like all former speakers have said, in the Gambia also, the government, particularly Ministry of Finance, has introduced the gender-based budgeting. And it is a policy of the government that every department adopts this initiative. So this, in a way, unlike everybody else said, our representation in government, in parliament, in institutions is very, very low. So therefore, women are not there to make the necessary inputs that need to take care of their needs. So I believe supporting women-led financial initiatives is very, very important. I come from a chamber of commerce, and I know how women struggle to put together their investments. So if they're not given the right support, it's going to be very, very difficult for them to maintain these investments or even take their businesses to another level. It is also important to advocate for policies promoting equal access to financial resources.
This one is a difficult one because at the level of the private sector, we always believe that we have to build the capacity of women in digital financial literacy, digital and financial literacy, because otherwise they will be left behind. They will not be able to maximize the opportunities that present themselves. Also, we believe that financial education, like I said earlier, and building the capacity of women is very, very important. Some of these women have not even been to formal school, yet they are doing so well in business. So, and they are contributing because we are working with them on formalization, total formalization. It's not an easy task, but they are listening to us and they are now changing, because before, paying taxes was looked upon as a punishment to a particular business. But now, when we work very closely with GRA, I must commend my colleagues from GRA. The way we present it to the women now is to show them what benefits lie in paying taxes. And once they understand that there are benefits to be enjoyed, then it's easier to get them to pay their taxes and not continue to be informal. Because for us as a Chamber of Commerce, you cannot be part of us if you don't formalize your business. So your business has to be registered. And every year we organize an award ceremony. As part of the criteria, if you are fully formalized, you have the opportunity to get the award, which goes with monetary value. But if you are not formalized, you will not be considered. And then also finally, let me say, encouraging women to take leadership roles in finance and budgeting. Because I always say the women in the community are very, very important. Because before we even get to central government and the executive and the National Assembly, these women in the communities, they are chosen to become women councillors, women leaders, and sometimes they represent their constituents at the National Assembly. So if we don't build their capacity at the grassroots level, it's going to be very, very difficult for them. Even when they go to the National Assembly, they will be very, very quiet because they will not be able to articulate the issues that they are confronted with. Thank you. Merci beaucoup, Madame Baud. Elle est revenue sur plusieurs défis, notamment les défis de la représentation, l'accès à l'information fiscale, la sensibilisation et l'appui au secteur informel pour une meilleure formalisation. Merci pour ces éléments, Madame Bauch. Madame Fall, je me retourne pour vous poser une question beaucoup plus précise par rapport à votre statut de présidente du réseau des femmes des finances publiques du Sénégal. C'est un rôle qui est très important quand on parle de la place de la femme dans la gouvernance fiscale. Selon votre expérience, quel levier vous semble aujourd'hui plus efficace pour renforcer concrètement l'influence des femmes dans les processus de décision au sein des administrations qui s'occupent à la fois de la mobilisation et de l'utilisation des ressources? Merci Awa, merci pour cette pertinente question. Je crois que le principal levier, comme on l'a dit depuis ce matin, c'est le renforcement de capacité, surtout. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'au niveau de l'administration sénégalaise, il y a quand même des femmes bien formées et des femmes qui ont un background qui peut permettre d'avoir des positions, en tout cas au niveau décisionnel. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est vulgariser un peu le mentorat. Au niveau du réseau des femmes dans la gestion des finances publiques, c'est ce qu'on s'est dit. Tout à l'heure, nous avons parlé d'aller au fin fond du Sénégal pour pouvoir faire des renforcements de capacité à ces femmes, des sensibilisations par rapport à cela.
Mais nous avons pensé aussi au niveau des listes. Et dans notre comité directeur, par exemple, il y a des élèves, il y a des étudiants qui sont au niveau du comité directeur. Et nous avons eu à mettre en place des clubs de mentorat au niveau des universités. Université de Saint-Louis, Université d'Iguinchor, Thiès. Et maintenant, nous allons vers Dakar et Bambey. Donc, tout ça, c'est pour permettre de sensibiliser très tôt nos jeunes élèves et étudiants à la question des finances publiques, donc à la question fiscale, pour pouvoir leur permettre éventuellement d'avoir un début de carrière très tôt, d'être sensibilisés à ce niveau pour très tôt s'intéresser à ces questions-là. Je crois que si on y arrive, ça pourra en tout cas pousser les femmes à avoir plus de formation dans ce domaine-là, mais à avoir la possibilité d'accéder. Comme l'a dit tout à l'heure Madame Tamara, au niveau des impôts et domaines, c'est 188, il y a que 25 femmes inspecteurs des impôts. Mais regardez, si on a plus de femmes qui sont formées, on aura plus de possibilités à accéder à ces niveaux de discussion. Merci. Merci beaucoup, Madame Fall. J'ajouterais juste qu'au-delà en plus de la formation et de la sensibilisation, qui sont vraiment des leviers très, très, très importants et très pertinents, les administrations sont en train de faire des efforts. Faut pas les nier. Aujourd'hui, si on prend l'exemple du Bénin, l'exemple du Gabon, ils sont en train de développer des plans stratégiques genre. Et si j'y rajoute le Cameroun, c'est des pays qui ont fait des évaluations de leur administration fiscale pour voir le degré d'intégration des enjeux de genre et de fiscalité. Et même avant d'édicter des plans stratégiques genre, au niveau de leur plan de développement stratégique, les enjeux de genre et de fiscalité étaient déjà présents sur la partie gouvernance, notamment sur tout ce qui est représentativité à des postes de direction. Et si je prends l'exemple du Tchad, il y a un quota de 33% qui est imposé à l'administration fiscale pour la présence des femmes au sein de l'administration et un quota de 30-70 au niveau des postes de direction. Donc, il y a un outil qui a été développé par le FMI qui impose aux administrations fiscales dans le cadre de leur évaluation de faire des analyses genre par rapport au niveau de représentativité des femmes. Je crois, Madame Fall, que ça, ce sont des avancées majeures qui vont permettre aux femmes de ne pas juste percer le plafond de verre, mais de l'écraser pour une meilleure représentativité. Madame Cissé, vous avez parlé des défis tout à l'heure, mais que pensez, est-ce que vous avez formulé des recommandations au niveau de Suite Gambie pour porter un plaidoyer afin de permettre aux femmes de voir des postes décisionnels, d'avoir accès à des postes décisionnels, mais aussi de pouvoir sensibiliser les femmes qui sont dans le secteur informel sur les réformes fiscales qui ont été conduites par les administrations fiscales en Gambie. Thank you very much. In terms of representation, the strategy that is being used in the Gambia is to talk to the political parties themselves, because this is where the problem lies. Most of the women will tell us, I want to contest for election, but within my party, when we go for primaries, the men are always chosen over the women, and there's real struggle there. So the country is trying to, we have what you call the inter-party committee, and they're trying to encourage all parties to have at least a quota for women, at least 30% of their electorates that they want to send to look at, to consider women to stand for the National Assembly members, to stand for council. If you look at the level of cabinet ministers right now, we have only 3 females there. And this is not very good for us, because if women are not seated where the key decisions are made, obviously it would result to what we're trying to address today.
Also, in the National Assembly, we only have 5 women and only 2 are elected. The others were chosen by the president to be there because he has the power to nominate. So we are saying women should not always be nominated. We should be able to go and contest like the men. So really, a lot of leadership trainings have been going on by NGOs and international organizations to sensitize women to stop clapping for the men, but to make the bold move of standing elections on their own. Also, when it comes to this topic we are talking about, we believe the way we can get around it is to increase women representation in budget planning committees. We also believe that providing financial literacy training for women leaders is also key, that we also implement the gender responsive budgeting that the government is championing. We need to support women-led initiatives and organizations and collect and use gender disaggregated data for policy decisions. Like it was said since this morning, without gender, we really cannot make a real decision. And then government to introduce a gender responsive public procurement policy. Thank you. Merci, Madame Bott. Des applaudissements pour elle. Je fais le dernier tour. Madame Fall, dans le cadre du réseau des femmes, est-ce qu'il y a une forte adhérence des femmes qui sont dans les directions concernées par le MEF? Et est-ce que aussi, dans le cadre toujours de ce réseau, vous prévoyez de travailler avec des réseaux comme Fuite pour amplifier votre impact? Je dirais pas encore au niveau des régies financières, parce que nous venons juste d'avoir la formalisation du réseau des femmes dans la gestion des finances publiques, mais nous prévoyons d'aller vers ces régies financières-là pour avoir en tout cas une forte adhésion par rapport à cela, parce qu'il y a beaucoup de points, d'activités que l'on a identifiés au niveau du plan de développement stratégique et qui pourront intéresser ces régies financières pour lever justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport aux autres pays, être à même de, je dirais pas à égalité, on ne pourra pas de sitôt, mais au moins avoir un pourcentage de femmes au niveau des postes de décision. Et c'est des plaidoyers qu'on prévoit de faire au niveau des plus hautes autorités, mais aussi sur d'autres domaines aussi, par rapport aussi à l'élargissement de l'assiette fiscale. Parce qu'on a besoin, on n'est pas sans savoir qu'au Sénégal, on a besoin de cela. Mais pourquoi pas aller vers les femmes entrepreneurs dans l'informel. Par exemple, tout à l'heure, Madame Camara l'a relevé, à côté de 400 000 unités de production, nous sommes à presque 70% qui sont gérées par les femmes. Pourquoi pas les sensibiliser, les aider à adhérer à la contribution fiscale. Merci. Merci beaucoup, Madame Fall, pour cette précision. Peut-être je vais juste rajouter un élément. Dans le cadre toujours du projet Gender Equality in Taxation, pour faciliter en fait l'accès à ces femmes du secteur informel à l'information fiscale et pour permettre une meilleure conformité fiscale, nous avons initié des dialogues inclusifs entre l'administration fiscale et les femmes du secteur informel du Bénin, ce qui a été très, très, très utile et très instructif parce que ça a permis d'avoir un retour sur le ressenti des femmes par rapport aux différentes réformes fiscales qui ont été prises à leur rencontre. Et même, on a produit avec ces femmes, avec l'appui bien sûr de la Direction générale des impôts, une note de plaidoyer pour que ces femmes-là, qui ont été formées bien sûr à la fiscalité et à la politique fiscale, pour que ces femmes puissent faire leur contribution aussi. Et il y a une contribution phare que la DGI a appréciée. En fait, il y a une taxe, la taxe sur la TPS, la taxe sur les prestations de services, qu'ils appliquent
au secteur informel, qui est de 5%, avec bien sûr un quota minimal, sauf que cette taxe-là ne fait pas la distinction entre les activités de négoce et les activités de prestation de services. Et on sait que les modalités et la définition de la base taxable n'est pas pareille. Donc, les femmes ont proposé à l'administration une différenciation de taux selon qu'on soit dans une phase en prestation de services ou en négoce. Donc, il y a des taux différenciés de 2 et de 5%. Et je crois que c'est des dialogues comme ça qui font que les femmes, qu'elles se trouvent au niveau des administrations fiscales, dans le monde de l'économie ou dans le monde de l'influence, puissent participer pleinement au débat fiscal et avoir une véritable place dans la gouvernance fiscale. Voilà, je voulais juste saluer aussi le travail qui a été fait par Haïti, par quand on nous a invités à relever un peu les biais implicites et explicites qui se trouvent au niveau du Code général des impôts pour pouvoir faire un plaidoyer aux plus hautes autorités. Et je dirais pourquoi pas le faire avec le Code des douanes, avec le Code aussi des investissements pour permettre un peu une plus grande, en tout cas, considération des femmes au niveau de ces réformes-là. Merci. Merci beaucoup, Madame Fall. La dernière question à Madame Mbouch, avant d'ouvrir le débat. Selon vous, est-ce que vous êtes optimiste que les femmes vont bientôt pouvoir participer pleinement à la gouvernance fiscale en Gambie? Thank you very much. I'm very optimistic, and ask me why. Because I believe Sweet Gambia alone, if we work hard and reach our target, who we already know, and we have a series of activities lined up to implement, it would really cut the work of the private sector and the chambers into half already, because we would have reached the women in the community that matter, the women that own businesses. And like we say, when a woman talks to her colleague, her peer, she tends to listen more than when others speak to her. So we believe the women have a lot of confidence in us because they know we have tried to build credibility over time, able to reach them. We know that we can also get the men folk alongside. So I'm really confident that we will be there through the work of Sweet Gambia under the leadership of Mariama Diop. Merci beaucoup, Madame Bouch. Merci beaucoup, Madame Fall. Je pense qu'elles ont donné énormément d'informations et ce qui marque la différence, c'est que c'est des informations qui sont pratiques, qui sont palpables, c'est des vécus à côté de tout ce qu'on prévoit. Et là, on sent nettement qu'il y a énormément d'efforts qui ont été faits. Et bientôt, Inch'Allah, les femmes vont participer pleinement à la gouvernance fiscale. Maintenant, je me tourne vers vous pour attendre vos réactions et vos questions. Vu que le temps est contre nous, nous allons juste prendre 3 à 4 intervenants. Merci Awa, merci à vos panélistes, à notre panéliste pour la qualité des informations qui ont été partagées. Je voudrais remercier le réseau des femmes en finances publiques et GET avec lesquelles organisations on a beaucoup travaillé sur le genre et la fiscalité, notamment sur la détection des biais de genre dans le Code général des impôts l'année passée. Et ce document a été transmis aux autorités. Juste pour vous dire que c'est un travail qui a été mené par IBP GET et le réseau des femmes en finances publiques. C'est un travail qui a été tellement intéressant que la Direction générale des impôts et domaines l'a repris dans le cadre du budget genre de l'année 2025-2026. En tout cas, félicitations pour le travail que vous avez abattu. C'était juste ces remarques que je voulais partager à l'attention du public.
Merci au réseau des femmes. Merci aussi à Guette pour le travail que vous faites pour la justice fiscale en faveur des femmes. Une question, une question. Thank you all very much. I'd like to contribute. The several speakers have spoken about the fact that we don't need to wait for policies. We can, begin to make changes ourselves. And one of the things that has been done in Nigeria is to enable people in the informal sector to prepare for, to upscale their business so that they can access credit. And what is done usually is to educate and help in bringing, when we talk about financial inclusion, there are certain things that cannot be waived because they're prerequisites to accessing credit. So what is done is to educate the women as to how to set up their business in such a way that they'll be viable, they'll be good enough to access credit. And these are things that I think the SWIFT in the different chapters can do in their locality, help the women not just to understand taxation, but to build up their businesses to upscale in such a way that they can access funding, which will help to improve, their business. And of course, once they're succeeding, it means that tax payment, they can even move out of that level of informal sector. But I'm thinking that it's some of the things, if we can't change policies, then we can ensure that we assist the women to improve on their potential to grow. Thank you. Madame la modératrice, ça y est, hein, c'est les deux contributions que nous avons. Je vous laisse clôturer. Merci, merci beaucoup. Des applaudissements pour les deux panélistes. C'est bon, je vous remercie. Des applaudissements pour la modératrice et les deux panélistes. On peut faire mieux que ça, s'il vous plaît. Je sais que c'est la fin de la journée, on peut faire mieux que ça. C'était très, très, très intéressant. Merci beaucoup encore, Madame Awapenda Jai, pour cette modération. Merci, Madame Aminata Fall-Dramé. Madame Béatrice Mbodj, jërëjëf. Nul ñu waa Gambia bu baax boo delloowe. Jërëjëf ñu tàccuwaat leen bu baax. Thank you very much. Le meilleur a été gardé pour la fin. We saved the best for last. I think we all waited for this session. This is truly a session we've been longing for, especially as women, because we all have a sort of hate and love relationship with our bodies. The topic of premenopause, menopause, and postmenopause speaks to our lives, our health, and our well-being. And it's an honor to have Dr. Abdoulaye Diop, who's an OB-GYN and who's very, very popular on social media in Senegal, doing an amazing, amazing job. And sorry, we've made you wait all afternoon. Really, really sorry. We apologize. A round of applause for Dr. Diop, please. On peut faire mieux que ça pour Dr. Diop, parce qu'on va apprendre des choses avec lui. The floor is yours. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être là pour vous entretenir d'un sujet très important. Je remercie l'ensemble des organisateurs qui ont bien voulu m'inviter à votre conférence pour parler d'un sujet qui va toucher la moitié ou plus de la moitié des êtres humains sur Terre.
c'est dire que c'est un sujet qui est très important. Ce ne sera évidemment pas un cours magistral que je donne à mes étudiants, mais je voudrais que ce soit quelque chose d'assez interactif. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vais essayer de parler plus fort. Voilà, donc je disais, je n'aimerais pas que ce soit quelque chose de comme un cours magistral que je donnerai à mes étudiants. J'aimerais que ce soit quelque chose de très interactif. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions. Est-ce qu'on pourrait mettre les diapositives, s'il vous plaît? Diapo. Parfait. Donc, le sujet sur lequel on va discuter aujourd'hui, c'est la ménopause. C'est quoi la ménopause? D'abord, la ménopause, en réalité, ce dont on devrait parler, c'est plus la périménopause qui pose problème. Parce que la ménopause en elle-même ne pose pas de problème. D'abord, il faut dire que la ménopause n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie que d'être en ménopause. Parce que toute femme qui, à un moment de sa vie, a commencé à avoir ses règles, à un autre moment de sa vie, évidemment, elle ne verra plus ses règles. C'est tout à fait normal. Donc, la ménopause n'est pas en réalité une maladie. Donc, ce n'est pas une pathologie, c'est une situation simplement qui concerne et qui concernera toutes les femmes à un moment ou à un autre de sa vie. C'est donc, elle est définie scientifiquement comme étant simplement un arrêt de fonctionnement des ovaires. Les ovaires étant les organes qui sont à l'intérieur du corps de la femme et qui sont responsables de la grossesse, entre guillemets. Donc, c'est dans ces ovaires que les femmes ont un certain nombre d'œufs qu'elles vont utiliser tout au long de leur vie pour leur maternité. Et lorsque ces œufs qu'elles ont à l'intérieur de leur corps sont épuisés, le phénomène de ménopause va survenir. Donc, la ménopause en elle-même n'est pas un problème. Et c'est un diagnostic rétrospectif. On ne va parler de ménopause que si la femme reste 12 mois sans voir ses règles. On suppose que c'est 12 mois durant lesquels elle n'a pas pris de moyens de contraception et qu'elle n'a pas pris des médicaments qui peuvent être responsables de cette ménopause. Diapositive. Un petit rappel d'abord, avant de parler de la ménopause, on va d'abord parler de ce qu'est un cycle menstruel. Diapositive. Parfait. Le cycle menstruel, à partir de la puberté, toutes les femmes vont commencer à avoir un phénomène très particulier qui va se passer à l'intérieur de leur corps et qu'on appelle le cycle menstruel. Donc la manifestation la plus courante ou la plus visible, évidemment, ce sont les règles. Donc c'est un ensemble de phénomènes dirigés par le cerveau, passant par plusieurs organes tels que les ovaires et tous les autres organes génitaux tels que les seins et autres, et qui simplement préparent le corps à prendre une grossesse. Et donc ce cycle menstruel va se mettre en place, ponctué par les différentes grossesses, ponctué par les différentes méthodes de contraception, jusqu'à un moment de sa vie où tout ceci va devoir s'arrêter, et c'est là où on va parler de ménopause. Diapositive. Cette ménopause en elle-même ne pose pas de problème, mais ce qui va poser problème, c'est la périménopause. Donc la période qui va entourer la ménopause, celle qui va survenir avant la ménopause. Elle va commencer 3, 4, 5 ans avant la survenue de la ménopause, et il y aura une perturbation de ce cycle menstruel, avec des signes qui sont très dérangeants et qui peuvent faire penser que justement la patiente est devant une pathologie, alors que ce n'est pas vraiment une pathologie. Ces signes sont principalement des signes cliniques et des signes paracliniques sur lesquels on va revenir. Diapositive. Physiologiquement, la ménopause est censée survenir aux alentours de 50 ans. À partir de 45 ans, diapo suivante, s'il vous plaît. À partir de 45 ans, on peut avoir les premiers symptômes qui montrent que la ménopause va arriver. N'est-ce pas? Même si on a vu des cas particuliers où cette ménopause va survenir plus tôt. Diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Donc, cette ménopause va aussi poser un problème de santé publique, parce qu'on l'a dit, parce que ça va concerner plus de la moitié de la population mondiale. Et avec les progrès de la médecine et le diapo précédent, avec les progrès de la médecine et l'avancée de la science, beaucoup de gens pensaient qu'arriver à la ménopause, ça signait un peu la fin de la vie, alors que non, arriver au niveau de la ménopause, c'est à peine si la femme elle a vécu la moitié de son existence. Donc cette ménopause va durer pratiquement plus de la moitié de la vie de la patiente, avec l'expérience de vie.
Mais ce sont les troubles liés à la ménopause qui vont être responsables justement de diminution de la qualité de vie de la patiente. Celui qui manipule les diapos va un peu trop vite ou pas assez vite pour moi. Vous pouvez retourner en arrière, s'il vous plaît. Encore un peu en arrière. Merci. Cette ménopause ne peut être considérée comme étant pathologique que si elle survient un peu trop tôt. Normalement, elle va survenir vers 45 ans, 50 ans, mais lorsqu'elle survient avant 40 ans, là, diapo suivante, on pourrait parler de ménopause précoce. Et dans notre consultation quotidienne, il nous arrive de retrouver des cas de ménopause à des gens à des âges très bas. Personnellement, l'âge le plus, diapositive, l'âge le plus bas pour lequel j'ai eu à consulter une patiente et chez qui nous avons posé le diagnostic de ménopause, c'est 25 ans. Donc vous imaginez qu'avoir une ménopause à 25 ans, ça pose beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Et souvent, c'est un diagnostic qui est irréversible. Et ça, vous imaginez un peu ce que ça peut donner chez une patiente de 25 ans qui vient en consultation, qui est à l'orée de sa vie, qui vient de se marier, qui a des troubles des règles, et chez qui on pose le diagnostic de ménopause. Ça, c'est vraiment catastrophique. Diapo. Il faudrait savoir aussi que cette ménopause va affecter tous les pans de la vie d'une femme, absolument tous les pans de la vie d'une femme, que ce soit son cerveau, son visage, son cœur, la vessie, les organes génitaux, les organes digestifs. Donc ça touche à peu près absolument tous les organes de la vie de la femme. Et ça va poser un problème de santé majeur parce que pouvant affecter des organes dits nobles ou et créer beaucoup de problèmes. Diapositive. Cette ménopause et l'effet que cette ménopause peut avoir sur la vie de la femme va affecter considérablement, principalement, les organes nobles tels que le cœur. Et donc, il y a des pathologies cardiaques qui vont commencer à apparaître. Et surtout, il y a une fragilisation des os avec cette fameuse ostéoporose que l'on va retrouver chez les femmes et qui vont être à l'origine de fractures pathologiques. Diapositive. Donc, cette préménopause ou cette ménopause va se manifester par des signes. Le principal signe dont les femmes se plaignent dans la ménopause, c'est évidemment les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, ce sont des sensations de chaleur, comme s'il y avait une bouillotte à l'intérieur du corps de la femme et qui explose au bout de quelques secondes, rendant la vie de la femme vraiment très très désagréable. Elle va être au milieu d'une salle climatisée, elle va transpirer, suer, demander qu'on allume la clim, même si on est au mois de décembre, même s'il fait 10 degrés, même si dans les pays tempérés, dans les pays froids, il fait 0 degré, elle va avoir excessivement chaud. Et ces bouffées de chaleur peuvent même affecter sa vie professionnelle. Parce qu'avec ses collègues au bureau, il fait froid, on ferme les fenêtres sont fermées, ou bien on allume la clim, et la femme se plaint de bouffées de chaleur demandant qu'on allume la clim parce qu'il fait chaud. Ça peut de temps en temps créer des problèmes. Et surtout, ces bouffées de chaleur sont nocturnes. Elle va réveiller la femme, elle va baigner dans sa sueur, elle va pas comprendre, et accompagnée d'une hypersidation, elle va suer, elle va avoir beaucoup de sueur, elle va pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça va vraiment altérer la qualité de sa vie, pendant qu'en général, le mari, lui, il dort paisiblement. Diapositive. Les bouffées de chaleur ne sont pas les signes de la ménopause. Tous les autres organes peuvent être affectés, comme on l'a dit. Et donc, il peut y avoir des crampes, des sensations de fatigue, un brouillard visuel, une nervosité, une irritabilité, des céphalées, des maux de tête, des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration, bref, tous les symptômes qui vont un peu affecter la qualité de la vie de la femme. Et c'est très, très, très désagréable pour certaines femmes. Diapositive. Le deuxième symptôme le plus fréquemment décrit chez la femme en cas de ménopause aussi, ou de périménopause, c'est les troubles du sommeil. Beaucoup de patientes, on va avoir du mal à dormir et avoir des insomnies très tenaces associées surtout à cette hypersidation, ces bouffées de chaleur. Et enfin, il y aura aussi des troubles sexuels avec une diminution de la libido qui s'explique par une atrophie des organes génitaux chez la femme, qui son envie sexuelle va diminuer, elle aura de moins en moins envie d'avoir des rapports sexuels, les rapports sexuels eux-mêmes seront douloureux, ce qui peut causer des problèmes, ce que nous appelons des conjugopathies, des problèmes avec le couple, chez le mari qui va pas comprendre pourquoi sa femme n'a plus envie d'avoir des rapports avec elle, et poser beaucoup de problèmes. C'est des symptômes qui sont très fréquemment décrits. Heureusement, il y a des solutions, on va revenir dessus. Diapositive. Sur un autre plan, la ménopause ou la périménopause va se manifester par des troubles de la peau. Les troubles de la peau avec un vieillissement prématuré de la peau, les fibres au niveau de la peau responsables de l'élasticité de la peau vont commencer à se dégrader.
La femme, elle va perdre son élasticité, les poils pubiens vont commencer à diminuer un peu, la modification du visage. De temps en temps, il y a de l'acné qui va apparaître chez la femme, ou bien la peau qui va commencer à devenir un peu grasse. Et parfois, même certaines femmes, il va y avoir une poussée de poils sur le visage, au niveau du duvet, au niveau de la moustache, ce qui va un peu créer beaucoup de problèmes, parfois même des complexes chez ces femmes. Et enfin, la prise de poids aussi, décrite chez les femmes, c'est une prise de poids qui est très décrite ou déplorée par les femmes. Et on sait qu'en moyenne, à partir de la ménopause, la femme, elle va prendre entre 3 et 10 kilos par an, ce qui est énorme. Cette prise de poids s'explique simplement par le fait que, puisque le système qui s'occupait du cycle menstruel ne fonctionne plus, la patiente, si elle continue à manger la même quantité d'aliments qu'elle mangeait et qu'elle n'utilise pas le même métabolisme, il va y avoir une accumulation de graisse parce qu'elle va avoir beaucoup d'aliments qu'elle va manger, de l'énergie qu'elle est censée utiliser, mais qu'elle ne va pas utiliser et ça va être à l'origine de l'augmentation du poids. Donc, ce qui va être conseillé, on le verra tout à l'heure, c'est à partir de la ménopause, de réduire un peu son alimentation. En tout cas, réduire ses apports, notamment tout ce qui concerne les lipides, les graisses ou bien les sucres. Parce que le métabolisme, l'énergie dans votre corps a besoin pour fonctionner a diminué. Donc, il faudra réadapter votre alimentation, réadapter votre style de vie, faire du sport et autres pour justement éviter cette prise de poids qui, pour certaines femmes, est catastrophique. Et enfin, cette prise de poids va avoir un impact, évidemment, sur les articulations, le corps étant plus lourd, plus la fragilité des os liée à l'ostéoporose, et donc les premières douleurs articulaires pourront commencer à apparaître. Diapositive. À moyen terme, cette ménopause peut avoir aussi un effet sur tous les autres organes, notamment cette fameuse cystite, les infections urinaires à répétition, dont beaucoup de femmes se plaignent à partir de cet âge et qui sont en rapport justement avec ce vieillissement, cette atrophie, cette diminution de la qualité et de l'élasticité des organes tels que la vessie. Diapo. À long terme, l'ostéoporose dont on a parlé tout à l'heure avec ces fameuses fractures pathologiques. Une femme qui fait un faux pas, qui tombe de sa hauteur et qui se fracture quelque chose. Le bras, le fémur et surtout le col du fémur, qui est une fracture qui est très grave. On n'est pas censé se fracturer quelque chose quand on tombe de sa hauteur. Quand on tombe d'une hauteur plus haute, d'une table, d'une chaise ou d'un étage, oui, mais tomber de sa hauteur et se fracturer, ça n'est pas normal. Et ça, c'est justement dû à cette fragilité des os. Diapositive. Toujours à long terme, le cœur aussi pourra être affecté par cette ménopause et donc cette fragilité va commencer à faire apparaître des pathologies telles qu'une hypertension artérielle, surtout si on a des facteurs familiaux ou bien le cholestérol et surtout certains cancers gynécologiques vont commencer à apparaître. Les cancers notamment au niveau de l'endomètre, surtout si la ménopause survient à un âge tardif. Avoir une ménopause précoce, c'est pas bon. Avoir une ménopause au-delà de 50 ans aussi vous expose à certains cancers gynécologiques diapositifs, tels que les cancers au niveau de la muqueuse qu'on appelle l'endomètre. Le cancer du sein, dont on parle beaucoup, surtout au mois d'octobre rose, il concerne les femmes surtout. Ce cancer du sein étant lié à la ménopause, les avis sont controversés. Certains pensent que oui, le cancer du sein est lié à la ménopause, surtout lorsqu'on prend des pilules contraceptives pendant très longtemps, soit qu'on en a pris pendant plus de 10 ans. Mais la réalité, c'est que le rapport qu'il y a entre cancer du sein et ménopause ou cancer du sein et pilules contraceptives, il est d'abord génétique. Vous pouvez faire un cancer du sein si vous avez des antécédents de cancer du sein dans votre famille. Si votre papa, si votre maman, votre grand-mère, votre tante en a eu. Et si vous prenez des pilules contraceptives pendant plus de 10 ans, là, oui, vos chances substantielles de développer un cancer du sein vont augmenter après la période de la ménopause. Pour les autres cancers, tels que le cancer de l'ovaire, du col, du vagin et autres, s'il n'est pas prouvé qu'il y ait un lien entre l'apparition de ces cancers et la ménopause. Donc, le tableau que je viens de vous décrire pour la ménopause est un tableau qui est plutôt sinistre, j'avoue. Cependant, la note positive que j'aimerais apporter à cette ménopause, c'est que la ménopause, c'est aussi une période qui peut être vécue très bien par les femmes. Il y a d'abord beaucoup de femmes qui vivent très bien leur ménopause, qui n'ont aucun symptôme, qui passent du jour au lendemain, elles n'ont plus de règles, sans pour autant passer par toutes les catastrophes ou bien toutes les situations bizarres que je viens de décrire. Pas de bouffée de chaleur, pas de séchage vaginal, pas d'insomnie, pas d'irritabilité, pas de baisse de la libido, au contraire. Et chez certaines femmes, même si c'est pas une majorité, elles ont une très belle vie, elles peuvent avoir une très belle vie après la ménopause. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais surtout qu'on s'appesantisse, pas sur les signes un peu désagréables dont on a parlé tout à l'heure, surtout que tous ces symptômes de ménopause peuvent être pris en charge très efficacement maintenant au XXIe siècle. L'avantage, d'abord à la ménopause, vous avez du temps pour vous.
Fini les maternités. En général, les enfants ont grandi, ils volent de leurs propres ailes, ils ont fait des études supérieures, parfois ils ne sont plus là. Vous n'avez plus à vous préoccuper de la contraception, de votre pilule, oubliez, pas oublier, risque de tomber enceinte, risque de fausse couche et autres. Certaines pathologies qui sont très gênantes chez la femme disparaissent à la ménopause, notamment les fibromes. Or, on sait que 80% des femmes, notamment 80% des femmes noires, ont des fibromes. Donc, quand vous avez des fibromes, à la ménopause, ces fibromes vont soit disparaître, ou en tout cas, les symptômes de ces fibromes vont diminuer. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de saignement, il n'y aura plus d'augmentation du ventre, et ainsi de suite. L'endométriose, qui est une maladie gynécologique très fréquente, caractérisée par des douleurs extrêmement fréquentes et extrêmement intenses durant les règles principalement, cette endométriose disparaît à la ménopause. Même si de temps en temps, il y a certaines lésions endométriosiques qui sont en dehors des organes génitaux qui peuvent évoluer à leur propre compte, mais la plupart des douleurs que vous pouvez avoir pendant vos règles, des saignements et autres liés à l'endométriose vont disparaître. Et enfin, à partir de cette ménopause, beaucoup de femmes vont commencer à pouvoir avoir une sexualité épanouie. Si on n'a plus ces contraintes liées à la contraception, les effets secondaires de la pilule, les effets secondaires des dispositifs intra-utérins, du stérilet, les risques de fausse couche et autres, elles peuvent avoir une vie sexuelle épanouie. Maintenant, si vous souffrez des symptômes dont on a parlé tout à l'heure, notamment les bouffées de chaleur, l'irritabilité, les douleurs et autres, il y a un accompagnement médical qui est possible. Cet accompagnement médical, il est divisé en deux parties. On a d'abord ce fameux traitement hormonal substitutif dont on parle et dont on a peur de temps en temps. On se dit souvent qu'il y a des rumeurs ou des études qui ont montré que ce traitement hormonal peut être à l'origine de survenue de certains cancers, mais c'est pas avéré. Il faudrait simplement faire le point avec son médecin, voir selon ses antécédents, selon les méthodes de contraception qu'on a pu avoir, et avoir des médicaments. Physiologiquement, ce qui explique tous les signes de la ménopause, c'est que le cerveau n'a pas encore compris que les ovaires ne fonctionnent pas. Et donc, le cerveau va continuer à envoyer beaucoup d'hormones, notamment la FSH, une fameuse hormone qu'on appelle la FSH, pour dire aux ovaires de fonctionner. Et c'est cet excès de sécrétion de FSH qui est à l'origine de tous les symptômes. Il faudrait simplement dire ou faire comprendre au cerveau que les ovaires ne fonctionnent plus, augmenter légèrement le taux d'œstradiol, une hormone qu'on appelle œstradiol sécrétée par les ovaires, pour que la sécrétion de FSH diminue. Et lorsqu'elle diminue, tous les symptômes de la ménopause s'arrêtent. Parfois, spontanément, le cerveau, il comprend que finalement, les ovaires ne fonctionnent plus. Il va arrêter de sécréter de la FSH et tous les symptômes de la préménopause vont disparaître, ainsi que la ménopause, et la femme pourra avoir une bonne qualité de vie. Pour ceux qui ont des antécédents génétiques, gynécologiques, familiaux de cancer et qui ont peur de prendre les hormones substitutives, il existe des traitements non hormonaux, qu'on appelle les traitements non hormonaux justement, souvent à base de plantes, notamment du soja, et l'administration de ces plantes, qui est sans risque, va pouvoir aider à réduire justement les symptômes de la ménopause et aider la patiente à avoir une qualité de vie accrue. Et donc, souvent, le médecin il va conseiller simplement à la patiente de boire du lait de soja. Le simple fait de boire beaucoup de lait de soja peut diminuer de manière drastique tous les symptômes liés à la ménopause, que ce soit les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale et autres. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire par rapport à la ménopause, c'est que, certes, c'est une situation qui est très désagréable, qui touche la moitié ou plus de la moitié de la population mondiale et qui mérite d'une prise en charge. La ménopause en elle-même n'est pas une fatalité. La ménopause n'est pas un problème. Ce sont les symptômes liés à la préménopause en général qui posent problème. Et maintenant, au XXIe siècle, les femmes peuvent bénéficier d'un accompagnement médical adéquat pour pouvoir affronter sereinement cette période qui va perdurer plus de la moitié de la vie de la femme. Donc, il n'est pas normal que les femmes continuent encore au XXIe siècle à souffrir de la ménopause, à souffrir des symptômes de la ménopause. Je vous remercie. Si vous avez des questions. On peut applaudir encore bien fort. On a tout appris quelque chose. Le lait de soja, je ne savais pas. Docteur, vu qu'en période de ménopause,
Docteur, si j'ai bien compris, en période de ménopause, il y a un fort risque de prise de poids. Est-ce qu'on en conclut que il faut changer l'alimentation en mangeant plus léger ou réduire la quantité? Qu'est-ce qu'il faut pour échapper à ça? Oui, merci madame. Oui, effectivement, en période de ménopause, comme j'ai dit tout à l'heure, les besoins de l'organisme, l'énergie que l'organisme utilise pour son fonctionnement quotidien change. Parce qu'il n'y a plus tout ce qu'utilisaient les ovaires, l'utérus, le vagin, etc. Donc, si vous mangez, si vous utilisez la même quantité d'aliments, à la ménopause, vous allez prendre entre 3 et 10 kilos par an. Ce qui est beaucoup. N'est-ce pas? Et donc, il faut réduire. Il faut réduire quantitativement, il faut surtout réduire qualitativement. Donc, manger moins gras, manger moins huileux, manger moins sucré, parce que ce sont des aliments qui vont tendance à être accumulés dans le corps sous forme de graisse, et c'est ce qui est à l'origine de la prise de poids. Dans la ménopause, oui, il faudrait adapter votre alimentation, manger plus soft, manger plus léger, manger plus healthy, comme on dit, pour éviter justement cette prise de poids, en plus de l'activité sportive que l'on peut faire aussi pour brûler ce qui est déjà à l'intérieur. Merci, docteur. Docteur, vous avez parlé tout à l'heure, toujours concernant la ménopause, qu'il y a 2 traitements, c'est-à-dire un traitement sur la base d'hormones substitutives et le second, pas d'hormones. C'est quoi l'intérêt ou bien l'intérêt de prendre des hormones substitutives? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un risque à ce niveau-là. Quel est l'intérêt de prendre des hormones substitutives? Merci. Par rapport au second. Oui. C'est là où j'ai pas, voilà. Oui, ce que j'ai dit, c'est que il y a lorsque vous avez ces symptômes, déjà c'est pas une maladie, donc c'est pas quelque chose qu'on va traiter, guérir, donner des antibiotiques et autres. Donc ces symptômes sont dus à un déséquilibre des hormones au niveau du corps. Le cerveau qui sécrète trop et les ovaires qui répondent pas. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut demander au cerveau de sécréter moins et dire aux ovaires qui ne fonctionnent plus d'essayer de sécréter un peu plus, même s'ils sont censés plus sécréter. Et c'est pour ça qu'on donne un traitement hormonal. Le traitement hormonal va servir à rééquilibrer ce déséquilibre qui est à l'origine de tous ces symptômes. On va donner des hormones. C'est comme des pilules, à peu près les mêmes pilules que l'on donne comme contraception, mais avec des dosages différents ou des formes différentes. Soit on le donne en patch qu'on pose sur la peau, ou bien en pommade, ou bien en ovule qu'on met à l'intérieur des parties intimes. Et ça permet de rééquilibrer et donc de faire disparaître ces symptômes. Le traitement hormonal substitutif est plus efficace que le traitement non hormonal, n'est-ce pas? Beaucoup plus efficace. Mais il est lié à un risque de cancer, à condition que vous ayez déjà des antécédents de cancer dans votre famille. Si vous n'avez pas d'antécédents de cancer dans la famille, si votre maman n'en a pas eu, votre tante, votre badienne, etc., vous pouvez prendre autant d'hormones que vous voulez, il n'y a pas de risque de cancer. Le risque d'augmentation de cancer gynécologique en prenant ces hormones-là est de 1 à 2%. Alors que le risque de développer un cancer en fumant, par exemple, est de 15%. Donc, vous voyez un peu la différence. Donc, ce traitement hormonal substitutif permet de réduire ou d'arrêter ou de prendre en charge ces symptômes, d'améliorer la qualité de vie, pouvoir dormir sans beaucoup de chaleur, les insomnies et autres, sans pour autant augmenter le risque d'avoir un cancer. Si malheureusement, pour vous, dans votre famille, il y a des antécédents de cancer chez vous ou chez un membre de votre famille, dans ce cas, on va privilégier le traitement non hormonal, n'est-ce pas? Ce sont des plantes, la phytothérapie que vous allez prendre. J'ai donné l'exemple du soja, notamment du lait de soja, qui a la même constitution que les hormones, sans en avoir des effets secondaires. Et dans ce cas, on va vous demander de boire beaucoup de lait de soja, qui va améliorer la qualité, le taux d'estradiol dans le corps, et donc diminuer les signes de la ménopause. Ok, merci. Et pour une femme qui a dépassé les symptômes, qui n'a plus ces symptômes-là, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire, à part les frottis chaque 2 ans, des choses comme ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un traitement à prendre parce qu'il n'y a plus d'hormones, des trucs comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est préconisé? Lorsque vous dépassez cette phase de périménopause et que vous avez pu gérer bien ou pas, et qu'il n'y a plus de symptômes, et que de manière naturelle, la ménopause s'est installée et que vous n'avez plus de symptômes, il n'y a plus rien à faire. Vous pourrez simplement, comme vous l'avez dit, faire votre surveillance annuelle, un frottis ou une mammographie chaque 2 ans, un check-up chez votre gynécologue 1 fois par an, et c'est tout. Ok, merci docteur. S'il vous plaît, docteur, félicitations pour cette présentation, merci. J'avais une question. Pendant combien de temps les bouffées de chaleur peuvent durer? Quelle est la durée maximale des bouffées de chaleur?
S'il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui en ont. Mais pour celles qui en ont, pendant combien de temps ça peut durer? 5 ans, 10 ans, plus de 10 ans? C'est la question. Merci pour votre question, madame. C'est très important, justement. Nous-mêmes, médecins, nous ne sommes pas encore d'accord sur la réponse à cette question. Normalement, ces bouffées de chaleur sont censées durer 3, 4, 5 ans maximum. Mais on a vu des personnes qui ont eu ces bouffées de chaleur-là pendant 15 ans, 20 ans. Et qui n'ont jamais disparu en réalité. N'est-ce pas? Malgré certains traitements qu'ils ont pu recevoir. À chaque fois qu'elles reçoivent le traitement hormonal substitutif, les bouffées de chaleur disparaissent. Mais lorsqu'elles arrêtent le traitement, ils reviennent. Donc, il n'y a pas vraiment de consensus pour ça. Théoriquement, c'est entre 2 et 5 ans, mais en pratique, on sait que ça peut durer beaucoup plus longtemps parfois. Thank you, doctor. I have a friend. She became menopausal at the age of 38 and thought she was fully in menopause at the age of 42 and was just enjoying herself. At the age of 44, she just found that she was pregnant. So wahala come. Because she thought she was free. She was done. Then she got pregnant. Initially, she thought it was the same menopausal wahala, this and that. But then the thing started growing. She had to go to the hospital and they said she was pregnant. And the husband said, okay. Pregnant after how many years of menopause? What could be responsible for that? It is possible to take pregnancy when you are in perimenopause, not menopause. When you are in perimenopause, it's possible to take pregnancy. The chances or the risk to take pregnancy is very low, less than 1%, just unless. Another explication is that perhaps the diagnostic of menopause she received was a wrong diagnostic, because there is many other diseases who can give symptoms like menopause, but who are not menopause. It's possible. So if you say you are menopause and you take pregnancy 5 years after, it can be a big problem. Merci docteur, merci encore, c'est très instructif. Je voudrais juste revenir sur merci, très instructif. Je voudrais juste revenir sur un point, c'est le lait de soja dont vous avez parlé et franchement, je ne savais pas. Peut-être nous préciser sur quelle doit être la quantité, parce que on fait beaucoup d'automédication ici et je risque de dire à une amie, le docteur avait dit qu'il faut prendre peut-être du lait de soja pour éliminer au maximum les symptômes. Donc, à quelle fréquence peut-être il faut le boire, ou est-ce qu'il faut une prescription du médecin? Comment le boire pour éviter tout excès et nuisible? Vous comprenez? Oui. Oui, par rapport au lait de Docteur, soja. avant que vous ne répondiez, parce que ma question c'était un peu dans la même lancée, est-ce qu'il y a un soja en particulier qu'il faut prendre? Est-ce qu'il y a un lait de soja en particulier qu'il faut prendre? Oui, le lait de soja, lorsqu'on le regarde au microscope, ou bien biochimiquement parlant, a la même constitution que ce qu'on appelle l'œstradiol. L'œstradiol, qui est l'hormone responsable du cycle menstruel. Et on sait que dans la ménopause, biologiquement parlant, la ménopause est caractérisée par une chute, voire une disparition du taux d'œstradiol dans le corps. Et c'est cette disparition du taux d'œstradiol qui va faire que le cerveau va sécréter beaucoup de FSH, et c'est ça qui donne tous les symptômes. Et donc, le traitement hormonal substitutif, il va consister à vous donner de l'œstradiol en comprimé, notamment dans les pilules. Et le lait de soja, qui est du soja naturel, lorsque vous en prenez, c'est comme si vous aviez pris votre pilule contraceptive, sans en avoir des effets secondaires. La quantité, c'est juste de prendre 1 à 2 verres de lait de soja par jour. De la même manière que vous prendriez du lait pour le petit déjeuner, si vous prenez 1 à 2 verres de lait de soja par jour, c'est largement suffisant pour faire baisser de plus de 80% les symptômes liés à la ménopause, notamment les bouffées de chaleur, l'irritabilité, la sécheresse vaginale et autres. Il n'y a pas d'excès. Il n'y a pas d'excès possible. Cependant, certaines femmes ont du mal à supporter le lait de soja. La digestion est un peu plus difficile, un peu plus lourde, certainement celles qui ont un peu certains problèmes digestifs, ou bien qui trouvent le goût un peu pas top, n'est-ce pas?
Mais le lait de soja est un excellent substitutif que l'on peut prendre pendant la ménopause et ça arrive à traiter très efficacement les symptômes de la ménopause sans avoir les effets secondaires des hormones, justement. Bonsoir, docteur. Je vais encore rester sur le même sujet du lait de soja, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui sont intolérantes au lactose se rabattent d'habitude au lait d'amande ou au lait de soja. Maintenant, si ces personnes ne sont pas en préménopause ou elles sont toujours dans des projets de conception, est-ce que le lait de soja deviendrait une contre-indication? Excellente question. Oui, le lait de soja peut être pris même par les personnes qui ont une intolérance au lactose. C'est d'ailleurs le médicament que l'on propose en substitution pour les femmes qui ont une intolérance au lactose pour éviter les troubles digestifs liés à ça. Prendre du lait de soja en période gynécologique quand on n'est pas en ménopause n'a pas d'effet secondaire. Comme on a dit tout à l'heure, la nature étant bien faite, le lait de soja, si vous le prenez, ménopausé ou pas ménopausé, ça n'a pas d'impact sur votre cycle menstruel. Donc, ça ne va vraiment pas dérégler vos règles. Ça ne sera pas une méthode de contraception, par exemple, comme le ferait une pilule contraceptive. Donc, ce lait de soja peut avoir tous les avantages liés à la prise en charge de la ménopause sans les inconvénients d'une pilule contraceptive. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Ma préoccupation, je voudrais savoir s'il y a des moyens ou des remèdes contre l'ostéoporose. J'ai très mal entendu, désolé. Des remèdes contre l'ostéoporose. Je n'ai pas du tout entendu. Elle demande s'il y a des remèdes contre l'ostéoporose. Ah oui, l'ostéoporose, excusez-moi. L'ostéoporose, c'est une fragilisation des os. On l'a vu tout à l'heure dans les diapositives, les os en proie à une ostéoporose, comme ils sont fragiles. Oui, il y a un remède. Pour éviter l'ostéoporose, de manière préventive, il faut prendre du calcium. Donc, à partir de la ménopause ou de la préménopause, il faut prendre une supplémentation en calcium. Calcium que l'on trouve dans le lait, mais dans le lait naturel et les produits laitiers, le lait, le fromage et autres. Donc, c'est une supplémentation en calcium, soit dans les aliments naturels ou du calcium en médicaments, peut aider beaucoup à lutter contre l'ostéoporose. Bonjour docteur, nous vous remercions pour la qualité de cette présentation. Alors moi, ma question, elle tourne autour de la préménopause, disons la ménopause précoce. Vous avez tout à l'heure abordé les causes cliniques, entre guillemets. Maintenant, j'aimerais savoir s'il y a, à côté des causes socio-professionnelles liées au stress, à l'environnement familial, etc. Je vous remercie. Merci, madame. Excusez-moi. Aussi, est-ce que c'est lié au fait qu'une femme se marie tardivement ou pas? Parce que on entend souvent ce genre de remarques. Alors, est-ce que c'est avéré cliniquement ou pas? Je vous remercie. Merci, madame. Pour la ménopause précoce, d'abord, on n'en connaît pas la cause. Je l'ai dit tout à l'heure, personnellement, dans ma pratique quotidienne, on a des patientes qui ont eu la ménopause à 25, ce qui est catastrophique. D'accord. C'est dans le cadre de l'exploration de troubles des règles, une personne qui n'a pas eu ses règles depuis 3, 4, 5 mois, qui venait certainement se disant peut-être qu'elle a un kyste de l'ovaire, pof, on voit que c'est une ménopause. On ne connaît pas la cause. Les seules situations de ménopause précoce que l'on connaît, c'est les causes médicales de ménopause précoce. Lorsqu'on vous a opéré, par exemple, vous avez 30 ans, on vous opère pour un cancer de l'ovaire, on vous enlève vos ovaires. Quand on vous enlève vos 2 ovaires, vous allez tomber en ménopause, c'est normal. On vous prévient même avant de le faire. Ou bien, si vous avez eu, par exemple, une tuberculose ovarienne, ça arrive de temps en temps. Là, tout le monde pense que la tuberculose ne concerne que les poumons, mais en réalité, la tuberculose peut concerner tous les organes du corps. Le poumon, les os, la peau, l'estomac, le cerveau, même le col utérus, bref. Ou bien, lorsque on a subi des irradiations, dans le cadre de la prise en charge d'un autre cancer. Un cancer de la moelle, un cancer du sang, etc. On a fait de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Ces radiations ont détruit un peu les ovaires et on se retrouve en ménopause précoce. Mais ça, c'est des situations que l'on connaît et on prévient la patiente. Mais une jeune fille qui n'a aucun symptôme, qui se retrouve du jour au lendemain à avoir une ménopause, on ne connaît pas la cause. 25 ans, c'est vrai que c'est des cas assez rares. En général, cette ménopause précoce survient vers 35, 40 ans. Lorsque vous avez votre ménopause avant 40 ans, c'est une ménopause précoce. Parce que la ménopause est censée survenir après 40 ans, minimum 40, 45 ans. C'est le minimum pour parler de ménopause. Et même la préménopause, les troubles du cycle. Si vous en avez avant 40 ans,
c'est une ménopause précoce. On ne connaît pas la cause. Et la survenue de la ménopause n'est pas liée à l'âge du mariage. Quand vous vous mariez précocement, vous mariez tardivement, il n'y a pas de cause. L'âge de la ménopause même, ménopause normale même, n'est lié à rien. Le seul paramètre qui permet de prédire à quel âge vous allez ménopauser, c'est un paramètre génétique, c'est l'âge de la ménopause de votre mère. Habituellement, vous avez la ménopause au même âge que votre maman a eu sa propre ménopause. Même si on a vu des cas où certains ont une ménopause précoce alors que leur maman n'avait pas de ménopause précoce. Donc vraiment, il n'y a pas de norme par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Docteur Jour. Ah, excusez-moi, désolé. Good evening, Doctor. Thank you for the well presentation. I just wanted to ask, like in the case of, if you have thyroid, soya beans is not good for you to intake. So what other like type of milk or hormonal, what type of maybe milk other than the soya milk can you use for a hormonal treatment without using the medications? That was my question. Thank you. Thank you, madam. When you have thyroid, yes, the thyroid is a pathology who can make troubles on your menstrual cycle, it's possible. When you are up thyroid or low thyroid. Hypothyroid. If you have hypothyroid, you are obliged to take medicine. There is no natural food like soja who can increase the secretion of thyroid like soja make it for the menopause. And for my connaissance, it's not possible. I don't know. Sorry, maybe I might say it wrongly. I'm like, okay, if you have thyroid, soya beans is not good for you to intake. So in the case of you are going through pre-menopause and you're looking for another supplement other than using the soya bean, what other type of milk or other type of hormonal milk you can drink minus the medication? If you have thyroid and you are in perimenopause, yes, you can take soja milk for the menopause, but not for the thyroid. Exactly. Not for, yes. I don't know if it is some drugs, some foods who can increase the secretion of thyroid. Honestly, I don't know. Okay. Thank you. Thank you. Il y a d'autres questions pour le docteur Jour? Non, il n'y en a plus. Ben, comme je vous le disais, c'était la session qu'on attendait toutes. Il y a eu tellement de questions. Merci beaucoup, docteur Jour. Merci. C'est toujours un plaisir de vous suivre sur les réseaux sociaux. On en apprend tous les jours. Merci. Et on va pas vous laisser partir comme ça. Je vais demander peut-être à Dame Gladys de venir remettre son trophée au docteur Job. Les hôtesses, s'il vous plaît, si vous pouvez ramener les trophées. Sous vos applaudissements encore, s'il vous plaît. Docteur Job, Madame Gladys.
On va demander à nos panélistes de tout à l'heure. On peut remettre la boîte au docteur Diop, s'il vous plaît. On va demander aux panélistes de tout à l'heure, Madame Awa Pananjai, Madame Aminata Fall Dramé, on va demander à un membre du comité, Mrs. President, can we ask someone to please? All right. Madame Awa Penda. Aminata Fall Dramé. Madame Awa Penda. S'il vous plaît. Faut le regarder, quoi. Mrs. Essie, we need you. We need you for Mrs. Rosemond. Yes. Mrs. Maria Diop, et je vais demander à Monsieur Ben Ousmane Ba de venir lui remettre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame Maria Diop. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, parce que ça, c'est le comité. Elles ont travaillé 24 heures sur 24 ces dernières semaines. On applaudit encore bien fort. Jërëjëf Mariama for the hard work. Thank you very much. Boo ñibbee Gambie nga nuyul ñu waa Gambie. Mrs. Caroline, et on va demander à Monsieur Babacar Diop de venir lui remettre.
Monsieur Babacar Diop. Il est fort. Qui peut remplacer Monsieur Babacar Diop pour remettre à Madame Caroline? Il est sorti. Madame la vice-présidente. On va demander au président Mohamed J de venir remettre à Madame Doriane son prix. Congratulations. Madame la vice-présidente, Ndeye Fatou, on applaudit bien fort et je vais demander à Monsieur Saly J de venir lui remettre, s'il vous plaît. On applaudit bien, 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 bien fort, s'il vous plaît. Bien, bien, bien fort. Et je vais garder la vice-présidente, je la garde et je vais lui demander de remettre celui de Madame Essi à Madame Essi. Madame Essi? On applaudit bien fort la présidente et la vice-présidente. Salut, on vous demande de revenir, Monsieur J. On vous demande de revenir. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On applaudit encore bien, 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 bien fort. Mrs. Béatrice Mbouch. Madame Doriane, vous pouvez venir pour lui remettre, s'il vous plaît, le trophée. On applaudit encore bien fort. And Mrs. Kemi Obakemi, FCTI, please, for the highlights of this day before we say goodbye. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Elle va nous faire un round-up de tout ce qui a été dit cette journée, rapidement, avant qu'on ne puisse se dire au revoir. Yeah, good evening, everyone. All protocols duly observed. There is no time to waste. This, the rapporteur's report for the third conference of the Society of Women in Taxation, West Africa, Sweet West Africa. The theme of this conference is Taxation and Economic Sovereignty in West Africa,
Strengthening Fiscal Autonomy for Inclusive Growth. The date is 23rd and 24th March 2026, and the venue is the Palm Beach Resort Hotel, Saly, Mbo, Senegal. The repertoire team was led by me, Madam Oluwakemi Obakemi FCTI, a member of Sweet Nigeria, supported by Madam Hawa Sengere, an ESCO member of Sweet Gambia, and Madam Kadi Sek, a member of Sweet Senegal. On Monday, the 23rd of March 2026, we had an African night event, which was opened with individual silent prayers. Dr. Abiola Ademola FCTI read the overview of Sweet West Africa, while the opening remarks was delivered by the Sweet Chairperson, Sweet West Africa, Madam Sam Esi Duma. The ceremony was graced by participants from members of countries such as Ghana, Nigeria, Benin, Niger, Togo, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, and the host country, Senegal. Vote of thanks was delivered by the National Vice Chairperson of Sweet West Africa, Nde Fatou Sise. The purpose was for interaction and familiarization, and it was indeed a successful outing. Today, Tuesday, 24th March 2026, we have our opening ceremony. The event was anchored by Madam Memunat Dembele. The opening ceremony, we had invitation of dignitaries for the opening ceremony. We had the regional chairperson, the president of Wauti, the special guest of honor, Madam Jumoke Simplis, Ms. Lucy Kondu Undone, director of Crédit Senegal, on the podium, while the opening prayers was made by Wurin Ohaini. Addresses and goodwill messages. We had a welcome address by the Sweet West African Vice President, Ms. Ndeye Fatusise, and the opening address by Ms. Esti Duma Sam, National Chairperson, Sweet West Africa. In her speech, she said the conference is aimed to provide a strategic platform for professional development, policy dialogue, and leadership engagement, particularly in advancing inclusive growth and gender-responsive participation within the West African women's economic ecosystem. She emphasized that women are encouraged to engage actively, sharing experiences and contribute ideas that can shape more inclusive and effective fiscal policies. And she also gave a remark that when women are empowered to participate in economic life, the economy grows stronger and the society becomes more equitable, and our nations move closer to true economic sovereignty. We had an address by the guest of honor, Ms. Dame Gladys Olajumoke Simplis, FCTI. She's the past president of the Chartered Institute of Taxation of Nigeria. She commended the conference team as both timely and relevant, emphasizing the foundational role of women in societal development. She underscored that investment in women's education yields far-reaching benefits, noting that an educated woman positively impacts her community, future generations, and national development. Women are described as inherently resourceful, innovative, and driven, with strong entrepreneurial potentials that should be supported through deliberate policy and institutional frameworks. Finally, she emphasized the need for stakeholders' engagement, which was highlighted, encouraging the use of inclusive communication approaches, like our local languages, to reach a broader audience of women. The speaker also advocated for strengthened cross-country collaboration and mutual support system to enhance women's participation and representation, particularly in political leadership and governance. Opening speech and address was given by the director of Crédit Senegal, Ms. Lucienne Kodu Undioni.
Goodwill messages from President of Tax Association. We had a goodwill from President of Benin, Mr. Ulrich Bapo Abefi, President of Senegal, Mr. Mohamed Dieye. We have from the President of Ghana, Ms. Ernestina C. Appiah, FCTI, CITG. The speaker noted that the conference team presents a direct challenge to leadership, particularly in shaping the fiscal future of nations. She further reflected on her position as the first female president of the Chartered Institute of Ghana, of Taxation of Ghana, describing it as a significant milestone and a testament to the growing opportunities available for women in leadership. In conclusion, she emphasized that the responsibility for shaping the future lies with the present generation, urging participants to take deliberate action in the present to drive sustainable progress. We have an address by the chief host of Wahuti, Mr. Samuel Agbeluyi, MNI FCTI, the president of Wahuti. He expressed sincere appreciation to past leaders and distinguished dignitaries for their contributions to the advancements of the profession and the success of the conference. He also encouraged women in taxation to remain confident and resolute, noting that they possess the capacity to excel in all spheres of life. He expressed his gratitude for the opportunity to participate in the conference and concluded by urging women to aspire to leadership roles and to sustain their presence in such position, thereby contributing meaningfully to the institutional and national development. We had an address by Mr. Jane Cohn, the DG of Taxes and Domains, Senegal, represented by Ms. Jabi. We have another address by the special guest of honor, the Minister of Justice, represented by Madam Chakam. Afterward, we had presentation of plaques and group photographs. The next item on the agenda was the plenary sections. We had a lead paper presentation, which was presented by Ms. Rosemond Ako Asante, FCIT, the tax and trade consultant and vice chairperson, Ghana. She led on the topic, which says women, tax policy and economic sovereignty in West Africa. Harmonizing gender equality and fiscal responsibility. In the conclusion of her paper, she highlighted the challenges and the success stories and laudable frameworks. And she recommended the following: engagement and sensitization by government and tax administrators, increased gender-targeted taxpayers awareness campaigns. She encouraged the formation of women's network in tax administration to strengthen the position of women in tax organization. And she concluded by saying gender equality is more than a goal, and no country can truly flourish if it stifles the potential of its women. Afterward, we went for lunch break. Then we came back for technical section, the first technical section on the topic, assessing the involvement of women in the economic sovereignty in West Africa. It was moderated by Mariam Ghana Tihan. The panelists were Ms. Diariyatu Aidara Kamara and Justice Margaret K. Wellborn. In a remark, the justice highlighted that woman is business-oriented. The cause woman can revolutionize the economic sector. She also emphasized the fact that for the past 3 years, SWEET has constantly been educating the women, the purpose of which is to empower the marginalized women. We now went to the question and answer section, and then we move on to the technical section, part 2,
with the topic Strengthening Women's Role in Fiscal Governance. The GET project manager, Benin. The moderator was Madam Umi Awa Penda Ndiaye. The discussants were Madam Amina Tufal Drem and Ms. Shokina Fatu Sisi. In a report, in a speech, she emphasized the strength that we should strengthen women's role in physical, and there is a need in physical responsibility, and there is a need to support women-led financial initiatives. We need to advocate for financial policies, and she recommended the following. We need to increase women representation in budget planning committees. We need to provide financial literacy training for women leaders, implement gender-responsive budgeting, and government should also adopt introducing a gender-responsive public procurement policy. Then we went to the question and answer section. Finally, during this event, we had the health section with the topic premenopause, menopause, and postmenopause. The presenter was Dr. Abdoulaye Diop. He's a gynecologist and obstetrician in Senegal. He presented his papers, and afterwards we went to the questions and answer section. Then we went ahead to the closing ceremony, which featured the presentation of awards and acknowledgement of the regional committee members and appreciation. Thank you. Thank you. This is the report from the rapporteur team for the 2026 Sweet West African Conference. Thank you for the privilege. Thank you. Thank you very much, Mrs. Kemi. Thank you. Thank you very much. As we come to the end of this amazing conference, I wish to sincerely thank each and every one of you for your presence, your contributions, and the spirit of collaboration you have brought. We wish you all a safe journey back and continued success. To conclude our program, I now invite Madame Doriane Onkunu to deliver the closing remarks and lead us in prayers for closure. Doriane? Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame la représentante du ministre de la Justice, Monsieur le Président du WAUTI, Madame la Présidente du Sud West Africa, Monsieur le Président de l'ONES, Monsieur le Président de la section fiscale de l'ONES, Monsieur les Présidents, chers consoeurs, chers confrères, chers participants, rebonsoir. Au thème de ces deux journées riches en échanges, réflexions et partage d'expertise au sein de ce superbe cadre de Saly, il m'est particulièrement agréable de prendre la parole pour clore cette troisième conférence internationale fiscale du groupement des femmes fiscalistes de l'Afrique de l'Ouest. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers chacun et chacune d'entre vous pour votre présence remarquable et votre engagement constant. Nous avons exploré vaillamment notre thème central qui est femmes, politique fiscale et souveraineté économique en Afrique de l'Ouest, harmoniser l'égalité du genre et la responsabilité fiscale. Celui-ci a mis en évidence une réalité essentielle. Aucune politique fiscale durable ne peut pleinement réussir sans la participation active, éclairée et engagée des femmes. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des délégations venues honorer cette conférence de leur présence, notamment celle du Sénégal, le pays d'hôte, le Bénin, la Gambie, le Ghana, le Nigeria, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Libéria, ainsi que les autres pays frères représentés ici.
Votre participation illustre de la vitalité de la coopération fiscale régionale et notre, et notre volonté de bâtir des systèmes fiscaux performants et plus inclusifs pour les femmes. Je voudrais également remercier les sponsors, la DGID, IPB, ARCEP, Sénégal Découverte Touristique et tous les autres sponsors. Ensemble, nous avons partagé des connaissances, débattu des défis actuels et exploré des perspectives porteuses d'avenir. Au-delà de nos différents échanges, cette conférence aura grandement permis de consolider des liens professionnels, de faire émerger des idées novatrices et de tracer des perspectives concrètes pour une fiscalité inclusive. Nous repartons enrichis, non seulement sur le plan intellectuel, mais également renforcés par un esprit de solidarité, avec la ferme conviction que chaque action menée en faveur de l'égalité du genre dans la fiscalité constitue une avancée envers une souveraineté économique renforcée pour nos nations. Femmes fiscalistes, je nous encourage à continuer à briser les barrières, à défendre l'équité et à poursuivre l'excellence professionnelle. Que les liens tissés ici nous fortifient et que l'esprit de cette conférence nous inspire à aller de l'avant avec courage et détermination. Sur ces mots d'espoir, je déclare officiellement clos les travaux de la 3e conférence internationale fiscale du groupement des femmes fiscalistes de l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous souhaite un excellent retour dans vos pays respectifs. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Dorian, merci. Merci à toutes, merci à tous. Thank you. The photographer wants to take a big family photo. He's walking out and he's asking everyone to come out pour la grande photo sur les marches. Donc, il demande à tout le monde de venir sur les marches pour la photo de famille. Merci à toutes et à tous pour vos contributions.